Voyons comment lancer Microsoft Office Excel. Vous avez plusieurs possibilités. La première est donc de venir sur le bureau à ce niveau et de venir vérifier est-ce qu'il y a le raccourci du logiciel. S'il y en a un, vous cliquez sur le raccourci. Vous pouvez faire un double clic ou encore vous faites un clic droit et vous avez ici ouvrir. C'est la première possibilité. Ou encore, vous pouvez vous rendre dans votre barre des tâches. Vous arrivez à ce niveau, vous vérifiez bien si vous avez le logiciel Excel ici. Vous faites donc un clic droit et vous cliquez tout simplement sur Excel. Ou encore, vous faites un clic, tout simplement. Alors, la meilleure possibilité encore qui répond à tous les systèmes d'exploitation, d'ailleurs, que vous avez, vous pouvez donc venir ici au niveau démarrer, qui aura une certaine différence peut-être. Alors, vous tapez tout simplement Excel. Vous tapez Excel et là, vous avez l'application qui apparaît. Alors, on clique uniquement sur l'application que nous avons ici. Nous pouvons ouvrir là. Nous attendons et on arrive sur Excel. L'application par défaut. Nous avons donc l'accueil. Vous pouvez voir ici avec moi. Nous avons donc nouveau classeur. Des classeurs. Nous pouvons voir les différents modèles qui existent sur Excel. Vous avez aussi les fichiers qui ont été ouverts récemment que vous pouvez voir à ce niveau, mais aussi vous avez donc les fichiers qui ont été épinglés. Alors vous pouvez faire un travail et vous voulez que votre fichier puisse être épinglé à tout moment, vous pouvez le retrouver et c'est ici qu'ils apparaissent. Voyons voir comment ouvrir un nouveau fichier et l'enregistrer sur Microsoft Office Excel. Après avoir ouvert votre logiciel, vous arrivez ici au menu Accueil. Vous pouvez le faire de deux façons sur le logiciel. La première est donc de cliquer ici sur Nouveau classeur. Nous allons cliquer sur Nouveau classeur. Ou la deuxième est de venir ici à nouveau et vous cliquez sur Nouveau classeur. Donc l'une ou l'autre, elle est valide. Alors ici, à ce niveau, vous avez des classeurs définis par défaut par Office lui-même. Donc vous pouvez choisir un classeur selon vos données, selon ce que vous voulez établir. C'est totalement gratuit, c'est libre. Ce sont des modèles que vous pouvez utiliser ou réutiliser. Mais si vous voulez créer un nouveau projet, un nouveau travail, vous venez donc sur Nouveau classeur. Donc on va cliquer, on va faire un double clic sur Nouveau classeur et on arrive sur le classeur. Alors le premier aspect qu'il y a à savoir, c'est que le classeur qu'on ouvre par défaut a pour nom classeur 1. C'est le premier classeur que vous avez ouvert. Et donc on va l'enregistrer et le renommer. Vous pouvez le faire de deux façons. La première, c'est soit d'utiliser la touche CTRL-S pour enregistrer votre fichier, ou soit de venir ici au niveau de votre barre d'accès rapide qui n'est pas encore personnalisée. Donc, on va venir ici, on va ajouter le bouton enregistrer. Le bouton enregistrer s'affiche ici. Donc, on peut cliquer ici. Vous pouvez lire avec moi enregistrer ou CTRL-S. Donc, on clique. Et bien évidemment, on doit renommer le classeur. Donc, on peut prendre, par exemple, pour nom, au lieu de classeur 1, on va écrire classeur Excel. Classeur Excel. Regardez, classeur Excel, ici, nous avons .xlsx. Alors, xlsx est juste l'extension par défaut de logiciel Excel. Donc, de tous les fichiers qui sont édités en Excel, là, ont pour extension par défaut cette extension-là. Si vous voulez modifier les autres extensions, vous pouvez venir ici, vous faites tout simplement un clic et vous avez dans cette liste-là toutes les extensions possibles que vous pouvez choisir. Donc, pour notre part, on laisse l'extension par défaut. On vient choisir l'emplacement du fichier. Alors, si vous êtes connecté à un compte, bien sûr, il va enregistrer votre fichier sur le cloud ou vous pouvez donc venir à ce niveau et soit venir le mettre sur le bureau et faire enregistrer. Après avoir enregistré, on se rend compte qu'ici, le nom du classeur a changé. Donc, classeur Excel qui était auparavant classeur 1. Alors là, on peut quitter notre programme et le classeur est enregistré. Au niveau du bureau ici, on voit que classeur Excel apparaît ici, à ce niveau. Alors, la deuxième possibilité que vous avez, c'est de créer directement un classeur dans le répertoire que vous voulez que votre fichier soit stocké. Comment ça se fait? Supposons que notre fichier veut rester sur le bureau. Ce que nous allons faire, on va donc faire un clic droit. On va venir ici à nouveau. Vous avez feuille de calcul Microsoft Excel. Vous cliquez une fois. Et donc, on peut renommer la feuille directement. On va l'appeler.
Donc Excel classeur. On l'appelle Excel classeur. On valide avec la touche entrée. Et là, on voit que le fichier a été créé directement dans un répertoire. Alors, ça peut être le bureau, ça peut être dans un dossier, ça fonctionne parfaitement. Alors, cette fois-ci, ce qu'on fait, on vient juste sur le classeur, on fait un double-clic et on voit que finalement, nous sommes sur Microsoft Office Excel et que notre classeur a été déjà inséré. L'interface utilisateur du logiciel Excel est divisée en 4 parties. Donc, à savoir, nous avons la barre des titres, nous avons la barre des onglets, et nous avons l'interface sur laquelle nous saisissons, donc la zone de travail. Nous avons donc la barre de tâches. Il se présente sous forme de quadrillage. Un quadrillage, donc nous avons un tableau. Alors, rappelons donc un tableau, c'est un espace à 2 dimensions, une dimension donc verticale et une dimension horizontale. Donc l'intersection entre la dimension horizontale et la dimension verticale donne ce que nous appelons des cellules. Et nous allons travailler donc sur les cellules en Microsoft Office Excel. Rappelons donc que nous avons parlé tout à l'heure de classeurs. À part des classeurs, nous avons ce que nous appelons des feuilles. Les feuilles, c'est cet espace que nous avons ici. Alors, l'entité le supérieur en Microsoft Office Excel, c'est donc le classeur. Après les classeurs viennent donc les feuilles de calcul. Nous pouvons en avoir plusieurs. Et après la feuille, donc, viennent les cellules. Vous pouvez vous déplacer d'une cellule à une autre en cliquant tout simplement ici. Voilà, vous vous déplacez avec votre clic, vous vous déplacez d'une cellule à une autre. Vous avez à ce niveau des barres d'outils d'accès rapide qui vous permet donc de personnaliser votre barre d'accès d'outils rapide. Vous pouvez donc créer le bouton enregistrer par exemple, le bouton ouvrir, le bouton nouveau, le bouton ordre croissant, rétablir, ça dépend. Vous avez aussi donc le classeur Excel ici, le nom du classeur suivi donc du logiciel Excel. Vous avez votre compte si vous êtes connecté au compte. Vous avez cette option d'affichage du ruban. D'accord? Si vous cliquez là-dessus, vous avez donc masqué automatiquement votre ruban. Vous avez affiché les onglets. Encore afficher les onglets et commandes. Vous avez le bouton réduire ici, agrandir ici, agrandir ou passer au niveau inférieur et le bouton fermer. La notion des onglets sur Microsoft Office Excel est similaire à celle sur Word ou sur PowerPoint, à la différence que Excel dispose de ces onglets qui lui sont personnels. Alors, vous avez l'onglet Accueil ici, qui est le premier onglet, où vous avez les différents éléments, les différents groupes. Nous avons le presse-papier, police, alignement, nombre, style, cellule, édition. Mais aussi, vous pouvez encore compléter, par exemple, ici, j'ai un nouveau groupe ici, Money in Excel. Donc, vous avez l'onglet Insertion qui vous permet d'insérer des éléments où vous trouverez donc des tableaux, vous trouverez des graphiques, vous trouverez donc des présentations, des graphiques de Sparkline, des filtres et des liens. Donc, tout ça dans le but d'insérer des éléments, ça peut être des illustrations, ça peut être des compléments, ça peut être des graphiques, tout ce qui s'agit de l'insertion sur Excel. Vous avez la mise en page. Alors la mise en page est divisée de base en 5 groupes qui sont les thèmes, les mises en page, la mise à échelle, option de feuille de calcul et l'organisation. Ceci dans le but donc de mettre en valeur les éléments qui se trouvent sur votre feuille de calcul, de changer l'orientation, de changer la taille, les zones d'impression, de vérifier tout sur votre feuille de calcul avant de l'exporter, donc avant de l'imprimer par exemple, de vérifier la hauteur, la largeur. Donc cet onglet nous servira de beaucoup dans ce sens. On passe alors dans l'onglet Formule où vous avez les bibliothèques de fonctions qui regroupent donc toutes les fonctions définies sur Microsoft Office Excel, à savoir qu'il en existe plus de 439 de nos jours. Et vous avez donc la possibilité de les voir repartis dans les groupes par rapport à vos utilisations diverses. Vous avez ici toutes les fonctions. Alors nous avons ici le groupe non défini, nous gérons donc les noms sur le classeur. Alors le nom ici, ça va être le nom des cellules ou le nom des plages des cellules. Alors vous avez donc la vérification des formules qui nous permettra tout au long de notre formation de vérifier les formules que nous aurons à inscrire, de voir est-ce que nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de redondance, par exemple des cellules qui se répètent. Et nous avons donc des cellules espions. Nous avons donc après le calcul.
vous avez l'onglet données ici, qui regroupe donc toutes les données. Ça peut être des outils de données, des prévisions, de faire des plans, des filtres, des requêtes sur la connexion, de récupérer et pourquoi pas de transformer des documents. Des documents, donc des données. Nous avons donc la révision qui nous permet de réviser notre feuille de calcul, de voir est-ce que nous n'avons pas fait d'erreurs. Ça peut être donc des erreurs d'orthographe ou encore de vérifier un peu les statistiques, de protéger les feuilles, d'autoriser les modifications de plage. Tout ce qu'il y a à savoir en fait des droits sur les feuilles et classeurs. Vous avez donc l'onglet affichage qui vous permet donc de changer l'affichage par défaut de cette zone-là qui n'est pas délimitée. Vous avez donc la possibilité de le mettre par exemple en mise en page ou encore de personnaliser votre affichage. Et vous avez donc l'onglet développeur qui n'est pas activé par défaut ici, mais qui vous permet de faire des macros, donc repartis en 4 groupes qui sont donc les codes, les compléments, les contrôles et les XML. Vous avez aussi aide ici pour faire vos aides disponibles sur Office 2019. De laisser un commentaire, de demander de l'aide que vous utiliserez d'ailleurs. Et ensuite, vous avez Power Pivot qui est un complément à Excel. Ceci vient lorsqu'on installe la version professionnelle de Microsoft Office. Donc, il est apparu à partir de 2013 et est disponible dans 2013, 2016 et 2019. En dessous de nos onglets ici, nous avons la barre de formule que vous pouvez retrouver ici. Alors, la barre de formule, c'est cette barre-là dans laquelle nous saisissons, nous visualisons nos données que nous avons saisies dans une cellule. Et nous avons la possibilité aussi de les saisir directement ici ou encore de les saisir dans les cellules. Donc, si vous cliquez une cellule et que vous activez la barre, toutes les données que vous allez mettre ici vont suivre directement dans votre cellule. Ou encore, si vous activez la cellule et que vous écrivez dans la cellule, toutes les données que vous allez saisir dans la cellule se retrouveraient automatiquement dans votre barre de cellule. Donc, on peut dire que la barre de formule et la cellule sont liées. D'accord? Donc, ce qui se trouve ici se trouve automatiquement dans la cellule qui est active et ainsi de suite. À part cela, vous avez ici la zone nom. Alors, la zone nom ici, c'est la zone tout simplement où se trouve le nom de la cellule. Cette zone-là nous permettra de modifier le nom de la cellule, de rechercher des cellules ou encore de pouvoir les modifier. Nous allons passer donc à la zone de saisie proprement dite, où nous avons parlé de quadrillage. Alors, en ligne ici, nous avons des chiffres. Vous pouvez voir 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc, les lignes en Excel sont représentées par des chiffres. Et les colonnes en Microsoft Office Excel sont représentées donc par des lettres qui s'étendent donc de A jusqu'à XFD. Pour le voir, c'est simple, vous faites un contrôle, touche de direction vers la droite et vous allez voir ici jusqu'à XFD. Donc on peut retourner tout simplement et ensuite vous avez donc le nombre de lignes. Pour voir le nombre de lignes, nous allons voir dans contrôle vers le bas 1 48 576. Donc c'est le nombre de lignes que nous avons sur une feuille par défaut en Microsoft Office Excel. Rappelons donc que nous avons des classeurs en Excel et après des classeurs, nous avons donc des feuilles de calcul. Pour retrouver les feuilles de calcul présentes dans notre classeur, on vient tout simplement à ce niveau. Et vous avez par défaut, avec la version 2019, une feuille et nommée feuille 1. Alors, vous pouvez ajouter le nombre de feuilles que vous voulez. Si vous voulez rajouter une feuille, donc créer une nouvelle feuille, vous venez ici à ce niveau, vous avez un plus. Vous cliquez tout simplement sur le plus et feuille 2 apparaît. On peut le faire jusqu'à insérer 3 feuilles. On va faire donc plus ici. Vous avez aussi la possibilité de rajouter une feuille, pas en cliquant ici, mais plutôt en faisant un clic droit sur n'importe quelle feuille de votre classeur. Ici, on peut se mettre là, on va faire un clic droit et vous avez ici insérer. En cliquant sur insérer, cette fenêtre-là va s'ouvrir. Vous faites juste feuille et sélectionner ici, vous faites OK et finalement la feuille sera insérée. Donc vous avez la possibilité aussi donc de renommer vos feuilles et deux possibilités de le faire. La première, c'est de vous mettre sur la feuille ici et vous faites un double clic. On va l'appeler base d'étudiants. Base d'étudiants. Tout simplement.
Et vous avez donc la possibilité de renommer encore cette feuille-là en faisant donc un clic droit ici et de cliquer sur renommer. Alors là, vous effacez tout simplement, vous écrivez donc, par exemple, on va mettre fille. Et ici, on peut faire une autre manière, donc on peut faire un double clic, hein. On va mettre garçon. Voilà. Et la dernière feuille ici, nous avons résultat. Donc là, nous avons renommé nos différentes feuilles que nous avons, hein, ici dans notre classeur. Alors, nous avons aussi la possibilité donc de supprimer nos feuilles si nous ne voulons plus que notre feuille puisse apparaître. Alors, pour le faire, on va faire un clic droit ici. Vous avez ici dans cette barre de dialogue qui apparaît supprimer. Vous cliquez tout simplement sur supprimer et la feuille sera supprimée. Alors, lorsque vous êtes sur une feuille de calcul, ici, si vous voulez changer de couleur, vous allez juste faire un clic droit et ici, vous avez couleur d'onglet. Vous prenez une couleur qui vous convient. Ça peut être le vert ici pour le premier. Et pour voir que vous avez mis cette couleur-là, vous pouvez donc vous déplacer dans sur une autre feuille ici. Vous allez voir le vert est là. Alors ici, au niveau de fille, ici, nous pouvons encore mettre une autre couleur. En suivant la même procédure, nous pouvons choisir cette couleur-là. Donc, lorsque vous êtes sur la page, vous allez voir que sur la feuille, du moins, vous allez voir que fille ici, là vous avez mis la couleur, en fait, elle est en léger dégradé. Mais par contre, si vous passez sur une autre feuille qui n'est pas active, vous allez voir que la couleur que vous avez mis, elle sera beaucoup plus forte. Au niveau de base étudiant aussi, nous allons faire la même chose. Nous allons prendre une couleur, par exemple, nous allons prendre cette couleur-là. Donc, lorsque nous sommes sur cette feuille-là, vous allez voir ici, hein, elle est activée. Alors, vous avez donc la possibilité de déplacer vos feuilles. Deux façons de le faire. La première façon, c'est de faire un clic sur la feuille. Vous cliquez sur la feuille ici. Vous allez voir une petite flèche noire va apparaître du côté gauche et un petit papier blanc apparaîtra du côté droit. Vous pouvez donc glisser votre souris. Par exemple, là, on va se déplacer vers la droite. Donc, on va se déplacer ici au niveau de fille. Par exemple, on va lâcher. Nous avons vu que base étudiant a été déplacé. Alors, vous pouvez aussi le faire d'une deuxième manière, hein, c'est de venir ici, par exemple, on va déplacer la feuille fille, on va faire un clic droit et nous avons ici déplacer ou copier. Déplacer ou copier. Donc, on vient ici, on clique sur en dernier. Bon, vous voyez où est-ce que vous voulez copier le classeur. Donc, on va cliquer sur en dernier, on va faire OK et on voit que fille a été mis ici en dernière position. Il est donc possible aussi de copier une feuille de calcul. Pour le faire, hein, vous pouvez le faire de deux façons. Alors, la première possibilité que vous avez de pouvoir copier votre feuille, hein, c'est de venir ici à ce niveau, de faire donc un contrôle. Vous faites un contrôle sur la feuille. Hein. Après, vous la déplacez. Le clic noir, bien, vous mettez ça à ce niveau et vous lâchez. Ou encore, vous avez la possibilité de venir ici, de cliquer, de faire un clic droit et vous avez déplacé ou copier. Alors vous avez ici à ce niveau, vous cliquez sur créer une copie et vous créez tout simplement la copie de cette feuille de calcul. En suivant bien ces instructions, vous allez voir la création des feuilles, leur copie ou bien encore leur déplacement est aussi simple que ça. Une cellule, nous avons dit, est l'intersection entre une ligne et une colonne. Alors, nous avons des cellules ici. Toutes ce sont des cellules là. Nous pouvons nous mettre par exemple dans la cellule A1 ici et nous pouvons avoir une donnée. Maintenant, cette donnée-là, nous pouvons la donner une certaine mise en forme. Nous pouvons donc ajouter une certaine police, une certaine taille ou encore une certaine couleur à nos cellules. Alors, pour illustrer tout ça, nous allons donc mettre insérer 4. Vous appuyez tout simplement sur la touche 4 de votre clavier et vous appuyez sur Entrée. Alors, 4 ici, de base, il n'a aucune forme, aucune mise en forme. Ce que nous allons faire, on va se rendre donc dans l'onglet Accueil ici. Vous avez ici le groupe Police. Tout ce qui s'agit de la mise en forme, donc sur Microsoft Office Excel, est géré dans le groupe Police. Ici, nous parlons bien de la mise en forme simple. Donc, nous pouvons par exemple décider que le texte soit en gras. D'accord, le texte soit en gras et vous voyez tout simplement que c'est la cellule que vous avez sélectionnée qui prend automatiquement la mise en forme. On peut décider que le contenu de la cellule, donc la donnée que vous avez inscrite, soit en italique, tout simplement ici,
ou vous pouvez encore vouloir la souligner. Alors, sur souligner, vous avez deux façons de le faire. La première façon, c'est de cliquer tout simplement sur souligner ici, ou encore vous pouvez venir sur cette flèche-là, vous avez souligné deux fois. Donc ça, là encore, ça dépend du résultat que vous voulez avoir. Vous avez la possibilité de changer la police en elle-même. Par défaut, elle est sur calibrer ici. Vous pouvez venir ici, sur votre flèche ici. Hein. Vous pouvez donc prendre une police de votre choix. Ça peut être pour nous, par exemple, on va prendre de Agency FB. Et vous voyez donc ici, la police a changé. Vous avez ici la possibilité d'augmenter la taille. Vous pouvez le faire en venant ici et d'augmenter la taille qu'il vous faut. Par exemple, vous avez là un aperçu pour voir un peu le résultat que vous souhaitiez avoir. Donc, pour notre cas, on va le laisser en taille 16. Donc, vous pouvez le faire aussi en augmenter la taille ici. Hein. Vous venez ici ou de venir là, vous venez pour diminuer. Il est aussi possible donc d'insérer une couleur, ça peut être une couleur de fond à votre cellule ou encore d'insérer une couleur au texte contenu dans votre cellule. Pour le faire, vous avez ici, pour le texte ici, vous avez un A. D'accord? Si on clique par défaut, c'est le rouge. Si on clique ici, notre police, la couleur de notre texte devient en rouge. Sinon, on peut venir dans ce menu-là. Vous avez les différentes couleurs possibles que vous pouvez insérer pour votre donnée. Donc, on peut cliquer par exemple la bleue ici et on voit que ça se transforme en bleu. Alors, pour meilleure visualisation, je mettrai ça en jaune. Vous avez la possibilité donc de changer la couleur de fond de la cellule. Hein. Pour le faire, vous venez ici à ce niveau. Par défaut, il est en jaune. Sinon, vous pouvez venir à ce niveau. On appelle ça une couleur de remplissage de cellule. Vous venez ici, par exemple, on peut insérer du noir ou bien du gris. Donc, si on fait du noir ici, et on voit que notre cellule devient en noir. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que ce n'est que la cellule que vous avez sélectionnée qui prend en compte les mises en forme que vous avez mis. Donc, si vous sélectionnez une cellule et que vous insérez donc les mises en forme, ces mises en forme seront appliquées à cette cellule. Si vous voulez en faire sur plusieurs cellules, vous devez sélectionner plusieurs cellules. C'est pareil aussi pour une feuille de calcul. Si vous voulez que cela puisse s'appliquer sur la feuille de calcul, alors vous le faites sur toute la feuille de calcul. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment aligner le contenu d'une cellule, fusionner des cellules ou encore insérer des bordures. Alors, lorsque nous sommes sur notre feuille de calcul ici, on peut venir et inscrire la donnée 4. Nous avons 4 ici, bien entendu, et nous voyons que par défaut, 4 se retrouve ici au côté droit. Alors, nous pouvons apporter un certain alignement aux données contenues dans cette cellule. Ça peut être des chiffres, hein, des lettres ou encore d'autres données. Alors, pour le faire, il faut vous rendre donc dans l'onglet Accueil. Ici, au niveau du groupe Alignement, vous avez donc toutes les commandes qui vous permettent d'aligner les contenus de votre cellule. Alors, on peut donc l'aligner à droite ici, qui est déjà fait par défaut. On peut l'aligner au centre ici pour centrer. D'accord? Vous avez ici aligné à gauche. Mais aussi, vous avez la possibilité ici de aligner en haut, ici, ou encore, nous avons ici centrer, donc aligner au centre, tout simplement. Alors, si vous voulez que les données de votre cellule soient équidistantes, c'est-à-dire alignées au centre de la cellule, là, vous venez ici, vous activez aligner au centre et vous venez ici au niveau de centrer. Alors, après avoir fait cela, les données contenues dans votre cellule sont bien alignées au centre. Vous pouvez augmenter la taille de votre cellule ou la réduire. Vous allez voir que cette donnée-là sera vraiment au centre. Alors, il y a aussi la possibilité de faire un retrait. Ça peut être d'augmenter un retrait ou de diminuer un retrait. Pour cela, vous avez donc les deux commandes qui sont ici. Celle-ci, donc, pour diminuer le retrait, si on clique sur ça, on va voir qu'on peut diminuer le retrait. Alors, je vais le mettre ici. D'accord? Je vais donc augmenter le retrait. J'augmente le retrait, j'augmente le retrait. Et vous pouvez voir, je peux venir, si je vais diminuer le retrait, je diminue le retrait. Donc là encore, ça peut être encore une certaine disposition que vous pouvez avoir de vos données dans vos cellules. Donc vous pouvez augmenter ou encore diminuer le retrait. Alors, nous allons voir maintenant comment faire une orientation. Donc je vais me mettre dans cette cellule-là, la cellule C1, je vais écrire le nombre 77.
Alors, après avoir écrit le nombre 77, vous voyez de base, ce nombre-là, il est sur ce plan-là. Donc, je peux vouloir que ce nombre puisse être tourné sur un certain angle, c'est-à-dire faire une rotation. Ce que je fais, je me place ici, toujours dans le groupe alignement. Vous allez voir quelque part ici, vous avez un AB, d'accord, avec une flèche oblique. Donc, vous cliquez sur la flèche, vous avez ici toutes les dispositions de vos données que vous pouvez avoir dans une cellule. Donc, ça peut être des rotations de le sens des aiguilles d'une montre, hein. Par exemple, on peut prendre ça. Et vous allez voir, nous avons 77 ici. Ou encore, vous pouvez venir ici, par exemple, faire une rotation du texte de haut vers le bas. Vous avez cette forme-là. Vous pouvez même encore venir centrer ici. Ou encore, vous pouvez venir et encore changer votre rotation. Donc, par rapport à la disposition que vous voulez prendre, vous pouvez donc avoir un certain style. Passons maintenant à la fusion des cellules. Alors, si nous sommes ici dans la cellule E et F, nous souhaitons que les cellules E et F deviennent une seule cellule. Ce que nous pouvons faire, alors, c'est de sélectionner la première cellule, de sélectionner la deuxième cellule, et on lâche la sélection. On arrive ici, nous avons donc vous aurez fusionné et centré là. Donc, vous cliquez ici, vous pouvez faire fusionner et centrer, tout simplement. Alors, en cliquant sur fusionner et centrer, toutes les données que vous allez saisir dans cette cellule-là seront au centre. On peut tester, nous allons saisir 8. D'accord? On valide et on voit que 8 est centré. Pour mieux le voir, hein, vous pouvez venir à ce niveau-là. Vous voyez que cette colonne-là qui est sélectionnée, mais le 8, c'est-à-dire le 8 est sur cette colonne-là. On peut venir ici F aussi. On voit que le 8 est sur cette colonne-là. Alors de cette façon, vous pouvez centrer vos cellules. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être plusieurs cellules. Ça dépend encore de vous. Tout en sachant que les cellules doivent être des cellules successives. C'est-à-dire, on doit que sélectionner les cellules soit dans cet ordre-là, soit dans cet ordre-là. On ne peut pas sélectionner des cellules distinctes. C'est-à-dire, on sélectionne cette cellule-là. Après, on sélectionne une autre au hasard ici. Ça ne marcherait pas. De cette façon, vous pouvez faire les orientations de texte, l'alignement, mais aussi faire la fusion des cellules. Pour appliquer un format dans une cellule, vous venez donc dans l'onglet Accueil, le groupe Police ici. Vous avez donc cette commande-là. Vous pouvez donc cliquer sur Bordure ici. Alors, de base, vous avez toutes les bordures ici. Vous pouvez mettre donc bordure inférieure, bordure supérieure, bordure de gauche, de droite, aucune bordure si vous ne voulez pas de bordure. Vous pouvez mettre toutes les bordures extérieures. Alors cette façon-là, c'est déjà des façons prédéfinies que vous pouvez donc sélectionner. On peut voir en application, on peut mettre bordure extérieure épaisse. On va sélectionner. Et si on quitte sur la cellule qui est ici, on se place dans C1 par exemple, vous allez voir ici, les bordures sont appliquées à ce niveau. Sinon, on peut donc arriver ici et encore revenir à ce niveau-là et venir donc faire nos propres bordures. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez donc tracer des bordures. Pour tracer les bordures, ce que vous allez faire, vous sélectionnez ici au niveau de tracer les bordures. Vous allez voir ici un stylo apparaît. D'accord? Vous venez par exemple à ce niveau. Si vous voulez tracer les bordures au niveau de la C6, donc vous cliquez là, vous gardez le clic, vous vous déplacez une fois. Vous pouvez le faire comme ceci, ou bien vous pouvez tout simplement cliquer. Vous cliquez une fois et finalement, les bordures apparaissent. Ou encore, vous pouvez aller plus loin à ce niveau-là. Vous pouvez donc tracer les bordures de grille. Donc, si on clique sur ça, les bordures de grille, vous allez voir, hein, si on vient ici, on trace les bordures de grille. Donc, on va sélectionner comme ceci, vous voyez. Donc là, il suffit juste de sélectionner et de vous déplacer. Hein, alors, toutes les bordures apparaissent. La dernière manière de le faire, c'est de venir ici et de venir voir donc vous avez autre bordure. Alors, vous pouvez donner une couleur de trait à votre bordure, hein, sachant que cette couleur-là va s'appliquer au tracé que vous allez mettre. Alors, vous avez aussi autre bordure qui est beaucoup plus intéressant parce que si on clique sur autre bordure ici, vous avez toutes les bordures en fait de la feuille. Toutes les bordures disponibles pour votre cellule. Alors, ça peut être donc ici des bordures qui sont épaisses, des bordures qui sont grasses, ça peut être des tirés ici. Donc, ce que vous faites, vous venez au niveau de style là, vous sélectionnez une bordure, ça peut être cette bordure là, ou bien double trait comme ceci. Hein.
vous sélectionnez une couleur de base. C'est la couleur noire automatique. Vous pouvez venir ici, choisir par exemple le jaune, comme ce jaune-là, et vous avez un aperçu. Alors, pour l'appliquer, ce que vous allez faire, vous venez ici, au niveau de contour, vous cliquez sur contour et vous voyez que ça s'applique. Ou aussi, vous pouvez vouloir que cette bordure soit seulement en haut et en bas. Alors, vous allez désélectionner à gauche pour le faire, vous désélectionnez à gauche, vous désélectionnez à droite. Sinon, vous pouvez mettre donc à droite et mettre à gauche. Donc, vous avez l'aperçu ici. Une fois que votre aperçu est fait, ce que vous faites OK. Alors, en faisant OK, si on quitte la cellule A1, vous allez voir ici, en fait, la bordure s'est appliquée. Vous le faites pour une cellule, vous pouvez le faire donc sur plusieurs cellules. Alors, nous allons voir comment appliquer un format de cellule. Pour appliquer un format de cellule ici, ça regroupe en fait tout ce que vous avez fait jusque-là. Comment vous faites? Si on se place ici dans la cellule A4, on fait un clic droit. D'accord? Vous avez ici format de cellule. Alors, dans format de cellule, il nous renvoie encore donc les bordures que nous avons vues tout à l'heure. Vous pouvez donc prendre une bordure, mais vous avez aussi la possibilité de faire un remplissage ici. Alors, le remplissage ici renvoie bien sûr à la couleur de fond que vous avez donc dans votre cellule. Ça peut être, on va sélectionner du bleu pour voir le résultat. Vous avez toujours l'aperçu ici. Alors, couleur de motif, vous pouvez prendre un motif, ça peut être, voilà, par exemple cette couleur-là, et avoir ce motif. Donc, je peux mettre le blanc, le motif, comme ça vous allez voir. Donc, vous avez aussi protection. De base, on va laisser ça sur verrouiller et masquer comme ceci. Vous avez aussi la police de la cellule que vous pouvez appliquer directement ici. Et vous avez des effets ici. Vous pouvez donc barrer le texte. D'accord? Vous pouvez donc le mettre en exposant, comme ceci. Ou encore, vous pouvez le mettre en indice. Donc, ça dépend de vous. Donc, c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez faire aussi l'alignement dans ce sens-là, donc voir si vous allez centrer votre texte. Vous allez le centrer ici en le justifiant. D'accord? Donc vous pouvez donc l'ajuster si vous voulez, le renvoyer à la ligne automatiquement ou encore fusionner des cellules. Là, c'est quand vous avez sélectionné plusieurs cellules. Vous avez dans cette case aussi l'orientation qui va vous permettre donc d'afficher une certaine orientation à votre texte. Donc selon un certain degré que vous pouvez soit définir ici ou encore vous pouvez le faire en venant à ce niveau-là et changer de degré. Donc si c'est fait, vous allez venir ici, donc on va changer le degré, on va le mettre à ce niveau. Vous allez voir, on va faire OK. Et les modifications que nous avons appliquées sont là. Pour le voir, si on saisit 45 à l'intérieur là, et vous allez voir 45 est à ce niveau. On va faire cette distinction là pour que vous voyez. Alors, là, vous avez vu comment le format s'applique. Ou encore, si vous voulez, vous pouvez venir ici au groupe cellules, vous avez format et voir format de cellule. En dernier lieu, nous allons voir donc comment redimensionner une cellule. Donc, vous pouvez agrandir la hauteur ou la largeur. Pour ce faire, on va venir ici au niveau de cellule, on a format et ici nous avons hauteur donc de la ligne comme ceci. On va donc venir ici et par exemple, nous allons mettre ça, la hauteur, nous allons mettre 20. On met OK et nous allons voir que la cellule a été redimensionnée. On va revenir encore ici au niveau de format. On va donc mettre la colonne. Donc on va mettre largeur tout simplement. Et on va venir ici, on va mettre 4. On va faire OK. Et vous avez vu, la cellule a changé donc de taille, tout simplement. Maintenant, si vous voulez donc supprimer la mise en forme que vous avez faite dans une cellule, pour le faire, vous venez ici au niveau de la cellule, vous la sélectionnez bien. Vous arrivez ici à ce niveau. Vous avez donc effacé tout. Pour tout effacer, effacer le format de cellule ou effacer donc le contenu. Donc ça dépend de vous. Si on clique sur effacer le contenu sera effacé. Si on vient ici, on clique sur effacer les formats sont effacés. Et avec cette façon-là, vous avez la possibilité donc d'insérer les bordures, d'insérer donc les formats de vos cellules ou encore de les supprimer. Alors, les formats de cellules type nombre sont donc en fait les formats rattachés directement à votre cellule. Sur Microsoft Office Excel, toutes les cellules ont un format. De base, le format, c'est le format standard ou encore format général. C'est-à-dire, le format n'est pas défini. Pour le retrouver, c'est simple. Vous sélectionnez une cellule ici, A1. Par exemple, vous venez ici au niveau de
de nombre ici, là, vous allez voir ici, il y a standard est activé. Donc, si on passe à B, par exemple, standard est activé. Donc, de base, toutes les cellules sont sous un format standard. Pour voir les autres formats qui existent sur Microsoft Office Excel, vous venez donc ici à ce niveau, sur cette flèche-là, vous cliquez sur la flèche, vous déroulez, il y a une liste ici, et vous voyez les différents types de formats qui sont là. Alors, ça peut être des nombres, ça peut être format monétaire. Si vous avez, par exemple, saisir des nombres de l'argent, d'accord? Vous êtes en comptabilité, vous faites de la comptabilité et vous voulez, par exemple, rentrer des nombres qui vont prendre une certaine forme monétaire, par exemple de l'euro, une certaine valeur monétaire de l'euro, du dollar, du franc CFA ou du franc guinéen. Donc, ça dépend. Alors, il peut arriver que vos données soient donc des dates courtes ou des dates longues ou des heures, des pourcentages. Ça peut même être des fractions. Ou encore, vous pouvez écrire donc vos données sous forme d'écriture scientifique. Alors, cette étape est très importante pour la saisie des données parce que elle identifie automatiquement vos cellules. Donc, vos types de cellules vous permettront plus tard à éviter certains problèmes. Ça peut être des problèmes de compatibilité ou encore des problèmes donc de convergence ou encore des problèmes, des erreurs parfois qui apparaissent sur Microsoft Office Excel juste parce que vous n'avez pas respecté le type de format. Alors, autre que ces formats que vous voyez donc sur cette liste ici, vous avez des différents formats. Donc, je vais venir ici au niveau de autre format numérique. Donc, que je vais cliquer. Et vous voyez ici, il y a cette fenêtre-là qui apparaît. La fenêtre, donc, format de cellule. Vous avez donc ici les différentes catégories disponibles pour le format de cellule type nombre. Vous avez donc standard, nombre ici, monétaire, comptabilité, date, heure, pourcentage, fraction, scientifique, texte, spécial ou encore si vous n'avez pas en fait de format que vous souhaitez, vous pouvez donc personnaliser votre format. Donc là encore, ça va dépendre du type d'exercice ou encore du type d'utilisation que vous avez. Donc pour un besoin spécifique, vous pouvez avoir besoin par exemple de personnaliser un format. On va le voir certainement dans des exercices, vous allez voir à quel moment on peut personnaliser un format, c'est possible. Pour la suite de la vidéo, donc, vous allez voir, avec la saisie des données, le format standard ne sera toujours pas celui qui apparaîtra lors de la saisie. Alors pour cela, il va falloir que vous puissiez donc identifier quel type de format renvoie donc votre cellule. Et de cette façon-là, vous pouvez donc travailler, continuer à faire votre travail. Ainsi, la notion de format de cellule type nombre sera respectée. Les données peuvent être diverses. Ça peut être donc du texte, ça peut être des nombres, ça peut être des dates, ça peut être des heures. Ou encore, on peut saisir donc des données type monétaire. Alors, cette diversité des données que nous avons, donc Excel nous offre la possibilité de pouvoir donc les saisir. Alors, pour faire la saisie de données, il faut d'abord sélectionner la cellule dans laquelle vous souhaitez inscrire votre donnée. Premièrement, on va se placer ici au niveau de A1, on sélectionne la cellule. Et deuxièmement, vous pouvez éditer votre cellule. En quoi faisant, vous écrivez tout simplement la donnée que vous avez. Alors, cette donnée peut être du texte. Si on met du texte, comme ceci, d'accord, on va mettre du texte. Alors, on a saisi la donnée. Pour valider la donnée, vous avez la touche Entrée pour aller à la cellule en dessous ou la touche Tabulation pour aller à la cellule suivante. Donc, si je veux me déplacer de A1 à B1, je clique sur Tabulation. Si je veux me déplacer donc de B1 à B2, je clique sur Entrée. Alors, lorsqu'on saisit du texte, vous allez voir ici, le texte se met automatiquement à gauche. Mais si vous saisissez des nombres, ça va être ici, on va prendre question de 123 et on va faire tabulation. Le texte se place directement à droite. Donc, c'est par défaut, Excel le définit comme cela. Alors, vous pouvez donc aussi saisir des dates. Des dates, par exemple, on va prendre donc le 12, quatrième mois. Ici, nous allons faire 2020. D'accord? On va valider, on va faire tabulation et nous avons vu que la date a été inscrite. Alors, si on revient, on sélectionne la cellule C1 ici, on va voir finalement le format a été changé automatiquement. Là, ça renvoie à ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo sur les formats de cellules. Donc, je disais que Excel, par défaut, toutes les cellules sont en format standard. Maintenant, lorsqu'on inscrit certaines données, il attribue automatiquement un format.
Alors là, par exemple, on va venir ici, on va essayer de faire 12 heures, on va mettre 10. On va faire donc 2 points, comme ceci, 10. Alors, si on revient ici, il est toujours en format standard. Mais par contre, hein, regardez, d'ailleurs, format personnalisé, vous pouvez voir ici, il est en format personnalisé ici. Hein. Vous allez voir même dans la barre de formules ici, vous allez voir, ça, il renvoie donc 12 heures, 10 et même d'ailleurs les secondes ici. Donc déjà, ceci, ça devient en fait en format heure. Mais il est personnalisé ici. Donc automatiquement, il a attribué un format. Alors, de cette façon-là, vous pouvez donc avoir aussi, par exemple, un regroupement de plusieurs caractères. Donc, ça peut être du texte et des nombres, et donc des chiffres. On peut avoir ici texte, on va avoir texte 123. On valide, et vous voyez ici, par défaut, il le met à gauche. Alors, de cette façon-là, vous avez les données, vous pouvez donc les saisir, que ce soit des dates, que ce soit des heures. On les saisit donc dans des cellules. Lors de la saisie des données sur Microsoft Office Excel, il arrive très souvent que nous ayons à répéter plusieurs données. Alors, il se peut par exemple que nous souhaitons donc saisir des nombres de façon ordonnée. Donc, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Ou encore, nous pouvons donc faire une répétition sur les dates. Alors, pour ce faire en Microsoft Office Excel, nous avons ce qu'on appelle la copie incrémentée. La copie incrémentée vous permet tout simplement, dans un premier temps, à vous faciliter la tâche hein, en matière donc de recopie. Et d'une seconde façon, elle vous permet donc aussi à automatiser vos calculs. Alors, si nous avons ici donc client, supposons que nous avons ici le client 1 et que la cellule suivante, nous avons le client 2 et que nous avons le suivant 3. Alors, on peut avoir 20 clients. Alors, au lieu à chaque fois de saisir, ce qu'on va faire, on peut déjà prendre cette première cellule, là où il y a 1, on sélectionne la deuxième cellule, on sélectionne la troisième cellule, comme ceci. Les trois sont bien sélectionnés et ils forment un bloc. Vous arrivez à ce niveau, il se trouve un petit carré ici que vous pouvez voir. On clique à ce niveau, on garde le clic, on se déplace, on se déplace, on se déplace. Et on arrive, par exemple, nous avons 20 clients à ce niveau et on lâche. Alors, vous avez vu donc, nous avons donc répété l'action. Donc, nous sommes partis de 1 à 1. Et grâce à la copie incrémentée, elle nous a donc permis de faire un incrément de 1. On a écrit donc de 1 à 20. Donc, voilà ce qui fait la copie incrémentée. Aussi, nous pouvons par exemple avoir type ici. Supposons nous avons donc client 1. Ici, on valide. Alors, après client 1 ici, on peut venir ici, on tire. Client 1, on a client 2. Alors, on a client 3. On a ici jusqu'à client 20. On lâche. Vous voyez donc ici, il a donc répété aussi l'incrément. Donc, client 1, client 2 et ainsi de suite. Alors, vous pouvez aussi le faire pour des dates. Vous avez des dates ici. On va prendre donc le 12, 4e mois 2020. 12, 4e mois 2020. Et donc, si on vient ici, qu'on vient tirer encore, même chose, hein, vous allez voir, donc on va passer à la date supérieure. Alors, vous pouvez, si vous l'avez fait pour la première colonne ici, pour les autres colonnes, vous pouvez le faire tout simplement en venant ici, faisant juste un double clic, une fois, deux fois. Donc, double clic ici, et vous allez voir, l'incrément va prendre partout. Et bien là, donc là, on se déplace finalement de jour en jour. Alors, nous sommes le 12, le jour suivant, c'est le 13, et nous sommes donc le 14, le 15, le 16, et ainsi de suite. Alors là, vous pouvez voir finalement qu'on est en train d'évoluer donc de 1 en 1. Finalement. Alors, il se peut aussi que nous puissions donc avoir aussi à incrémenter par exemple des jours. Hein. Donc là, on a pris toute une date. Ici, on est parti donc de 12 à 1 ici. Donc on est parti, on a augmenté d'un jour. Alors, on va faire la même chose ici. Maintenant, donc là, nous allons partir, au lieu de partir de ici, donc on va mettre jour, on mettra jour, et là, on mettra date. Et donc, dans date, ici, nous allons partir donc de mois en mois. Donc, on va faire, on répète, hein, 12 bar 4e mois 2020. On valide, et donc nous allons passer
12, 5e mois, 2020. D'accord? J'écris les deux premiers. Je viens, je sélectionne, je vais faire un double clic et vous allez voir, je suis donc passé du 4e mois, 5e mois, 6e mois, 7e mois et je vais de 12 en 12. Donc là, je vais de mois en mois. Donc là, vous voyez au niveau donc du jour, je reste toujours sur le 12, mais plutôt ici, le mois est en train d'incrémenter. Donc la date comme cela. Alors, vous pouvez le faire ici pour l'année. Donc là, je vais changer. C'est par mois. Je mettrai donc mois ici. D'accord? Je mets mois là. Et ici, je mettrai année. Pour que vous puissiez bien voir. Alors, au niveau de année ici, donc je vais venir. Je vais faire encore la même chose. 12, 4e mois, 2020. Je saisis la première année. Et je vais donc de 12, 4e mois, 2021. C'est fait. Je sélectionne les deux et j'incrémente. Alors, vous avez vu, finalement, je suis passé d'année en année. Alors, vous pouvez le faire aussi donc avec les heures. Donc, on peut être à 12h15 comme ceci. Et donc, on va passer ici à 13h15 et ainsi de suite. Alors, donc, c'est possible aussi donc de le faire avec les jours de la semaine. Les jours de semaine, donc, qui sont lundi, mardi, mercredi et ainsi de suite. Alors, pour ce faire, on va venir ici. D'accord? Alors, si nous avons jour, on va mettre jour, semaine, donc jour, semaine, comme ceci. Voilà. Et donc, ce que nous allons faire ici, on va commencer donc par mardi. Après, donc, mardi ici, nous aurons donc logiquement mercredi, jeudi, vendredi, samedi et ainsi de suite. Donc, il va incrémenter. Mais aussi, c'est possible donc de prendre un écart entre les jours. On peut prendre, par exemple, on quitte ici, on va dire donc de mardi, je viens finalement à jeudi. Alors, mardi, jeudi, je sélectionne les deux. Alors, le prochain jour serait samedi. Samedi, lundi, mercredi, et ainsi de suite. Donc, déjà, avec cette façon-là de faire, vous avez la possibilité donc de faire des incréments. Vous pouvez avoir des données, ça peut être des milliers, voire des centaines. Avec cet outil-là, vous avez juste à faire la recopie ici, et ça marche parfaitement. Sur Microsoft Office Excel, nous avons la possibilité donc de faire des copies des données. Alors, les données ici, donc on renvoie donc aux éléments contenus dans des cellules. Alors, on va donc copier les cellules. En copiant une cellule, on copie finalement la donnée associée à la cellule. Par exemple, ici, nous avons donc client, nous avons 1 ici. Alors, si on veut copier le 1 ici, donc la donnée 1 qui se trouve dans la cellule A2 ici, ce qu'on va faire, donc on va copier la cellule. Pour le faire, vous avez donc la possibilité de faire clic droit ici, vous allez cliquer clic droit, vous avez ici copier. Alors, une fois que vous avez copié votre cellule, là, vous allez voir ici, elle sera entourée. Vous venez à ce niveau, au niveau où vous voulez coller l'élément, donc copier. On va venir ici au niveau, par exemple, de H2. On va faire encore un clic droit et on va dire donc coller, comme ça, automatiquement. Aussi, vous avez la deuxième possibilité, c'est donc d'utiliser le raccourci clavier. Donc, les raccourcis clavier, nous avons donc ici à ce niveau, si nous voulons copier donc client 1 ici, on va faire CTRL-C, on a copié. On va venir donc à ce niveau, on sélectionne, on va faire CTRL-V, on a sélectionné, tout simplement. Alors, une fois que vous avez copié comme ceci, si vous voulez donc désactiver, vous cliquez juste sur Échappe. Vous avez donc aussi la possibilité de couper le contenu d'une cellule, et de la coller quelque part. Donc pour cela, on va le faire. On va par exemple prendre ici client 2. On va donc vouloir couper la donnée qui se trouve là et la mettre dans un autre endroit. Pour ce faire, vous allez venir ici, vous cliquez là. Vous allez donc faire CTRL X, d'accord, pour la première fois, et vous venez à ce niveau, vous sélectionnez, vous faites donc CTRL V. Tout simplement. Alors là, la donnée qui était ici a été coupée de cet emplacement-là et a été mise ici automatiquement. Alors,
Vous pouvez aussi le faire d'une autre manière. La possibilité que vous avez donc, c'est de venir à ce niveau, par exemple, hein, de faire un clic droit, de faire couper et de venir ici, donc de faire coller, tout simplement. Donc, si vous le faites avec une cellule, vous pouvez le faire avec plusieurs cellules. Il vous suffit donc de sélectionner tout simplement le nombre de cellules qu'il vous faut. Par exemple, là, si on sélectionne tout ce bloc-là, on peut donc soit copier, on va faire CTRL-C, comme ceci. On voit que donc le bloc qu'on veut copier, il est entouré ici. On s'assure bien que ce soit entouré. On va donc venir à ce niveau. On va donc d'abord sélectionner le premier élément. Alors, il faut noter que si on sélectionne ici J2, par exemple, il faut noter que la première donnée, là, à ce niveau-là, va se retrouver au niveau de J, tout simplement. Donc, on va faire coller comme ceci et on lâche. Alors, vous voyez là, déjà, on a un aperçu que vous pouvez voir. Donc, si on lâche comme ceci, eh bien, les données qui se trouvent ici, là, se retrouvent effectivement à ce niveau. Donc, on peut encore le faire, par exemple, avec ce qui se trouve en bas ici. On va couper les éléments. Donc, on va faire CTRL X. On va donc venir. On veut que cet élément-là donc se place ici, à ce niveau. Donc, on va sélectionner cette partie-là pour que cette première cellule se place ici et que les autres suivent. Donc, on va faire donc CTRL V, tout simplement. Vous avez donc vu, avec cette manière, on peut copier, coller des cellules ou couper, coller des cellules. Lorsque vous travaillez sur Microsoft Office Excel et que vous copiez vos données, alors il y a ce qu'on appelle le presse-papier. Le presse-papier, tout simplement, est cet espace-là qui vous permet en fait de stocker les valeurs que vous copiez ou encore que vous coupez. Alors donc, ce presse-papier-là peut être vidé automatiquement. Qu'est-ce que cela sous-entend? Donc, je suis ici au niveau de A1. Si je fais CTRL-C ici, donc je copie le contenu de la cellule et que je me place sur une autre cellule là, je fais CTRL-V. Alors, la cellule là est toujours sélectionnée. Et vous allez voir ici, en fait, pour voir le groupe presse-papier, on va venir ici au niveau de accueil, on a presse-papier ici. Alors, tant que la cellule là est encadrée, Excel garde en mémoire la sélection que nous avons faite. Alors, cela dit, si on se déplace d'une cellule à une autre et qu'on fasse CTRL-V, on va se déplacer d'une cellule à une autre et on va faire CTRL-V, on va voir chaque fois Excel a gardé en mémoire ce qu'il avait copié. Alors, pour briser cela, vous allez faire juste échappe. Si vous faites échappe, on va venir ici au niveau de presse-papier. Il a supprimé, donc il a vidé en mémoire ce qu'il avait gardé. Alors, de cette façon-là aussi, vous pouvez donc faire couper-coller. Alors, qu'est-ce qui se passe pour couper-coller? Lorsque je viens ici au niveau de client 1, je vais faire CTRL X pour couper. Il garde en mémoire ce que j'ai coupé. Et dès que j'arrive à ce niveau, je vais faire CTRL V. Eh bien, il n'a plus en mémoire ce que j'ai fait. C'est normal parce que je veux que la donnée puisse être déplacée de cette cellule-là. Elle va quitter cette cellule-là et venir se loger automatiquement ici et uniquement là. Raison pour laquelle il a vidé la mémoire ici, à ce niveau. Avec donc cette façon-là, vous avez donc une possibilité de pouvoir couper, coller et copier-coller et encore savoir la notion de mémoire pour ne pas vous embrouiller. Alors, la deuxième possibilité de le faire pour ne pas avoir de problème, c'est donc de venir au niveau donc de votre cellule ici. Vous éditez la cellule avec la touche F2. Donc, vous sélectionnez le contenu de votre cellule, CTRL-C. Là, vous sélectionnez le contenu. Alors, vous quittez. En faisant cette action-là, il a copié en mémoire. Donc, on va venir ici. Pas besoin d'activer. On va faire CTRL-V. Voilà. On clique juste, on sélectionne CTRL-V et on peut se déplacer partout. On peut se déplacer partout. Avec donc cette manière de copier, elle vous permettra à copier identiquement les formules se trouvant dans une cellule. Vous n'aurez plus donc besoin encore d'utiliser CTRL-C sur la cellule, mais plutôt de copier le contenu de la cellule en éditant d'abord la cellule avec la touche F2.
Là, j'ai tout un ensemble ici. Si je sélectionne tout cet ensemble-là, donc je me place ici, hein, d'accord? Je viens à ce niveau-là, je sélectionne tout ceci, tout ce bloc, je l'ai sélectionné. Alors, ce que je vais faire, donc je vais faire CTRL-C, comme on a l'habitude de le faire, juste là. Alors, je vais donc venir à ce niveau, hein. Si je me place ici, je vais donc coller. Au lieu donc de faire coller, vous avez donc deux façons de le faire ici. La première façon, c'est de venir ici de faire un clic droit et vous avez donc les options de collage à ce niveau. Si on clique là, vous avez donc toutes les options de collage qui sont là. Alors, nous pouvons donc faire coller ici des valeurs. Si on veut que tout simplement que les valeurs qui sont dans la source puissent revenir donc à l'endroit où nous copions. Ou encore, on peut vouloir que copier juste les formules. Le cas où nous avons donc des formules pour que les formules étant donc dans cette première sélection-là se retrouvent automatiquement dans la deuxième sélection et de façon identique. Aussi, vous avez donc la possibilité donc de transposer. Alors, transposer veut dire quoi? Les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. Alors, si on transpose ici et qu'on le sait ici, on va laisser ici, vous allez tout simplement voir que client ici, les nombres s'afficheront donc ici en ligne et pourtant ils étaient en colonne au départ, hein, et ici type s'affichera donc aussi en ligne. Mais vous avez aussi donc la possibilité de copier que la mise en forme. Si vous avez vu un tableau que vous avez fait une certaine mise en forme qui vous a été, par exemple, qui vous semble juste, qui vous semble très bonne, vous pouvez donc copier tout simplement les données. Donc, vous sélectionnez toute la sélection, hein. Vous faites CTRL-C. Vous venez au niveau de l'endroit où vous souhaitez coller vos données. Donc, vous copiez, vous collez tout simplement la mise en forme. Ou encore, donc, il y a la possibilité de coller donc les liens. Alors là, c'est lorsque nous avons donc le lien. Lorsque nous avons donc les liens inscrits. Alors, avec ces différentes manières-là, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs options de collage. Sinon, vous pouvez donc venir au niveau de presse-papier ici, hein, vous avez collé là et vous avez les différents types de collage. On peut même coller comme une image, d'accord? Ou encore coller comme une image, ça veut dire que si on colle comme ceci, comme image, on va venir ici, et bien les données que nous avons copiées deviennent donc finalement une image. Vous pouvez donc venir et la modifier, encore l'exporter. Cela n'a aucun problème. Alors, nous avons ici donc les lignes représentées par des chiffres ici. Donc, si on veut sélectionner par exemple la première ligne, on vient ici. La flèche noire ici apparaît. On va donc cliquer, on va faire un clic gauche ici. Donc, on sélectionne. Si on veut insérer une nouvelle ligne, on va faire donc un clic droit. Ici, nous avons donc insérer. On clique sur insérer ici. Et la ligne va s'insérer automatiquement en-dessus de la ligne que nous avons sélectionnée. On peut vouloir donc insérer une ligne entre 9 et 10. Hein. Pour le faire, on va donc venir au niveau de 10 ici. On va faire un clic droit et on va faire donc insérer. Lorsqu'on fait cela, on crée une ligne entre 9 et 10 ici. Alors, 10 n'apparaît pas tout simplement ici parce que lorsqu'on a inséré une nouvelle ligne, Excel automatiquement, il actualise donc l'ordre qu'il a fait ici. L'ordre est toujours du plus petit au plus grand. Donc, on va dans un ordre croissant. Vous pouvez aussi donc insérer plusieurs lignes. Ça va être question d'insérer 2, 3, 4 lignes. Pour ce faire, donc, vous devez donc répéter l'action ici. Par exemple, je vais insérer encore. Alors, si je veux encore en insérer plusieurs, je vais venir à ce niveau. Je sélectionne la première ligne, comme ça. Je garde la deuxième, comme ceci. Alors, je viens ici, je fais donc insérer. Là, j'ai inséré deux nouvelles lignes et ainsi de suite. Alors, pour les colonnes, c'est aussi la même chose. On se place dans la tête de colonne ici. Par exemple, si on veut insérer une colonne entre A et B, je me place au niveau de B ici pour que la colonne soit après A. Donc, je vais faire un clic droit et j'ai donc inséré. Alors, ce qui est bien ici, c'est parce que lorsqu'on insère une colonne ici, vous allez voir automatiquement la mise en forme que nous avons faite, elle a été appliquée ici. Donc, on peut le faire entre DC, on fait ceci et nous avons inséré. Alors,
De la même façon que nous insérons, c'est de la même façon que nous supprimons. Pour ce faire, vous pouvez venir à ce niveau. Si on veut supprimer donc cette colonne-là et supprimer celle-ci, on peut déjà les sélectionner les deux. On sélectionne la première qui est déjà faite, le D est sélectionné. On vient ici au niveau de B, on sélectionne donc le B et on va faire donc un clic droit. On a supprimé. On supprime et on voit que on est revenu à la normale. On peut faire la même chose ici au niveau donc de 10 ici. On vient sur la première, on sélectionne, on garde la sélection, on descend vers le bas, on descend et on fait un clic droit, on supprime. De cette façon, vous pouvez donc supprimer et ajouter des lignes ou des colonnes sur Microsoft Office Excel. Lorsque vous travaillez sur Microsoft Excel, il arrive des moments où vous voulez avoir une autre visualisation de vos données. Alors, vous pouvez donc masquer vos lignes ou encore masquer vos colonnes pour pouvoir soit gagner de l'espace ou encore pour pouvoir mieux visualiser vos données. Pour ce faire, si vous voulez masquer une colonne, vous venez au niveau de la tête de colonne. Supposons ici, nous sommes à la colonne C. Donc, si on sélectionne comme ça, la colonne C est sélectionnée. Alors, pour masquer cette colonne-là, je viens, je fais un clic droit. J'ai ici, sur cette fenêtre-là, je viens au niveau de masquer. Alors, une fois que j'ai masqué ma colonne, vous allez voir ici, il y a deux traits qui apparaissent là. Donc, et puis, on a sauté donc la colonne C. On passe de B à D. Mais C se trouve à l'intérieur. Donc, entre les deux colonnes. Si je me déplace ici, vous voyez bien qu'il y a les deux traits qui sont là. Alors, si vous voulez afficher la colonne que vous avez masquée, vous voulez donc à ce niveau, vous pouvez faire clic droit encore et vous avez ici afficher. Automatiquement, ça s'affiche. Ou si ce n'est pas le cas, donc on va annuler l'action, on va mettre CTRL Z. On arrive encore à ce niveau, on fait juste un double clic. Donc, on fait un double clic et là, on affiche la colonne. Alors, on peut masquer plusieurs colonnes. On vient donc ici, on sélectionne la première colonne, on sélectionne la deuxième colonne, là. On fait donc clic droit et on vient ici au niveau de masquer. On peut le faire aussi pour les lignes, c'est la même chose. On vient ici au niveau de ligne, on sélectionne la première ligne, la deuxième ligne par exemple, on vient clic droit et nous avons ici masqué. Alors, pour vérifier donc un fichier Excel, savoir s'il y a des lignes ou des colonnes qui sont masquées, vous voyez tout simplement s'il y a l'apparition de deux traits ici, ou encore si entre les en-têtes, vous voyez qu'il y a par exemple un ordre qui n'est pas logique. Après A, on n'a pas D. Après A, nous avons B. Donc si on veut afficher, on va faire double clic, et on vient ici, on va faire aussi double clic comme ça, double clic comme ça. Donc là, on a tout affiché. Alors, à présent aussi, je vais vous montrer comment afficher encore des feuilles. Nous n'avons pas vu ça sur les feuilles. Donc, vous venez ici au niveau des feuilles. On peut aussi masquer une feuille. On va faire un clic droit ici. Vous avez masquer ou afficher. Alors, on ne peut pas masquer lorsqu'on n'a qu'une seule feuille active. Pour masquer les feuilles, il faut au moins avoir plus d'une feuille. Donc, avoir au minimum deux feuilles. Donc là, on va par exemple cliquer sur on va créer une nouvelle feuille, on va faire une nouvelle feuille ici, on va venir ici, on fait un clic droit et nous avons masqué. Alors, on voit que la feuille a disparu. Si on veut l'afficher, on va faire donc clic droit, on a affiché et on a cette boîte là qui apparaît. Effectivement, là nous avons déjà masqué une feuille ici, on a encore une autre feuille ici. Donc, on clique sur la feuille que nous souhaitions afficher, tout simplement. Par exemple, ici c'est feuille 1, je vais faire OK. Et la feuille 1 va s'afficher. D'accord? Donc, de cette façon-là, vous avez la possibilité de, on peut encore venir afficher et feuille 3. Donc, on peut afficher et masquer les feuilles, les lignes ou encore les colonnes sur Microsoft Office Excel. Lors de la saisie des données sur Excel, il arrive très souvent que l'on puisse déplacer les données ou encore en plus les sélectionner. Alors, on peut avoir plusieurs données. Ici, on parle donc de centaines, voire des milliers de données. Pour pouvoir les sélectionner, il faut donc avoir des bonnes pratiques qui sont par exemple des sélections en bloc. Alors, si vous voulez sélectionner toutes vos données sur cette sélection ici que nous avons, donc vous cliquez sur un élément de la sélection. Par exemple, on va se placer dans A1, d'accord?
Nous faisons donc CTRL étoile. CTRL étoile ici, c'est pour sélectionner tout le bloc d'éléments. Donc, tous les éléments non vides dans ce bloc-là, Excel les sélectionne. Ou encore, si vous êtes dans le bloc, vous pouvez faire donc CTRL A. Ça renvoie à la même chose, il sélectionne tous les éléments qui sont dans le bloc. Alors, de ces deux manières-là, vous avez la possibilité de sélectionner des éléments qui se trouvent dans le bloc, donc vos données. Vous avez la possibilité de vous déplacer donc de ligne en ligne ou de copier les données donc sur une ligne. Par exemple, si on veut copier les données donc sur la ligne A, on se place sur A1 par exemple, on va faire CTRL, touche de direction vers la droite et on sélectionne tout sur la même ligne. Si on veut sélectionner donc vers le bas, on va se placer dans la cellule A1. Donc on fait CTRL, touche de direction vers le bas, on sélectionne tout ce que nous avons. Alors si vous avez fait ces deux façons, vous pouvez aussi sélectionner toutes les données. Ça veut dire, on sélectionne d'abord vers le bas et puis on sélectionne à droite. Donc là on a sélectionné tout le bloc. Aussi, vous avez donc la possibilité de déplacer les éléments que vous avez sélectionnés. Donc, rappelons donc les trois symboles que nous avons en Microsoft Office Excel par rapport au curseur. Le premier que nous avons ici, c'est le symbole de la sélection, celui qui apparaît comme une étoile ici remplie en blanc avec le contour noir, qui vous dit donc de sélectionner une cellule. Aussi, vous avez encore le curseur qui prend une certaine forme, une forme noire, ici là pour faire une incrémentation. Alors, vous avez le dernier ici que vous avez qui veut dire qui signifie déplacer des éléments. Donc, lorsqu'il apparaît ici, par exemple, après avoir sélectionné, vous cliquez dessus et vous déplacez vos éléments jusqu'à l'endroit que vous souhaitez. Alors, de cette manière, vous pouvez donc déplacer facilement vos données. Vous pouvez par exemple prendre les éléments de la colonne B ici, donc je sélectionne les éléments de la colonne B, je les déplace vers la colonne G. Donc, comme ceci, vous pouvez faire les différentes manipulations. Connaissant l'importance des données, il est très important de faire strictement attention avec la validation des données. Lorsque vous faites la saisie des données, il faut prendre toutes vos précautions pour que cette saisie soit bonne. Alors, Excel vous donne la possibilité, donc, avec l'outil qu'on appelle validation de données, de pouvoir vérifier le type de données que vous entrez. Alors, ça veut dire quoi tout simplement le type de données? On peut décider que dans une cellule, par exemple dans la cellule BD ici, que nous puissions avoir les noms de la salle. Les noms de la salle donc sont du texte. Qu'on puisse demander que la cellule B2 ne contienne uniquement que du texte. S'il y a d'autres types de données qui sont inscrites, par exemple ça peut être des dates, ça peut être des nombres, des chiffres, Excel automatiquement doit refouler en fait ce type de données. Pour le faire, il faut donc utiliser la validation des données. Elle vous servira à faire beaucoup de choses. Ça pourra être donc même des dates, du texte, des nombres ou encore même des listes déroulantes. Pour voir ça, on va se rendre donc dans l'onglet Données. Ici, vous avez dans le groupe Outils de données là et on clique sur la flèche ici. Vous avez Validation des données. Donc, on clique sur Validation des données. Cette fenêtre apparaît. Alors, cette fenêtre-là, c'est là où nous avons les différentes options possibles sur la validation des données. Ils vont être d'abord en premier ici, le premier onglet que nous avons, c'est Options. Le second ici, nous avons donc le message de saisie. Le troisième ici, nous avons l'alerte d'erreur. Alors, l'option ici, finalement, renvoie donc aux critères de validation. De base, en fait, on peut saisir tout ce que nous voulons. Ça peut être des dates, ça peut être des heures. Voilà pourquoi autoriser ici et sur tout. Mais sinon, nous pouvons venir au niveau de la liste ici, choisir qu'est-ce que nous allons autoriser dans notre cellule. Par exemple, on va mettre des nombres entiers. Alors ici, on a un nombre entier, on a donc type de données comprise entre, ou bien on peut dire égal à, différent de supérieur à. Donc là, nous avons donc les critères
qui vont être associés à la cellule. Par exemple, on va dire donc les nombres de valeurs supérieures ou égales à les valeurs donc supérieures ou égales à 15. Si nous avons configuré l'option ici, l'option est configurée, alors on peut cliquer ici sur le message de saisie. C'est aléatoire, c'est-à-dire vous pouvez ou ne pas l'écrire. Par exemple, ici on va dire alerte. Ensuite là, on va dire erreur. D'accord? On va dire donc OK. Alors, vous voyez en fait là c'est le message, hein, alerte erreur. En fait, dans votre cas, ça ne serait pas alerte erreur, ça pourrait peut-être être message, saisissez le nom de la salle. Alors si on met un nombre, on va mettre 21, 21 va marcher. On va recommencer, ici on va mettre 12. 12 ne va pas marcher parce que tout simplement 12 est inférieur à 15. 12 étant inférieur à 15, il ne respecte donc pas le critère que nous avons fait. Et puis si nous avons cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Donc il faut réessayer. Donc on va venir ici, on ne peut pas, on a réessayé, hein. Tant qu'on n'arrange pas ça, nous aurons toujours essayé. Donc on va faire annuler. On fait annuler, il revient donc à ce que nous avons. Si on veut supprimer ça, on va revenir ici à ce niveau. On va donc dire, ici, on va revenir ici. On va donc désactiver l'option et on va faire OK. Finalement, là, l'option va partir. Si on veut effacer le message, on viendra ici, hein, tout simplement message de saisie. On enlèvera le message comme ceci et on fera OK. Alors là, vous avez vu de cette façon-là, donc nous avons donc la possibilité, par exemple, avec ici le nom de la salle, nous allons voir d'abord pour le texte, ensuite pour la liste et encore pour les dates. Voici quelques exemples que nous allons voir. Dans ce premier exemple, nous allons donc voir comment valider donc du texte. Ici, nous avons toute une sélection. On peut faire d'abord, on peut donc sélectionner ici. Nous avons donc jusqu'à 30 entrées ici. On vient donc dans valider les données ici. D'accord? Validation des données. Nous avons donc OK. On vient à ce niveau. On va dire donc ici, on va dire ce sont du texte. Longueur du texte, on va dire donc au minimum, nous aurons donc 10 caractères. D'accord? Au minimum, nous aurons 10 caractères. Donc, on va faire donc OK. Alors ici, là, on peut avoir un message. On va dire donc message. Message, on va dire saisir la donnée. D'accord? On a saisir la donnée ici. Et donc ici, on a OK, finalement. Alors là, on doit avoir un minimum 10 caractères. Il dit, donc si on en a 3 ici, ça ne marchera pas. Au minimum, nous devons en avoir 10 parce que nous avons donc sélectionné et validé notre entrée comme ça. Donc vous avez par exemple ici au niveau de commande aussi, vous pouvez faire la même chose. Le nombre de commandes ici, ça peut être par exemple, on va venir dans validation des données ici. D'accord? On va maintenant prendre, donc on va prendre des nombres entiers. D'accord? Des nombres entiers ici, on va dire, bon, c'est compris entre 0 et 100. Compris entre 0 et 100 ici, on vient donc, on valide. Alors là, c'est fait pour cette cellule-là. Si on fait moins 1, par exemple, moins 1 ne marchera pas parce que moins 1 est négatif. Donc là, si on vient ici et qu'on fasse 7, ça va marcher. Tout simplement parce que nous l'avons juste appliqué ici. Alors, si on veut qu'il s'applique sur les autres cellules, on va venir ici, on va tirer ici jusqu'à ce niveau. Et à présent, si on vient ici dans cette cellule-là, on faisait moins 1, d'accord? Moins 1, ça ne marcherait pas. Donc, par exemple, ici aussi au niveau de date, on peut venir à ce niveau-là. On va venir validation des données, on va prendre des données, on va dire donc c'est une date comprise entre, on peut mettre le 1er 9e mois 2020 et la date de fin, on fait ceci. Alors le message d'alerte, on va dire par exemple, donc on va d'abord dire message, on va dire saisir la date.
Alors ici, on a donc alerte d'erreur. Bon, vous pouvez aussi mettre, donc, vous pouvez prendre un style, ça peut être ici le style stop, le style avertissement, ou encore le style information. Alors, vous pouvez aussi mettre le titre ici, hein, ou encore le message d'erreur ici. On va juste faire OK là. On a saisi la date, donc si on prend tirer, ça ne marchera pas. Donc, on a annulé ici. Mais si on prend une date, on va prendre le 3, le 4, donc on va prendre 9e mois 2020. Là, il respecte en fait ce que nous avons fait de la validation des données. Maintenant, il y a une certaine façon maintenant pour faire les listes déroulantes. Alors, supposons ici que sur commande, nous avons donc trois types de commandes. Commande 1, commande 2, commande 3. Au lieu chaque fois d'écrire commande 1, commande 2, commande 3, nous allons donc insérer une liste déroulante. On va venir ici à ce niveau, validation des données. Là, nous avons ici option, nous avons ici liste et ici, on a la source. Alors, la source, vous pouvez donc sélectionner une plage où se trouvent les données que vous souhaitez insérer dans votre liste, dans votre cellule, ou encore vous pouvez l'écrire. Donc, on va faire les deux. La première des choses que nous allons faire, on va écrire d'abord, on va dire donc CM. On va faire CMD1 comme commande 1, point virgule, CMD2, point virgule, et CMD3. Alors, ça veut dire que là, c'est le premier élément de la liste, le second élément de la liste et le troisième élément de la liste. On fait OK. Et là, on vient ici, on va faire ceci. On voit que on a CM1, D1, D2 et ainsi de suite. Donc là, on peut effacer ici par défaut. On va venir ici, poignée de recopie. On vient, on tire jusque là. Alors là, vous pouvez voir si on arrive à ce niveau-là, eh bien ça a marché correctement, sans problème. Alors, on va faire la deuxième façon, mais au niveau de montant ici. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre les montants. On va prendre ici 5000. 5000 comme ceci, hein, 5000. On va prendre 10 000 et prendre 7000. 70 000. D'accord, c'est pas un problème à ce niveau. Alors, on va venir ici au niveau de montant. On va faire validation des données. On va prendre une liste ici et on viendra la source. On sélectionne bien comme ceci. Hein. On clique là. On vient donc prendre notre source. C'est ceci. On va faire OK. On lâche. Hein. Finalement, on fait ça et on voit que ça se retrouve ici. Donc, vous avez en fait cette possibilité-là qui vous permet de faire aussi des listes déroulantes. Dans ce premier exercice, nous allons voir toutes les notions que nous avons apprises jusque-là. Mettre en forme des cellules ou encore faire un alignement des cellules, fusionner et centrer. Alors, vous allez voir dans cette vidéo, hein, en fait, les bonnes manières qui vous permettront donc à réaliser vos tableaux. Nous avons ici un exercice. Voici le résultat final que nous devions voir. Vous voyez ici, à ce niveau, tableau est fusionné. Nous avons fusionné donc les cellules de A1 à H1. Vous voyez ici au niveau de CA est fusionné. Donc, et puis nous avons appliqué une certaine mise en forme. Nous avons aussi appliqué une certaine mise en forme ici. Alors le but, c'est de vous montrer comment faut-il faire des mises en forme. Ils peuvent être complexes et aussi de voir comment les réaliser de manière simple. Alors, ça va être la question pour vous de le faire pas à pas et ensuite voir comment est-ce que cela se passe. Alors, je vais créer une nouvelle feuille ici que je vais appeler donc solution. Ce que je vais faire, j'arrive ici au niveau de A1. Donc, je vais sélectionner de A1 ici à H1. Donc, je suis là, je clique et je garde. J'arrive jusqu'ici. Je vais faire donc fusionner et centrer comme ici. Alors, ce que je vais faire, je vais écrire tableau. On écrit tableau. Ensuite, à la ligne suivante, donc ce que je ferai là, c'est de fusionner donc de A2 à D2 ici. Je vais fusionner aussi et je vais écrire donc CA, tout simplement. Ici, j'aurai donc mois et ensuite, j'aurai ici année. Après avoir écrit donc année, je viens ici au niveau de A10 jusqu'à E10 ici.
D'accord? Donc, je viens ici au niveau de fusionner et centrer. Donc, vous pouvez le faire ici directement, hein, ou encore vous pouvez venir fusionner et centrer. Donc, je vais mettre total. Total. Ensuite, après avoir inséré total, donc je vais venir ici en bas, ici en dernière position. Je vais donc sélectionner jusqu'à ce niveau et je vais venir fusionner et centrer. Alors, après avoir fait ceci, je peux passer donc à la deuxième étape, celle par exemple de faire des bordures. Donc, je vais mettre des bordures. Je vais venir ici à ce niveau, je sélectionne jusque sur la dernière ligne ici, hein, d'accord? Je vais donc venir ici. Donc, je vais mettre toutes les bordures. Alors, j'ai toutes les bordures. Vous voyez déjà ce que ça nous donne, hein. Ensuite, ce que je vais faire, finalement, ici, je peux mettre tous les en-têtes en gras. Donc, je sélectionne comme ceci. Je mets en gras. Je viens ici. Je vais donc centrer aussi. Donc, je centre là. Je viens ici. Je clique une fois. Je clique deux fois pour voir aussi si tout est bien centré. Alors, ici, au niveau de total, je vais aussi mettre en gras. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons mettre la couleur qui se trouve ici. Alors, pour ce faire, ce que vous allez faire, vous allez identifier les cellules dans lesquelles nous aurons du rouge. Alors là, nous aurons du rouge. Ici, nous aurons du rouge. Ce que nous allons faire, nous pouvons donc sélectionner les deux cellules. Donc, on sélectionne cette cellule-là et on sélectionne cette cellule-là. Après, on vient mettre la mise en forme. Ou encore, si vous en avez plusieurs, ce que vous faites, vous sélectionnez la première cellule-là, vous venez à ce niveau, vous mettez la couleur de fond, ça peut être du rouge, et vous arrivez à ce niveau aussi, vous allez mettre la couleur rouge. Au lieu de revenir ici et de cliquer sur rouge, vous allez juste cliquer sur F4. Alors, F4 vous permet de remettre la dernière mise en forme que vous avez faite sur votre feuille de calcul. Alors, ça peut être par exemple mettre la couleur ou encore mettre une bordure, mais la dernière que vous avez faite. Alors, ici, on peut venir ici et mettre en bleu. Donc, on va cliquer sur moi ici. On va venir ici, on va chercher donc du bleu, hein, ça peut être ce bleu-là. On va revenir ici, donc on va faire F4. On va revenir ici et faire encore F4. Et là aussi, nous avions F4. Alors, après avoir fait tout cela, maintenant, nous allons venir donc mettre la sélection, donc mettre le texte en blanc. Donc, on va venir ici, on peut sélectionner cette partie-là. Hein. On peut sélectionner comme ceci. Et on va mettre en blanc. On va venir cette partie-là, on va sélectionner, on va mettre en blanc. Et maintenant, nous pouvons donc agrandir notre visualisation. Pour le faire, on peut venir au niveau de zoomer ici, vous allez voir, hein, on a le même résultat que nous avons obtenu ici. Alors, il peut y avoir une différence ici sur les couleurs, et le but ici, c'est de vous montrer comment faire des mises en forme et encore faire des alignements de façon simple et rapide. Ce deuxième exercice est beaucoup plus difficile que le premier parce que déjà, la mise en forme est un peu plus complexe. Les bordures déjà sont différentes de ce que nous avons fait récemment. Tout ça dans le but encore de vous montrer comment faut-il faire une approche de solution lorsqu'il s'agit de ce cas de faire des mises en forme ou encore d'insérer un tableau. Pour ce faire, on va d'abord revenir ici à ce niveau. Donc, on va créer une nouvelle feuille que nous allons renommer donc solution. Solution 2. Alors là, on va voir, on quitte cet espace-là pour venir donc ici. Nous allons encore refaire de la même façon que nous avons fait récemment. Alors là, ce que nous allons faire, on va venir ici, on va venir inspecter notre feuille de calcul. On voit qu'on quitte ici donc de A3 à P3 ici, d'accord? Donc, et là, on va de A3 à P3 ici. Et nous avons donc de A18 à P18 ici. Donc, ce que nous allons faire, donc 3, 18 à P. Donc, on va venir ici. On a donc de 3, 18 ici. Vous sélectionnez, hein, vous gardez la sélection. Vous arrivez jusqu'à P. Alors, nous sommes là jusqu'à P. On va voir P18. Nous sommes ici. Alors, c'est fait. Ce que vous allez faire, vous arrivez ici au niveau donc, de bordure. Hein. On va venir ici. On va mettre donc toutes les bordures. On va faire autre bordure là. On va voir que les bordures qui sont là-bas sont beaucoup plus noires. Donc, on va venir ici à ce niveau. On sélectionne. On fait un contour. On fait l'intérieur. Donc là, déjà, on fait OK. Alors là, ce qu'on constate, c'est qu'on a toutes les bordures partout. Et bien, de ceci, donc, nous allons pouvoir réaliser notre tableau facilement.
Eh bien, donc, on va fusionner donc petit à petit, hein. La première chose que nous allons faire, c'est de fusionner comme ceci. A, B, C, on vient, on fusionne. On va fusionner les deux là, on vient, on fusionne. On va fusionner donc les trois qui se suivent ici, hein. On vient, on fusionne. On va donc venir ici à ce niveau, on fusionne donc, les deux. Et on vient à ce niveau, donc ici aussi, on vient, donc on fusionne. Et là, on vient sélectionner ici. Venez donc tout simplement la touche F4 pour ne pas oublier. Ensuite, pour les deux derniers qui se trouvent ici, ils n'existent pas. Donc, on peut venir ici au niveau donc, de bordure. On va enlever les bordures. Il n'y a aucune bordure ici à ce niveau, hein. Et donc, on va revenir là et venir haute bordure là. Hein, voir, on va donc insérer la bordure inférieure. On va faire OK. On va venir à ce niveau et voir les autres bordures ici. On va donc insérer cette bordure là et on fait OK. Donc déjà, ça donne pratiquement ce que nous avons ici. On peut vérifier, hein, d'accord? C'est ce que nous avons là. Donc on vient donc ici, on va venir à ce niveau-là, hein. On va fusionner, donc fusionner, là, c'est bon. À ce niveau-là aussi, on va venir donc ici aussi, hein, donc on va faire fusionner, c'est bon. Donc déjà aussi, on va finir donc avec la fusion, on va venir ici au niveau de JK, on va venir donc fusionner et venir à ce niveau, hein, et venir faire la fusion. Donc on va venir ici pour fusionner. Alors ça c'est bon, c'est déjà fait. Ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est d'essayer d'introduire donc les couleurs, donc les couleurs de fond. Nous allons le faire de façon différente cette fois-ci. Maintenant, on va sélectionner toutes les cellules où nous voulons que le fond puisse être en vert. Donc ce qu'on va faire, nous allons venir à ce niveau, sélectionner toutes les cellules, donc venir au niveau de pot de peinture, la peinture que nous avons ici, hein. Après, mettre ça en vert. Sachant que cette sélection se fait en gardant la touche CTRL, hein, pour sélectionner donc plusieurs cellules. Alors ici, on a vu qu'on a raté quelque chose, on va venir ici, hein, et tout simplement appliquer là. Donc nous voyons que tout est déjà en vert, d'accord? Pour voir un peu la différence, on va venir à ce niveau et nous voyons que tout est en vert. Donc ce que nous n'avons pas fusionné, vous pouvez donc venir ici. Tout simplement, vous venez sur fusionner. Alors là déjà, on a un aspect assez intéressant. Donc on va venir à ce niveau ici et venir aussi fusionner. Ce qui se trouve en bas là aussi, on va venir pour fusionner. Alors, vous venez là aussi, fusionner, fusionner. Vous venez à ce niveau aussi, vous fusionnez. Alors là, maintenant, nous allons donc placer les 1, 2 qui se trouvent là-bas. Ici, nous avons donc 1, 2 là, 1. Et là, nous avons 2. Ensuite, nous avons ici 1. Et là, nous avons 2. À ce niveau-là aussi, n'oublions pas que c'est du vert. Donc, on peut venir ici. Déjà, on sélectionne toute cette partie-là. Et on vient mettre donc sur du vert. D'accord? Je pense que là, c'est bon. Alors, ce que nous pouvons faire déjà à ce niveau, on peut venir ici. Donc, nous pouvons déjà centrer en même temps. D'accord? On centre en même temps. Et maintenant, à présent, nous allons voir comment arranger ces parties-là. Donc, nous pouvons venir ici, hein, fusionner 2 à 2. On sélectionne là, on fusionne. On vient ici, on fusionne. Et on fait la même chose, hein, on fusionne. On fusionne. Donc, vous fusionnez partout où vous avez en fait ces vides-là pour que vous soyez conforme avec ce que vous avez fait de l'autre côté. Donc, vous fusionnez et encore là, vous fusionnez. Donc, on fusionne de part et d'autre, hein. On vient ici, on fusionne. Donc, on met en vert comme ça. Et maintenant, donc, on peut mettre le texte en blanc. Donc, on sélectionne ici et on met le texte en blanc. Donc, en blanc comme cela. Et on peut faire la même chose aussi là. Donc, on applique sur F4 et on vient ici, on fait donc F4. Alors là, vous pouvez maintenant mettre ce qui manque. Alors, qu'est-ce qui manque? Bah, il manque le texte. Donc, matricule, classe, matière, coefficient et donc prime. Donc, on va revenir ici, hein. On va à ce niveau, on va insérer donc prime. D'accord? Vous êtes là et vous avez donc ici aussi, on va fusionner. Là, on vient fusionner et tout simplement, on va prendre ceci et centrer. Donc, vous centrez de part et d'autre.
Voilà, vous l'avez fait. Ici, nous avons 1 et là, nous avons 2. Alors, si c'est fait, déjà, ici, vous avez 4. Or, si ce n'est pas visible, bah, vous venez, vous mettez ça en couleur noire automatique. Nous allons donc remplir les cases en blanc, hein. Donc, on a ici classe, classe. Eh bien, on vient ici, on a matière. On vient ici, donc on a coefficient. Et donc, on vient ici, on a matricule. On vient ici, vous avez donc interrogation. Et là, vous avez donc devoir. Dernière chose qu'il nous reste à faire, donc on va revenir ici, hein, et faire donc en gras. Et voilà, on recentre encore le tout. Pour terminer donc notre tableau, on va venir ici à ce niveau. Vous sélectionnez tout ce bloc-là. Vous venez ici au niveau de la couleur, hein. On va mettre donc du vert. On va prendre ce vert-là et on lâche. Alors, vous avez vu en fait la manière dont nous avons fait. On va voir donc ce que nous avions au départ. Au départ, on avait ça et après, on a ça. Donc ici, le but, c'était de vous montrer encore une deuxième façon de le faire. Alors, ça va dépendre de vous. Vous pouvez donc faire votre sélection, insérer les bordures et à partir des bordures, donc maintenant commencer à faire les fusions. Ou encore, si vous voulez, vous pouvez d'abord commencer à faire les fusions, comme nous avons fait dans le premier exercice. Ensuite, commencez maintenant à faire, à insérer vos couleurs. Donc, ça peut être étape par étape. La première étape consisterait peut-être à fusionner. La seconde étape consisterait peut-être à mettre le fond. La troisième étape consisterait peut-être à écrire dans vos cellules. Ainsi, vous allez trouver une manière, une méthode qui vous permettrait, vous, à aller beaucoup plus vite. Alors, ces deux exercices vous serviront donc d'entraînement. Vous pouvez donc les revoir si vous n'avez pas compris, à mettre pause à chaque fois et recommencer encore à faire un à un. N'oublions pas de changer l'orientation de prime. Donc, on vient ici au niveau de prime et nous avons ceci. Donc, on va faire la rotation et on voit que ça respecte bien ce que nous avions au départ. Dans cet exercice, nous allons voir un cas pratique que vous pouvez retrouver en entreprise et qui est très intéressant parce que là, nous avons en fait combiné l'affichage, le masquage des données, donc des lignes. Nous avons aussi utilisé donc des illustrations. Alors là, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire donc lier les feuilles de calcul entre eux, créer des liens hypertextes. Donc, pouvoir aussi personnaliser vos feuilles de calcul. Là, vous pouvez voir hein, avec moi que nous n'avons plus des entêtes. Nous n'avons plus donc la barre de formule ici et tous les onglets sont cachés. Et aussi, donc, nous n'avons plus les barres de défilement horizontales ou encore verticales. Et donc, nous n'avons pas les feuilles qui s'affichent ici. Alors, tout ça, on le fait uniquement sur Excel. Pas besoin donc du Visual Basic Application pour le faire. Alors, déjà, je vais vous montrer la fonctionnalité. Donc là, on arrive, c'est ce qu'on va appeler donc une page d'accueil, hein, pas un tableau de bord, mais on va dire ça comme une page d'accueil de l'entreprise. Donc ici, vous avez donc aussi la maison hein, qui vous montre bien que c'est la page d'accueil. Alors là, vous avez trois différents boutons. Ici, au niveau de données, d'accord? Vous avez graphique, vous avez calendrier. Alors, si je viens ici, je clique ici, on me dit cliquez ici pour voir les données. Ici, je suis là, on me dit cliquez ici pour voir les graphiques. Ici, on me dit donc consulter le calendrier. Alors là, j'ai les différentes donc, options. J'ai données, j'ai graphique, j'ai calendrier. Si je clique ici sur données, je tombe sur cette interface-là en fait. Vous allez voir, j'ai tableau de bord des ventes. Donc j'ai les graphiques ici. Hein. D'accord? Donc vous avez ici, si je clique ici, donc je repars à l'accueil. Je clique là, je repars à l'accueil. Je suis ici sur graphique, je clique sur graphique et je tombe ici. J'ai un graphique là. D'accord? Donc je suis ici, je clique là et je repars sur accueil. Alors nous allons voir comment faut-il le faire, hein, pas à pas. Donc déjà là, je vais pouvoir me mettre sur un autre classeur. Je vais me mettre sur ce classeur-là. Problème d'entreprise, hein, notre classeur. Donc déjà, de base, j'ai pris les deux feuilles. Donc les feuilles tableau de bord de vente ici, hein, et les feuilles donc nombre de vente. Donc une feuille donc sera pour données et l'autre graphique. Alors là, ce que je vais déjà faire, par défaut, je vais déjà renommer les feuilles. Là, je vais appeler accueil.
que ici, là, donc j'ai données, donc je vais appeler ça data, feuille data, et là enfin, j'ai finalement graphe, comme graphique, hein, donc je vais mettre graphique. Déjà, c'est la première des choses que je vais faire. Ensuite, donc, je retourne ici au niveau de l'accueil. Je vais donc personnaliser mon accueil ici. Je vais donc, c'est-à-dire mettre une couleur de fond ici. Donc, je peux venir là. D'accord? Je vais mettre une couleur. Je vais donc mettre cette couleur-là pour voir. Voilà, elle est trop forte. Je vais mettre cette couleur-là. D'accord? Donc, elle répond à la même couleur que nous avons prise là-bas. Maintenant, donc, on va pouvoir insérer les images et les illustrations. Donc, je viens ici, j'ai illustration, donc image. Je vais donc prendre les images de cet appareil, hein, d'accord? Nous aurons besoin de toutes ces images-là. Je vais ici, donc, les prendre, et toutes, hein, je vais insérer. Et donc là, j'ai inséré mes images. Par défaut, toutes les images sont groupées. Vous pouvez d'abord diminuer la taille jusqu'à avoir une taille assez intéressante, hein. Vous êtes là, voilà. Si vous obtenez une taille intéressante, vous cliquez sur une autre cellule comme ceci. Donc, on peut déplacer cette image-là, là. On peut prendre les trois images. L'image là, ici. Cette image-là, je vais d'abord la mettre là, diminuer. Ici, voilà. Donc là, j'ai calendrier. Alors déjà, cette image-là, je peux l'agrandir pour qu'elle soit assez grande. Voilà, je vais prendre cette taille-là comme ceci. Alors ceci, je vais venir faire un clic, hein, sélectionner les trois comme cela et diminuer à une taille assez logique. Je vais prendre donc cette taille-là. On s'assure donc que les trois puissent avoir une taille assez correcte. Maintenant, on va ajuster le tout. Une fois que c'est fait, vous arrivez à ce niveau, vous avez finalement aligné au milieu pour que les trois puissent être vraiment équidistants comme ça. D'accord? Donc vous venez là. On peut donc venir à ce niveau, par exemple. On va le déplacer avec la touche de direction. Vous pouvez déplacer. Ceci, on va aussi le déplacer vers là. D'accord, c'est fait. Donc, on va maintenant ajouter donc les libellés ici. Ce qu'on va faire, on vient insertion, illustration. Nous avons donc la forme. Nous pouvons prendre du texte ici. On va dire comme ceci. On va appeler ça donc données. Données comme ceci. On va venir personnaliser. On repart ici dans le groupe alignement. D'accord. Et donc là, la couleur de fond, il est en blanc. D'accord. Le texte là. On va prendre donc cette couleur là. OK. On va venir corriger ceci. Voilà. On peut mettre en gras, augmenter la taille et mettre la police qui convient. Donc ça fait du TM, TW. Voilà. Ceci, cette police là. Voilà. Donc je peux augmenter comme ceci. Alors, vous pouvez choisir une autre police. Hein, il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors si pour donner ces faits comme ceci, alors vous pouvez donc dupliquer ça. Vous venez ici. Vous faites donc CTRL D. Vous amenez au niveau de graphique ici, hein, d'accord? Au niveau de graphique, là, faites donc, vous modifiez le texte, graphique. Voilà, graphique. Et donc là encore, vous faites encore CTRL D. Vous amenez à ce niveau et finalement, vous faites calendrier. Donc vous êtes là, vous faites calendrier. Voilà. Donc déjà, les trois là sont faits. Hein. Maintenant, pour avoir donc encore la même distance, comme je vous ai dit, vous faites donc CTRL, comme ceci, vous sélectionnez le tout, vous arrivez au niveau donc, de mise en forme, vous avez aligné ici, aligné au milieu. Voilà, donc là, c'est assez logique. Donc maintenant, ce qu'on va créer, en fait, on va créer les liens qui vont nous permettre, si on clique ici sur cette forme, on tombe directement sur cette feuille-là. Alors là, comment je vais faire? Je vais venir ici, hein, tout simplement, je vais faire un clic droit, je vais dire lien ici, donc je vais venir à ce niveau, vous avez emplacement dans ce document-là, ça doit être activé, vous cliquez donc sur là, et ici vous cliquez donc sur data, d'accord? Alors là, vous avez donc la cellule de référence, par défaut c'est A1, sinon vous pouvez mettre une cellule bien spécifique dans laquelle il va atterrir, donc ici vous avez, donc vous mettez OK, d'accord? Donc si je fais ceci, vous voyez que donc j'arrive à ce niveau. Je retourne ici, hein, je vais faire encore, vous allez voir.
Alors là, il y a un petit souci. Lorsque je passe mon curseur ici, vous allez voir en fait, il y a un texte là qui s'affiche, qui n'est pas un lien en fait, qui n'est pas intéressant à voir. Donc je vais corriger ça, je vais venir, je vais faire un clic droit. D'accord, clic droit, vous avez modifié le lien ici. Je vais dire ici, donc je vais dire, voilà, cliquez comme ceci pour voir les données. Voilà. Et donc je fais OK, je fais OK cette fois-ci. Donc si je défile, ça serait cliquer pour voir les données. Alors pour les graphiques aussi, je vais faire la même chose, hein. Je vais faire donc lien ici, j'ai graphique, infobulle, donc cliquer pour voir les graphiques. Voilà, donc ça fait donc ça va me renvoyer à la deuxième feuille là. Bien sélectionné, je fais donc OK. Et donc là, ici, enfin, en fait, là, si vous avez donc une feuille calendrier imprévue, vous pouvez donc l'envoyer à calendrier. Mais comme nous en avons pas, on va donc juste le laisser au niveau de cette cellule, la cellule on va dire L18. Donc on va faire ici, on va faire un clic droit comme ceci. On va dire donc lien, ici, on va mettre à L18, donc sur la même feuille. D'accord, nous sommes toujours à accueil infobulle ici, on va dire voir le calendrier. Voilà. Donc là, on fait OK, on fait OK. Et là, on voit que si on clique, bah, on reste toujours ici. Mais là, si on clique, on vient là. On retourne ici, on clique là, on vient ici. On retourne là, et c'est bon. À présent, voyons comment insérer une image en local ou encore à partir du web, hein, sur votre classeur Excel. Donc, rappelons donc que Excel peut faire beaucoup de choses. Donc aussi, vous pouvez donc insérer des images, des illustrations, tout simplement pour mieux présenter vos données. Alors, le choix encore de la personnalisation de votre classeur est un choix, bon, très personnel. Il y a parfois en entreprise, on fait appel donc à des graphistes, hein, pour pouvoir vous créer ce qu'on appelle une charte graphique qui va peut-être respecter tous vos outils sur lesquels vous utilisez. Parce que des fois, la personnalisation doit répondre à certaines normes. Surtout, si vous êtes par exemple un gestionnaire ou encore un administrateur, vous présentez par exemple des données, il vous faut quand même avoir une certaine bonne manière de pouvoir les présenter. Parce que vous pouvez peut-être les présenter au cours d'une réunion ou encore auprès donc de votre collaborateur. Donc, ces petites illustrations ou encore ces petites images, ces images qu'on insère, ces couleurs, ces fonds, font à ce que votre classeur puisse avoir une autre présentation. Donc, pour insérer une image proprement dite, vous venez ici dans l'onglet Insertion. D'accord? Onglet Insertion, vous avez ici Illustration. Alors, dans une illustration, vous cliquez donc sur la flèche et vous avez ici Image. Vous cliquez sur Image. Vous avez donc deux boutons ici. Le premier bouton, donc, c'est sur cet appareil. Et le deuxième bouton, donc, c'est le bouton Image en ligne. Alors, le bouton sur cet appareil, tout simplement, vous permet de pouvoir ajouter une image à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Donc, si on prend le premier cas ici, on va donc cliquer à ce niveau-là, on va faire OK. On va venir au niveau de bureau. Nous avons ici Picture. On ouvre Picture. Nous avons une image qui est en PNG, hein. Vous allez voir donc les différents formats que vous pouvez importer sont ici. Ici donc, toutes ces images-là, en fait, ils sont pris en compte. D'accord? Tous ces formats-là, ils sont pris en compte. Donc, lorsque vous venez ici, vous faites juste un clic là, vous faites insérer. Et ensuite, donc, votre image est automatiquement insérée. Vous avez donc la possibilité aussi de le faire directement en ligne. Pour cela, donc, je vais donc supprimer cette image-là. Vous cliquez juste sur la touche supprime de votre clavier et vous supprimez donc l'image. Vous pouvez donc insérer l'image à partir donc du web. Vous venez ici, insertion, illustration, image, image en ligne. Image en ligne, là, vous patientez. Ça dépend de votre connexion Internet. Donc là, une fois que ça va charger, vous pouvez donc tout simplement attendre que, voilà, vous avez donc la possibilité de rechercher l'image ici en ligne, hein, avec Bing. Ou bien si vous voulez, vous pouvez donc le prendre depuis
OneDrive, donc votre espace cloud. Donc vous avez ici par exemple un aperçu, toutes les images que vous pouvez insérer ici sont à ce niveau-là. Donc je vais venir au niveau de réunion par exemple, hein. D'accord, donc vous êtes là, vous attendez. Et puis donc les images ici sont des images, donc vous êtes tenu de respecter les droits d'auteur, donc les droits d'autrui, notamment avec les droits d'auteur. Donc du coup, il est plus conseillé donc d'utiliser vos images qui vous sont personnelles, surtout si vous travaillez pour une entreprise, parce que il ne faut pas qu'à la fin vous soyez donc réclamé de prendre les images qui ne sont pas les vôtres. Donc en fonction de votre connexion internet, hein, vous pouvez donc venir ici à ce niveau, vous sélectionnez, je ne sais pas quelle image qui se trouve là, je vais juste faire insérer pour voir ce que ça donne. Et bien donc, vous allez voir ici, nous téléchargeons l'image 1 sur 1, donc merci de patienter. En fonction de votre connexion internet, l'image va charger. À présent, nous allons voir donc comment ajouter, modifier des formes ou encore des icônes. Comme nous l'avons fait avec les images précédemment, vous pouvez aussi donc insérer des formes. Alors pour cela, on vient au niveau de insertion. Ici, vous avez illustration, vous avez ici forme. Alors vous prenez une forme quelconque parmi les formes qui sont ici. Alors ici, par exemple, on veut partir donc sur cette forme-là. On va cliquer et nous avons donc ici la croix qui sort là. Donc vous cliquez par exemple là. Vous êtes là et vous pouvez modifier la taille à votre guise. Donc si c'est bon, la taille vous convient, vous lâchez tout simplement. Et donc la forme, elle est là. Pour modifier la taille, vous pouvez venir ici, donc rester là où se trouvent les cercles là. Vous maintenez juste avec votre clic, vous déplacez. D'accord? Vous déplacez. Donc vous êtes là, vous pouvez donc modifier, le déplacer selon l'endroit où vous souhaitez qu'il puisse donc se trouver. On peut agrandir ici, hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, lorsque vous insérez une forme ici, il y a donc les outils de dessin qui apparaissent là, donc les mises en forme de cette forme-là. Alors, vous avez ici donc la première partie, vous pouvez modifier la forme si vous souhaitez modifier cette forme-là. D'accord, on peut par exemple la transformer celle-ci, elle se transforme automatiquement. Vous avez le style de forme, notamment donc le remplissage ici, hein. On peut prendre ce remplissage-là. Donc le contour, on peut mettre son contour là. Donc vous avez déjà ce résultat-là. Ou encore, vous pouvez donc prendre déjà un style ici qui est déjà prédéfini. Ensuite, vous avez donc les styles word art. D'accord, pour si vous voulez, par exemple, si vous avez du texte à l'intérieur, hein, c'est bon. Alors vous avez aussi le texte de remplacement ou l'organiser ici pour encore organiser votre forme. Vous pouvez par exemple ici pivoter, d'accord, faire la rotation ici, de tourner, et vous pouvez ici diminuer la taille et augmenter la taille. Donc il s'agit ici de la hauteur et de la largeur, donc de cette forme là que vous avez insérée. Alors tout comme la forme, les images aussi vous pouvez les modifier de la même façon, les agrandir. Et encore les icônes. Alors pour insérer une icône, je vais quitter l'image ici, hein, je clique juste sur une autre cellule, je quitte l'image là, je viens sur insertion, illustration, icône, et donc les icônes vont charger parce que ils sont directement reliés donc sur internet. Si vous n'êtes pas connecté, vous n'aurez pas forcément le résultat. Donc il faut que vous puissiez déjà être connecté. Et donc vous avez donc ce résultat qui apparaît, vous avez plusieurs icônes. Ça va dépendre de la connexion internet que vous avez, hein. Donc vous pouvez prendre une icône, n'importe laquelle, on prendra cette icône-là. Et on va cliquer donc sur insérer. Le même processus, hein. Alors l'icône s'insère facilement. Donc vous êtes ici. Vous pouvez aussi modifier l'icône, hein, comme ceci. Vous allez mettre un style d'image, par exemple ce style-là. Vous pouvez mettre ce style-là. Donc ça va dépendre encore là de ce que vous souhaitez vraiment faire. D'accord? Et les icônes, ils sont libres de droit. Donc vous pouvez même convertir une icône en forme. Donc vous pouvez donc venir ici par exemple pour pivoter, d'accord? Ou encore donc pour mettre reculer soit avancer, donc mettre en arrière-plan. Vous pouvez venir ici pour rogner votre icône, hein. Par exemple là, si je viens ici, voilà, je vais mettre donc, je vais valider, ici je vais quitter, et là je vois que mon image, mon icône a été rognée. Donc vous pouvez donc augmenter encore la largeur, diminuer la hauteur ici directement. Donc déjà avec cette façon-là, vous avez la possibilité donc d'ajouter des icônes ou encore des formes. Ils vous serviront de beaucoup, surtout lors de la personnalisation
de votre feuille de calcul en faisant des tableaux de bord ou encore en faisant donc des feuilles d'accueil. À présent, nous allons voir comment donc insérer un organigramme ou encore une image 3D, une illustration 3D. Alors, les organigrammes vous permettront ici de pouvoir donc représenter encore vos données, les étiquettes de vos données, mais d'une manière assez ordonnée. Alors, pour ce faire, on vient encore dans Insertion, dans le groupe Insertion, Illustration, vous avez ici donc Smart Art. Donc, vous cliquez sur Smart Art et vous allez voir ici, en fait, vous avez les plupart donc des objets Smart Art. Alors, vous avez ici, par exemple, là c'est tout, vous avez des listes ici que vous pouvez donc voir. Avec les listes ici, vous avez une certaine représentation de vos données. D'accord? Vous avez ici, par exemple, des processus. D'accord? Si vous voulez, par exemple, illustrer une augmentation, par exemple, au cours de 3 trimestres, donc le premier, le deuxième et le troisième, vous pouvez, par exemple, prendre ceci. Donc, je vais prendre celui et insérer. Donc, pour insérer, je clique juste sur OK. Vous allez voir aussi, vous avez ici un descriptif qui vous décrit en fait c'est-à-dire ce que peut illustrer ce Smart Art. D'accord? Donc, vous pouvez faire OK ici et vous voyez en fait comment est-ce que ça apparaît. Alors, tout comme les images, les illustrations, ils ont des outils. Donc, on appelle ça l'outil Smart Art. Alors, vous avez donc deux outils possibles ici. Le premier, c'est la création et le deuxième ici, c'est la mise en forme. Alors, les deux ne sont pas équivalents. La première des choses ici, vous avez donc la possibilité donc de faire la création. Donc là, il va falloir par exemple voir la disposition. On peut donc prendre un autre, hein, vous voyez, c'est totalement dynamique. Hein. Vous pouvez prendre ceci, par exemple. Hein. Vous pouvez prendre ceci, pourquoi pas. D'accord? Vous avez donc la possibilité de modifier les couleurs, de prendre par exemple ce qui est par défaut ici. Hein. D'accord? Ce qui est par défaut là. Ou de modifier les couleurs ici par rapport à votre guise, par rapport à ce que vous souhaitez vraiment obtenir. Alors, vous avez par exemple la possibilité de mettre donc, de gauche à droite ici, hein, d'accord, c'est chose que nous ne ferons pas, et donc d'ajouter encore une autre forme, d'accord, une forme qui sera associée à celle-là. Donc, nous allons donc pour notre part faire CTRL Z parce que nous ne voulons pas. Alors, la mise en page ici, donc la mise en forme plutôt, donc à avoir finalement avec donc le remplissage, par exemple là, le remplissage, on peut le mettre cette couleur-là. D'accord? Là, vous pouvez donc modifier le texte, par exemple. Hein. Donc, le contour aussi, ici, on peut donc améliorer notre contour. On peut le mettre donc, sans contour ici par défaut. Hein. Vous pouvez donc aussi organiser ici, donc soit le mettre en avant ou encore le mettre de reculer. Donc, vous avez aussi la possibilité de grouper ou encore d'aligner. Et la possibilité ici donc d'augmenter la taille, la longueur, la largeur ou encore la hauteur. Alors, ils vous permettront vraiment, lorsqu'on parle de cas pratiques, lorsqu'il s'agit d'illustrer des données, c'est-à-dire de représenter des données, surtout avec les tableaux de bord, avec donc ces illustrations-là, vous pouvez faire beaucoup de manipulations avec. Donc maintenant, pour insérer un objet, donc un objet 3D, vous allez venir insertion, illustration, modèle 3D ici. On va prendre de cet appareil parce que si vous en avez sur votre appareil, vous pouvez donc le prendre directement. Si vous avez fait ça par exemple avec Photoshop ou encore avec InDesign, vous pouvez le faire. Ou bien donc, vous venez donc modèle 3D prêt à l'emploi. Donc ça va charger hein, parce que ça se trouve directement sur Internet. Il faut disposer de la connexion Internet. Alors là, selon votre domaine d'activité, selon donc ce que vous faites, par rapport à ce que vous faites, vous pouvez venir prendre un modèle ici pour faire vos illustrations. Donc, rappelons donc que si vous voulez vraiment faire les choses de façon professionnelle, il va falloir que vous puissiez utiliser toutes ces petites choses qui vont en fait rajouter, c'est-à-dire rajouter un plus à vos classeurs. Par exemple, là, vous avez des lettres, bien des formes 3D qui sont très intéressantes ici, que vous pouvez par exemple prendre et essayer de voir quel type de forme, par exemple, vous pouvez ajouter hein, pour donner un effet assez intéressant. On peut prendre ceci, par exemple, on va faire insérer. Alors, ça peut prendre du temps, d'accord? L'insertion peut prendre du temps par rapport à la connexion que vous avez. Donc, là encore, vous travaillez dans un but selon lequel vos données doivent être bien représentées, visibles, lisibles et compréhensibles. Il ne faut pas que les personnes donc, qui entrent dans votre classeur ne comprennent absolument rien.
Si vous travaillez avec votre directeur ou encore avec des collaborateurs, rassurez-vous donc de faire un bon travail pour une bonne présentation. Alors là, vous voyez que j'ai un objet 3D, regardez même l'effet que ça donne. D'accord? Donc vous pouvez venir ici, par exemple, le tourner, il est complètement 3D, hein, complètement 3D. Vous avez la possibilité là donc de venir essayer de prendre des autres styles, par exemple ce style-là, de venir par exemple rétablir un modèle si vous avez fait un autre modèle. Alors, vous avez par exemple le zoom ici, d'accord? La possibilité donc de réduire, vous allez voir, d'augmenter comme ceci, d'accord? Et donc là, je vais réduire, il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà. Vous avez la possibilité donc d'augmenter la hauteur ou encore la largeur. Avec déjà ce que nous avons vu sur les illustrations, vous avez donc maintenant la possibilité de pouvoir ajouter des illustrations avec des exercices. Donc, rendez-vous dans les exercices pour voir comment est-ce que cela se fait en pratique. Nous allons voir à présent les différentes façons d'afficher un classeur sur Microsoft Office Excel. Alors, il existe plusieurs modes d'affichage. Lorsque vous avez deux classeurs contenant des données distinctes et que vous souhaitez faire une comparaison, il vous faut donc afficher les classeurs autrement. Au lieu chaque fois de venir ici à ce niveau et de réduire, vous pouvez plutôt réorganiser encore votre façon d'afficher. Alors, ce que vous pouvez faire, vous êtes ici dans l'onglet Accueil par défaut. Vous venez ici au niveau de l'onglet Affichage. Vous cliquez sur Affichage et là, vous avez ici dans le groupe donc Fenêtre ici, vous avez donc Nouvelle fenêtre pour créer une nouvelle fenêtre. Hein. D'accord? Vous avez réorganisé tout. Ici, vous avez affiché donc côte à côte. Donc, si on souhaite par exemple afficher donc deux classeurs côte à côte, on va donc cliquer ici à ce niveau, hein, côte à côte, on va cliquer là. Alors là, on nous dit de comparer côte à côte. Avec quel rapport? Par exemple, ici, nous avons donc le rapport mensuel des ventes du mois d'octobre. On va comparer avec celui du mois de décembre. Ici, par exemple, on va faire OK. Et donc là, vous voyez, finalement, il y a une réorganisation. D'accord? Donc le deuxième classeur ici, vous pouvez voir, hein, octobre ici, vous voyez ici, décembre. Alors là, on peut défiler de part et d'autre. Vous allez voir, lorsqu'on défile, finalement, les éléments sont en train de défiler au même moment. Donc vous allez voir à ce niveau, si on défile ici, on peut venir ici pour venir réajuster, hein, par exemple. Et donc, on peut venir pour défiler. Alors, lorsque vous cliquez sur un autre classeur, vous allez voir, en fait, ça a disparu. Donc, vous revenez dans Affichage ici. Vous allez faire côte à côte, comme ceci. Hein. D'accord? On va resélectionner, donc, avec, on va dire octobre, comme ceci. Et voilà. Donc, vous avez là, et vous pouvez donc défiler de part et d'autre, voir les différentes informations. Donc, avec cette méthode-là, vous pouvez donc comparer encore vos classeurs. Alors, on va revenir donc à ce niveau. Hein. Au départ, là, nous sommes sur le classeur décembre ici. Vous avez la possibilité aussi donc de réorganiser tout. Si vous avez plus de 2 classeurs, vous avez par exemple 4 classeurs, c'est notre cas ici, on va venir ici, on va faire réorganiser tout. Et là, nous avons les différentes options. Alors, vous pouvez choisir une option ici, en vertical, si vous voulez les afficher en vertical. On va prendre nous en mosaïque. Vous allez voir, on va faire OK. Et là, vous avez donc les différents classeurs actifs. Vous allez voir, hein, ici, par exemple, on a rapport de vente ici. On va revenir ici à ce niveau. On a donc le mois de décembre. Là, nous avons le mois de décembre. Donc, décembre. Ici, nous avons le mois d'octobre. Ici, nous avons donc le mois de... c'est-à-dire, là, c'est le rapport total. Hein. Ici, nous avons le mois de novembre. Alors, déjà, avec ceci, par exemple, nous pouvons donc calculer, par exemple, le prix total ici, ayant donc toutes ces informations qui sont là. Donc, avec cette façon, vous pouvez réorganiser votre classeur. Alors, déjà, on va venir ici pour quitter. On clique juste ici. Et là, on quitte. Donc, facilement, vous pouvez donc réorganiser encore vos travaux pour essayer de faire une comparaison des données. Hein. Donc, en fonction de vos classeurs, vous pouvez utiliser cet outil-là pour comparer vos données ou encore consolider encore les données. Si vous travaillez avec plusieurs données, donc avec une base de données, il faut parfois donc réorganiser vos données, c'est-à-dire la présentation de vos données, la navigation de votre classeur ou encore donc sur votre feuille. Alors pour cela, il faut venir ici dans Affichage. Par exemple, vous allez voir quelque chose. Si nous sommes là sur la feuille 1 et qu'on se déplace, en fait, on a perdu
en vue ce que nous avons ici au départ. Vous allez voir, en fait, c'est une grande base que nous avons. Nous avons beaucoup d'éléments. Vous allez défiler ici, nous en avons plusieurs. D'accord? Donc là, nous avons plus de 10 000 éléments ici, c'est-à-dire donc de plus de 10 000 données inscrites. Donc, on peut figer cette première colonne pour que lorsqu'on va se déplacer, nous n'aurons aucun problème. Donc, on va arriver au niveau de figer les volets ici. Alors, figer les volets ici, on souhaite figer la première ligne là. Donc, on va faire ceci, hein, figer la ligne supérieure. Alors, si on descend, vous allez voir la ligne, elle est bloquée. Donc, on peut donc là, on peut naviguer aisément, on voit donc la ligne est bloquée. Alors, si on veut donc enlever cette option-là, on va venir de figer les volets ici. On va donc dire libérer les volets, tout simplement. Et là, ça nous ramène au début. Alors, il se peut qu'on puisse aussi figer donc la colonne, la première colonne ici uniquement. On va venir ici au niveau de figer les colonnes, on va dire figer la première colonne. Alors là, vous voyez, si on se déplace ici, hein, la première colonne ici est figée. Donc, on peut revenir là et venir faire donc libérer donc les volets. Alors, donc c'est aussi possible de figer les colonnes avec donc les lignes. Pour ce faire, par exemple, si on veut figer donc la première colonne et la première ligne, on va se placer à ce niveau exactement, donc B2 exactement pour figer donc la première ligne et la première colonne. On va donc venir à ce niveau et on va dire figer les volets. Alors, si vous remarquez très bien, je vais augmenter le zoom. Pour augmenter le zoom, vous venez ici à ce niveau, vous avez zoom 100%. Vous venez ici, vous avez zoom et vous venez à 200% pour voir. Vous allez voir ici, en fait, il y a un trait noir. Ici, le trait qui est ici est beaucoup plus noir que les traits qui sont là. D'accord? Donc, si on se déplace maintenant, on va se déplacer. Vous allez voir, c'est bon, on va se déplacer vers le bas et vous voyez que ça a été figé. Donc, vous pouvez vous déplacer, hein, tout simplement. Ça a été figé. Alors, on va libérer les volets. Donc, on va venir ici. On va dire libérer les volets. Et là, on voit que les volets sont libérés. Alors, on peut aussi donc vouloir, par exemple, figer. Donc, ici, on va dire les deux colonnes ici, hein, avec donc la première ligne. On va se mettre à ce niveau, exactement à ces deux. Et venir ici, on va dire donc figer les volets. Donc, on a figé les deux colonnes, ici, les deux premières colonnes, hein, avec donc la première ligne. Donc, si on se déplace, la première ligne, c'est bon. On fait ceci, bah, les colonnes aussi est figée, vous pouvez voir. Donc, on va revenir à ce niveau ici, hein, encore libérer les volets. Ensuite, vous avez donc la possibilité aussi donc de masquer une feuille de calcul. De masquer une feuille de calcul, hein, ou encore de masquer un classeur. Nous avons vu comment masquer une feuille de calcul dans les vidéos que nous avons faites. Nous allons voir comment masquer un classeur. Alors, pour masquer un classeur, vous venez tout simplement ici. Vous avez donc masqué. Voilà. Donc là, on note sur notre classeur, hein, en fait, on a masqué le classeur. Pour l'afficher, on va venir ici, afficher. On clique donc sur le classeur. Et là, on a la possibilité donc de revenir ici. Aussi, vous avez donc la possibilité, au lieu de figer les volets, de fractionner votre classeur. Alors, pour ce faire, vous devez être dans une cellule, par exemple là. Or, je vais fractionner cette partie-là. Je vais venir ici fractionner automatiquement. Donc là, il va fractionner de part et d'autre. Donc, vous allez voir ici, il a fractionné finalement en 4. Donc là, je peux défiler comme ceci. D'accord? Là, je peux défiler ici de haut en bas. D'accord? Vous pouvez voir, hein? C'est bon. Là, je peux défiler à ce niveau. Alors là, c'est vraiment pour faire des comparaisons de données. Hein, si vous avez des données vraiment que vous souhaitez comparer, d'accord? Pour cela, il n'y a pas de problème. Vous pouvez donc tout le temps faire ces petites manipulations. Donc, on va venir ici au niveau de fractionner. On va cliquer. Et bien, fractionner est parti. On peut se mettre à ce niveau encore et venir, par exemple, là, on va dire donc fractionner. Et là, donc, on a fractionné en deux. Vous avez vu, donc, on a la première partie ici. Et là, nous avons la seconde partie. Vous pouvez voir avec ces manipulations, finalement, on peut donc avoir quelque chose d'assez intéressant ici. Donc, on va venir ici, fractionner et venir donc arrêter ici. Alors, vous voyez très bien que à ce niveau-là, on a donc pu fractionner ou encore figer les volets de cellules. Vous avez aussi la possibilité donc de changer de fenêtre. Pour ce faire, vous allez venir ici à ce niveau. Vous venez là, vous sélectionnez tout simplement la fenêtre. Alors ici, fenêtre, on voit tout simplement classeur.
D'accord? Ça renvoie tout simplement au classeur. Donc, vous avez ici tous les classeurs actifs qui sont là. Donc, vous pouvez venir sélectionner un classeur. Par exemple, ici, je tombe sur ce classeur. Je peux venir là et donc je navigue automatiquement à travers donc, mes classeurs. Pas besoin de venir, de fermer d'abord, de réduire. Non, avec ça, affichage, vous êtes là. Donc, vous affichez automatiquement vos classeurs. Alors, donc, je retourne à ce niveau. Donc, avec ces différentes façons, vous avez déjà la possibilité de changer l'aspect de votre classeur. Lorsqu'on parle de mode d'affichage de classeur, alors on voit les différentes façons dont un classeur peut se présenter. Comme on avait dit au départ, vous avez XFD colonnes et vous avez plus d'1 million de lignes. Alors, lorsque on est ici, hein, par défaut, vous saisissez toutes vos données là. Alors, ces données-là ne sont pas facilement imprimables. Vous ne pouvez pas les imprimer facilement. Alors, ce qu'il vous faut, il faut d'abord changer l'aperçu donc de votre classeur. Pour le faire, vous venez donc au niveau de mode d'affichage ici, toujours donc dans l'onglet affichage, vous avez par défaut c'est l'affichage normal, celui donc que Excel définit. Alors vous avez ici l'affichage avec saut de page, c'est-à-dire avant votre impression, si vous avez donc inscrit des sauts de page hein, dans votre feuille de calcul, alors Excel ici automatiquement il va donc montrer finalement les différents sauts de page que vous avez donc insérés. Et là déjà on peut avoir un aperçu pour dire que là nous avons finalement déjà plus de 473 pages ici avant donc l'impression. Ou encore si vous voulez changer donc cette mise en page là, vous pouvez venir ici, vous avez mise en page. Alors mise en page ici, finalement, renvoie donc à chaque page. Donc on sait que ici, sur la page numéro 1, on aura donc ces informations là et ainsi de suite. Alors déjà de base, les bases de données ne sont pas faites pour être imprimées. Hein. Donc ce qu'il vous faut surtout, c'est d'abord d'analyser vos données, d'extraire vos données, les données qui sont les plus importantes, d'analyser et puis de fournir peut-être un tableau. À partir de tableau, donc après vous pouvez donc voilà imprimer donc ces données. Vous avez aussi donc la possibilité ici de personnaliser, hein, donc de personnaliser l'affichage, d'accord? C'est possible. Donc ici, par exemple, on peut ajouter, mais chose que nous n'allons pas faire pour ce cas. Alors déjà, donc avec ces différentes manières, vous pouvez donc voir les différents modes d'aperçu. Alors je vais retourner à normal ici, vous allez voir. Hein. Alors ici, lorsqu'on clique sur ces boutons-là, ils interagissent automatiquement avec ceux qui sont ici. Donc regardez bien, les boutons qui sont ici avec les boutons-là, ils sont c'est-à-dire ils sont équivalents. On va venir ici, on va cliquer ici et on va voir automatiquement mise en page apparaît ici. Si on clique là, vous allez voir automatiquement avec saut de page apparaît. Donc vous pouvez le faire à ce niveau, d'accord, ou encore vous pouvez le faire à ce niveau. Donc là ici on va retourner au niveau normal, d'accord, vous êtes ici. Et enfin on peut voir donc le zoom. Alors le zoom encore ça permet à des c'est-à-dire ça permet d'agrandir ou encore de réduire vos données. Hein. Par exemple ici donc dans le groupe zoom ici vous avez trois types de zoom. Le premier donc le zoom en lui-même. Hein. Vous avez donc les facteurs d'agrandissement ici. On peut prendre par exemple 75%, on va dire OK. Et là donc on a zoomé à 75%. Donc on peut revenir à ce niveau hein, et venir zoomer à 100%, c'est-à-dire la normale. Ou encore on peut venir donc faire un zoom sur la sélection. Si je suis ici, je vais faire un zoom sur la sélection. Eh bien, il fait un zoom sur là où j'ai encadré. C'est simple, hein, je vais venir ici, je vais faire ceci. Bon, ça ne bouge pas, c'est normal. Je vais venir à ce niveau, je vais faire un zoom, ça ne bouge pas. Eh bien, je vais retourner, normal, vous allez voir. Hein. Alors, je vais faire OK. Je vais venir à ce niveau, j'aimerais qu'il puisse zoomer cette donnée-là. Je vais faire zoom sur la sélection. Eh bien, il a zoomé. Tout simplement. Donc déjà avec ces différentes façons, vous pouvez donc changer le mode d'affichage de votre classeur. Il existe donc plusieurs types d'opérateurs sur Microsoft Office Excel. Il s'agit donc des opérateurs arithmétiques, des opérateurs de comparaison, des opérateurs de référence, mais aussi donc des opérateurs de concaténation de texte. Alors, pour les opérateurs arithmétiques, nous avons donc l'addition. Ici, donc, nous avons la soustraction avec le signe que vous avez là. Vous avez la division avec la barre, la multiplication là avec cet astérisque.
vous avez donc le pourcentage avec ce signe-là, et enfin vous avez l'exposant. Ensuite, vous avez donc les opérateurs de comparaison. Ces opérateurs vous permettent tout simplement donc de comparer. Ça peut être des valeurs, ça peut être du texte, ça peut être par exemple des données que vous avez. Alors, ces opérateurs, vous allez les utiliser généralement dans des fonctions lors de vos calculs pour pouvoir donc faire des comparaisons. Alors, il s'agit ici du signe donc d'égalité, égal à, supérieur ou égal à, supérieur à, inférieur ou égal à, inférieur à, et enfin le signe différent de. Vous pouvez le voir donc sur Excel différent de, c'est fait de cette manière-là. Ensuite, vous avez donc les opérateurs de référence. Alors, les opérateurs de référence, déjà, vous avez donc le 2 points ici. Vous allez le voir lorsqu'on va faire les fonctions, lorsqu'on va insérer donc des formules, des fonctions, vous allez voir ces opérateurs vont beaucoup apparaître, notamment dans la sélection des plages. D'accord? Vous avez donc ici le descriptif ici, on vous dit que c'est l'opérateur de plage qui produit une référence à toutes les cellules, comprises entre deux références. Alors ensuite, nous avons donc la virgule qui est un opérateur d'union qui combine donc plusieurs références en une seule référence. Ensuite, nous avons donc espace ici qui est un opérateur d'intersection qui produit une référence aux cellules qui sont communes à deux références. Ensuite, ici, vous avez donc le dièse, le symbole là, et qui est utilisé dans plusieurs contextes. Par exemple, si vous saisissez donc une valeur et que la valeur elle est trop grande par rapport à la cellule, d'accord, vous allez voir ce symbole-là apparaître. Ou encore lorsqu'il s'agit d'avoir une erreur, d'accord, plusieurs erreurs sur Excel donc sont précédées de ce signe, de ce symbole-là. Et enfin, vous avez donc l'opérateur de concaténation de texte. Alors, l'opérateur de concaténation de texte, ici que vous pouvez voir le symbole là, donc c'est un et commercial. Il permet donc de lier ou concaténer deux valeurs pour produire une valeur de texte continue. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Si vous avez deux colonnes, supposons vous avez la colonne A ici et la colonne B, là vous avez les produits et les numéros, et que dans C, vous souhaitez que les produits soient rattachés directement au numéro, alors vous pouvez prendre une formule, par exemple, vous allez mettre la formule qui va vous permettre de lier A et B. Alors, pour faire cette liaison-là, il faut donc utiliser le et commercial. Revenons donc aux opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques donc, nous permettent tout simplement donc, de faire des calculs, aussi complexes qu'ils soient, mais déjà aussi, il faut savoir que l'ordre de priorité qui s'applique sur Microsoft Office Excel est le même ordre de priorité que nous avons donc en mathématiques, donc en algèbre de base. Donc, à savoir, par exemple, que la multiplication est prioritaire à l'addition, que la soustraction est moins prioritaire à la multiplication ou autre. Mais aussi, donc, nous n'avons pas mentionné ici, nous avons aussi donc des parenthèses qui peuvent s'ajouter, notamment donc lors des calculs, vous allez le voir certainement. Alors donc, avec ces opérateurs, vous allez voir, nous allons pouvoir les utiliser dans certains cas, dans la plupart, dans la grande majorité, surtout sur les opérateurs de comparaison. Ils nous permettront donc de pouvoir vraiment les utiliser lors de l'élaboration de nos formules. Cette notion ainsi vue, alors voyons concrètement comment est-ce qu'on peut retrouver tout cela dans un exercice. Alors, dans notre exercice ici, nous avons une librairie, d'accord, la librairie plus, donc, où nous avons donc les montants de vente réalisés en francs CFA sur un trimestre. Il s'agit donc du premier trimestre 2020 ici. Alors, ce qui est demandé là, c'est donc de calculer en fait le total hors taxe. Alors, le total hors taxe ici, vous avez, donc c'est tout simplement, on va faire la somme du montant obtenu en janvier, ensuite en février et en mars. Alors, tous les calculs sur Microsoft Office Excel débutent donc en insérant le signe d'égalité. Donc, vous avez égal. D'accord? Vous avez égal comme ceci. Lorsque vous insérez égal, donc vous ordonnez à Excel que ce qui va suivre, c'est donc une formule.
D'accord? Ensuite, ce que vous faites, là, vous pouvez donc venir sélectionner la première cellule là. Elle est sélectionnée, vous avez vu, elle est encadrée, elle est sélectionnée là. Ajouter le signe, par exemple, nous allons faire plus ici, vous allez voir. Ensuite, prendre la deuxième cellule là. Vous allez voir, je suis sur la deuxième cellule, elle est active ici. Je vais faire donc plus, je vais prendre la troisième cellule comme ceci. Et là, c'est fait. Je vais donc valider. Alors, vous avez vu ici, j'ai validé. Et ici, Excel a rangé automatiquement. Maintenant, regardez, si on vient ici et qu'on vient diminuer là, vous allez voir ici, en fait, on a notre erreur ici qui apparaît. Même là, la valeur, elle est là. Mais donc, cette erreur-là, en fait, que nous avons, c'est donc le signe que nous avons vu ici. Je vais revenir à ce niveau. Hein. Nous avons vu ça. On a dit qu'on a ce symbole-là, d'accord? Et donc, c'est un opérateur de référence. Ici, pour venir arranger cette erreur-là, je viens à ce niveau et je fais un double-clic. Alors, maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'il faut répéter la formule jusqu'aux cellules qui sont en bas ici. Dans la première semaine de la formation, nous avons vu donc la copie incrémentée. Alors ici déjà, nous allons voir une autre utilité de la copie incrémentée. Il s'agit donc d'incrémenter les formules. Ici, c'est fait. Ici, je vais venir ici, je vais faire un double clic et vous avez vu, finalement, tout est venu à ce niveau. Alors là, je ne veux pas que ça puisse se répéter ici. Donc, ce que je fais, je viens ici, je viens ramener ma copie là. D'accord? Donc, je suis là et je peux venir remettre ma mise en forme. Alors, c'est déjà fait. Hein. Vous pouvez vérifier maintenant si on fait un double clic. Vous voyez, en fait, Excel met les références de toutes les cellules que nous avons faites ici. Attention, lorsque vous faites donc des calculs, hein, il faut faire très attention avec les cellules que vous sélectionnez. Ne soyez pas en train de sélectionner une cellule au hasard parce que là, par exemple, si je viens ici, vous allez voir automatiquement, je vais revenir hein, ici, je vais venir sélectionner là et vous avez vu que la référence a changé. Donc, il faut faire vraiment attention à ce niveau. Donc, je vais faire CTRL Z pour annuler, je reviens. Et vous allez voir ici, si on clique, hein, automatiquement, il a pris en compte ce que nous avons fait en bas. Et c'est automatique. À présent, nous allons donc voir comment calculer le montant TVA. Alors, la TVA, nous allons déjà l'inscrire, l'insérer. Hein. Nous avons ici égal, on va dire la TVA, elle est de 5,5, d'accord, %. Alors là, on va rajouter un opérateur arithmétique que nous avons vu. On va mettre donc %, comme ceci, et on va valider. Et donc là, vous avez vu automatiquement, hein, regardez, si on vient dans la barre de formule ici, vous avez vu, on a bien 5,5 et le pourcent qui est ici, hein, mais le résultat que nous avons ici dans la cellule, ça fait 0,055. Cela signifie tout simplement que Excel donc a divisé cette valeur 5,5 par 100. Alors là, donc, je vais la mettre en pourcentage. Pour ce faire, je vais juste venir au standard ici et cliquer donc sur pourcentage. Alors, ça fait 6%. Je vais donc prendre, donc, voilà, je vais laisser 5,5%. Alors, le montant de TVA, comment je vais faire pour le calculer? Alors, ce montant-là, il est égal. Cette fois-ci, je vais donc utiliser la parenthèse. Alors, j'ai une parenthèse ici que je vais ouvrir. Je sélectionne le premier montant. J'additionne avec le second. J'additionne avec le troisième. Ensuite, je ferme la parenthèse. Multiplier, d'accord, que je viens prendre ici la TVA. Alors, regardez bien cette formule-là. Nous avons ici B8 plus C8 plus D8 que nous avons mis entre parenthèses. Et là, nous avons donc que multiplie F5 ici. Alors, logiquement, Excel, qu'est-ce qu'il va faire? Selon les principes de priorité, il va d'abord faire la somme, donc le calcul de ce qui se trouve dans la parenthèse. Donc, il va faire cette somme-là. Après, une fois qu'il aurait obtenu le résultat, il va multiplier le résultat maintenant donc par le nombre qui est ici, donc par la cellule qui est là. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé donc d'ordre de priorité qui existe en algèbre. Cet ordre-là s'applique aussi sur Microsoft Office Excel. Alors, si vous avez fait ça, nous allons donc valider. Vous allez voir ici, si on valide, hein, effectivement, il a le montant exact.
Vous pouvez donc prendre votre calculatrice, essayer de calculer si la somme de ceci que multiplie 5,5% donnera bien ceci. Alors là, nous allons faire quelque chose. Nous allons venir ici, au niveau de F5, là, nous allons changer la référence. Je vous expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, appuyez sur la touche F4. Vous allez voir, les dollars vont apparaître comme ceci. Alors, vous faites juste entrer et vous venez ici, au niveau de votre copie incrémentée, vous allez tirer. Voilà. Et là, c'est bon. Tout a été calculé. Exactement. Alors là, on peut donc passer au total, toutes taxes comprises, ici, qui serait donc égal à, tout simplement, nous avons donc le total hors taxe, plus le montant donc avec la TVA. Donc nous allons faire OK. Et ici, on va venir tout simplement pour incrémenter. Aussi donc, nous avons donc le pourcentage de vente ici, que nous pouvons calculer aisément. Alors, le pourcentage de vente ici, ce que nous allons faire, avant de le calculer, nous allons d'abord chercher donc à avoir le total. Au niveau donc de janvier ici, je vais faire égal ceci plus cette donnée-là plus, alors cette donnée-là, voilà. Donc là, je vais modifier, ici c'est pas A9, mais c'est plutôt, voilà, cette donnée-là. Plus, je vais venir à ce niveau, plus, voilà, je suis là, plus cette donnée-là, plus celle-ci, plus celle-là. Et je valide. Alors, je valide ici, c'est fait. Je viens à ce niveau et je vais donc tirer. Voilà, c'est fait. Alors, vous voyez même ici, à ce niveau, il y a encore cette erreur-là. Pour corriger, vous revenez ici à ce niveau, vous faites un double clic, tout simplement. Alors, le pourcentage de vente ici, on va faire donc, le pourcentage de vente sera égal donc au total hors taxe ici, d'accord, que divise finalement ce montant-là. Alors, ici, nous allons encore appuyer sur F4, je vous expliquerai plus tard, voilà, et on entre, je vais venir ici, incrémenter. Alors ici, au niveau de pourcentage de vente, je vais changer le type de cellule ici, donc je vais cliquer là, je vais revenir ici à ce niveau et je vais mettre ça en format nombre. Voilà. Alors, vous avez vu comment nous avons résolu cet exercice en utilisant donc les opérateurs jusque-là. C'est déjà une façon donc d'aborder maintenant donc les fonctions. Mais donc, ce qu'il faut retenir avec les calculs généralement, vous avez par exemple dans cette formule-là, vous allez voir, nous avons utilisé beaucoup de références là et nous avons perdu énormément de temps. Avec les fonctions, vous avez par exemple une fonction qui vous permet de calculer toute cette plage-là. Au lieu de faire toute cette recopie-là, de mettre à chaque fois les références, vous avez donc la fonction qui vous permet de faire ce calcul. Alors, nous allons beaucoup plus utiliser les fonctions sur Excel parce que déjà nous voulons donc automatiser nos tâches. N'oubliez pas, c'est ce que nous nous sommes dit depuis le début. Mais cette façon de faire des calculs est très importante parce que dans des cas, vous aurez besoin de l'utiliser. Alors, refaites encore la vidéo, refaites l'exercice et comprenez bien ces notions avant donc de passer à la suite. Nous allons aborder une nouvelle partie dans Microsoft Office Excel. Jusque-là, ce que nous avons fait en grande majorité, donc c'est voir le classeur, les feuilles de calcul, utiliser donc les cellules pour pouvoir entrer les données, les bonnes manières qui vous permettent donc de pouvoir travailler sur Excel. Par exemple, les mises en forme et tout ce qui accompagne donc l'amélioration de la vue de votre classeur. Alors, là maintenant, nous passons à la partie donc de traitement de données proprement dite, où à partir donc des formules, des fonctions, nous allons élaborer ici donc des données, des statistiques. Alors, à partir de ce moment, ce qu'il vous faut, c'est de suivre au moins une vidéo 2 fois. Et ensuite de refaire les exercices. Vous avez donc plein d'exercices dans la partie exercices que vous pouvez voir et consulter donc les ressources de chaque semaine et donc voyez les exercices qui vous permettront de vite gagner en niveau.
Alors déjà là, dans cette première vidéo, nous allons voir les références d'une cellule. Alors, la référence d'une cellule, les références d'une cellule ici, nous parlons donc une cellule sur Microsoft Office Excel. On l'avait déjà dit, je vais le repréciser ici. Si on vient, on sélectionne cette cellule-là, d'accord? Nous avons ici B4. Alors, on disait que B4 est l'adresse relative de la cellule. Donc, le B ici signifie tout simplement l'entête de colonne. Ici, nous avons donc B. Et le 4 ici signifie le numéro de ligne. Ici, nous avons donc 4. Donc, B4 signifie donc la cellule formée par la colonne B et la ligne 4. Maintenant, par défaut, cette cellule-là, elle est sur cette forme-là. Mais nous pouvons donc figer cette cellule. On peut figer la ligne ou figer la colonne. Alors, de quel intérêt? Pour l'intérêt donc de faire des calculs. Par exemple, nous aurons des calculs que nous allons voir tout au long de ces vidéos-là. Vous allez voir, il y a de ces calculs où nous n'avons pas besoin que la cellule puisse bouger, par exemple, de la colonne, ou qu'elle ne puisse pas bouger de la ligne, ou qu'elle ne puisse pas du tout bouger. Alors, je vais utiliser des termes moins techniques pour que vous puissiez comprendre. Alors, ici, nous avons des produits. Vous pouvez voir ici, nous avons des produits, le prix, la quantité, le prix hors taxe ici. Et nous avons donc besoin de calculer le prix avec TVA. Déjà, donc, nous savons que le prix avec TVA, donc, c'est le prix hors taxe que multiplie la TVA. Alors, je vais venir à ce niveau. Si j'insère donc la formule, je vais faire égal. Nous avons ici donc le prix hors taxe que multiplie la TVA là. Nous allons donc valider, entrer. Ici, nous avons donc la première réponse. Alors, si on vient sur cette cellule-là et qu'on fait un double clic comme ceci, on voit bien que nous avons D7 là que multiplie B4. Alors, nous voyons qu'on n'a aucun problème parce que le prix avec TVA là, il est juste. Maintenant, si nous souhaitions que le calcul se répète en bas ici, donc on va venir, on va faire donc un double clic comme ceci. Et voilà, donc on va revenir ici pour venir arranger. Et on voit quelque part ici, nous avons valeur, une erreur de valeur. Et nous avons d'ailleurs même ici un 0 franc CFA. Alors là, on ne comprend plus rien. Alors, qu'est-ce que c'est en réalité passé? En réalité, ce qui s'est passé là, si on vient ici au niveau de 0, on va faire un double clic. Vous avez vu, on a bien pris D8 ici, c'est bon. Mais là, nous avons pris B5. On a vu ici que nous sommes passés donc à la cellule en dessous. Donc, si on va passer à l'autre aussi pour voir, on va venir ici. Ici, on a bien pris D9, mais là, nous sommes passés à B6. Raison pour laquelle vous avez vu donc une erreur de valeur, parce que là, nous avons un nombre ici que multiplie finalement donc des caractères, nous n'aurons pas de solution. Alors, si donc on fait par récurrence, vous allez voir. Donc, lorsqu'on incrémente du haut vers le bas, les cellules aussi ici, elles descendent du haut vers le bas. Alors, c'est la même chose lorsqu'on va du bas vers le haut, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Alors, c'est le même principe. Maintenant, alors si on ne veut pas que cette erreur-là puisse apparaître, si on veut juste que le prix de la TVA ne puisse pas changer, alors il va falloir qu'on puisse figer la cellule. Alors, pour figer la cellule, vous avez deux possibilités de le faire. Vous pouvez le faire manuellement. La première manière, c'est de vous placer ici au niveau donc de la référence de la cellule ici. Vous arrivez ici sur P, vous cliquez. Alors, vous appuyez sur la touche $ de votre clavier. $. Comme ça, ça veut dire que $ sur B, devant B, ici veut dire que je vais figer la colonne B. Alors, je vais me mettre ici au niveau de 4 aussi. Je vais donc faire $. Et $ avant 4 signifie que je vais donc figer la ligne 4. Alors, si les deux comme ça sont figés, donc ça veut dire que là, j'ai figé toute la cellule. Je vais faire donc entrée. Je suis là. Je vais revenir à ce niveau et donc faire mon calcul. Et là, je vois en fait tout a été pris en compte. Pour vérifier, je vais me placer ici maintenant. Je vois que B4 n'a pas changé. Je vais revenir ici à ce niveau. B4 n'a pas changé et B4 n'a pas du tout changé. Alors donc, c'est ça l'intérêt de savoir comment figer donc une cellule.
Là, c'est le cas donc de la TVA. Il se peut que ce puisse être par exemple des coefficients. Si vous êtes dans le domaine donc de l'éducation, vous calculez par exemple des moyennes, vous avez des coefficients et sachant que donc les coefficients pour une matière ne changent pas. Et donc là, vous avez la possibilité finalement de pouvoir faire vos calculs. Donc en bonus, ici on peut calculer le montant, toute taxe comprise, est égal donc le prix hors taxe ici, plus finalement ici la TVA, donc le prix avec TVA. On va faire OK. Et donc là, finalement, nous avons le prix exactement. Alors, revoyez encore cette vidéo pour pouvoir bien comprendre cette notion avant de passer à la suite. Nous allons voir une variante de ce que nous avons fait dans la précédente. Alors là, nous allons pouvoir aussi faire un calcul, mais cette fois-ci, nous allons donc figer les lignes ou encore figer les colonnes. Donc ici, en termes de cellules, on va figer une ligne ou encore figer une colonne. Alors, regardez simplement. Ici, nous avons l'évolution du chiffre d'affaires d'une entreprise. De 2010 donc ici à 2020 que vous pouvez retrouver ici facilement. Et là, vous avez donc le chiffre d'affaires. Alors ici, année de base, nous avons donc 0. Ce que nous voulons finalement dans la ligne 6 ici, dans la sixième ligne, ici à partir de cette cellule-là, donc la cellule C6, c'est d'avoir le nombre d'années. En réalité, si nous sommes ici à 2011, on doit avoir une année. Nous sommes ici à 2012, on doit avoir deux années et puis 3 années. Donc 1, 2, 3 jusqu'à 10. Alors, ce que nous allons faire ici maintenant, on va faire donc égal pour ce cas. Donc, on va prendre ici 2011, qui est ici cette première valeur. Maintenant, ce qu'on va faire chaque fois, donc on va faire une différence entre 2011 ici et 2010. Donc, on va soustraire à 2010. Alors, regardez bien. Pour avoir 1 ici au niveau de C6, il faut donc enlever à 2011 la valeur de 2010. Donc, ce que je vais faire, il ne faut pas que 2010 ici puisse bouger, puisse changer donc de colonne. Alors, pour ce faire, je vais venir ici. Donc, au niveau de B, je vais figer B comme ceci. Je fige B, genre je vais valider. Donc, j'ai tabulation. Et donc là, ça fait 1. Alors, si je passe ici au niveau de 2012, ça va faire 2. Je vais revenir faire un double clic. Vous allez voir à ce niveau. Donc, on a donc 2012 soustrait donc à 2010 soustrait à 2012. Donc, on va continuer ici. Donc, de proche en proche, là, vous allez donc incrémenter facilement. Donc, vous avez ici toute votre série ici, en fait, qui se présente de cette manière. Alors, c'est ça donc l'avantage donc de pouvoir figer les colonnes, donc les colonnes selon ce cas-là. Alors, on va maintenant voir une variante. On va encore venir ici. Cette fois-ci, nous avons les mêmes chiffres d'affaires, les mêmes données, mais tout simplement représentés ici donc en ligne. Alors, on va refaire le même exercice. On va refaire le même calcul que nous avons fait. On va donc faire égal à ce niveau-là. Donc, on va toujours prendre ici la date à laquelle nous nous trouvons dans la cellule. On va donc soustraire ici à 2010. Alors là, au lieu de figer la colonne, étant donné que nous sommes sur la même colonne, on va plutôt figer la ligne. D'accord? On va cliquer là et on va venir ici donc étoile. Voilà. Et dollars, excusez-moi. Et on fait donc valider. Alors nous sommes là tout simplement, on vient ici. Vous avez votre petit poignée de recopie ici. Et vous tirez donc vers le bas et tout est fait exactement. Déjà, avec ça, vous allez voir, dans certains cas, vous aurez donc besoin de cette facilité-là, de cette propriété-là, de pouvoir donc figer. Et donc, revoyez donc les vidéos précédentes pour bien comprendre comment ça se passe et exercez-vous afin que vous puissiez maîtriser encore cette partie. À présent, nous allons voir les fonctions sur Microsoft Office Excel. Alors, déjà, pour retrouver donc les fonctions, vous venez ici, vous avez donc l'onglet Formule ici, vous avez donc une bibliothèque de fonctions. Vous en avez plusieurs, les fonctions, plus de 400. En tout cas, vous pouvez donc parcourir ici, rangé par catégorie. Et donc, vous avez les fonctions financières ici, que vous pouvez voir, les fonctions logiques, les fonctions texte, date et heure, référence, mathématiques. Et vous avez même plus de fonctions ici, donc par exemple les fonctions d'ingénierie ou de statistique. Alors, lorsque on travaille avec des fonctions, le but, ce n'est pas de connaître toutes les fonctions. Parce que déjà, il faut le savoir que chaque personne par rapport à votre profil, vous aurez besoin
de certaines fonctions dont nous n'en aurons pas besoin. À moins que vous soyez une personne qui travaille souvent avec Excel, je parle là d'un formateur hein, qui doit au moins connaître peut-être pas toutes les fonctions, mais au moins une grande partie des fonctions. Déjà, vous avez par exemple, au moins de base, il faut connaître 150 fonctions. Alors, il existe donc des fonctions qui doivent être connues de tous. Il s'agit donc par exemple des fonctions logiques. Hein. Vous avez les fonctions logiques ici, la fonction si ici, et vous avez ici la fonction ou et la fonction et. Alors, ces fonctions-là sont très importantes parce que déjà, tout au long de Excel, vous aurez forcément besoin à les utiliser. Ou encore, vous avez les fonctions ici en maths et trigonométrie. Par exemple, la fonction somme que nous allons défiler ici pour voir. Voilà, nous avons ici la fonction somme ici. Vous avez vu dans l'un de nos vidéos, nous avons donc calculé, nous avons fait une somme en appliquant des opérateurs arithmétiques. Or là, nous avons une fonction déjà qui nous permet donc de pouvoir faire ce calcul-là. Déjà, lorsqu'on aborde les fonctions, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fonction fonctionne un peu comme un distributeur donc de billets. Vous avez donc le distributeur de billets qui est la fonction en lui-même et donc vous avez ce qu'on appelle des arguments. Alors, un argument c'est quoi? Tout simplement dans une fonction, par exemple la fonction somme ici, hein, on a fait un double clic, vous allez voir ici, eh bien nous avons ici nombre 1 comme ceci. Nous avons ici nombre 2 comme cela. Alors, nombre 1, nombre 2, c'est ce qu'on appelle des arguments. Alors, ces arguments, donc finalement, avec l'exemple du guichet, ça représente votre carte que vous rentrez dans votre distributeur de billets, hein, avec donc votre mot de passe. Donc, sachant que il faut que vous puissiez entrer votre carte avec le mot de passe, ensuite le montant que vous souhaitez, donc c'est le troisième argument. Hein. Dès que les trois arguments sont rentrés, alors là maintenant le distributeur vous remet vos billets. Donc, le distributeur est une fonction, en fait, joue une fonction précise. Donc, la fonction aussi sur Microsoft Office Excel, vous devez la comprendre comme ça. Chaque fonction a un rôle précis. D'accord? Donc, c'est cela. Donc, ici, je vais fermer cette fenêtre-là pour que vous puissiez voir facilement. Alors, je vais me mettre ici, d'accord, sur une nouvelle feuille. Je vais me mettre ici d'abord. Et donc là, je vais insérer une fonction. Comme nous l'avons fait avec donc les calculs, on va faire donc égal, toujours. Alors là, vous pouvez donc prendre votre première fonction. Vous pouvez le faire comment? Regardez ici. Ici, vous avez une liste là. D'accord? Vous avez donc ici hein, les différentes fonctions qui sont ici déjà que vous pouvez prendre. Vous pouvez par exemple prendre somme ici. On va prendre somme. Vous avez vu, ici somme est apparu. Alors, lorsque vous le faites de cette manière-là, vous avez vu ici la boîte de dialogue ici. Hein, vous avez une nouvelle fenêtre ici qui apparaît. Alors, vous pouvez donc venir ici inscrire vos arguments facilement. Et vous allez voir à chaque fois, voilà, d'autres arguments vont s'ajouter. Alors, ça, c'est la première méthode donc d'insérer une fonction. Vous avez encore une autre méthode ici. Donc, je vais faire égal. Je vais ici au niveau donc f de x insérer une fonction. Je clique. Alors, lorsque j'appuie sur f de x, automatiquement donc il met le signe égal ici. Ce que vous faites finalement, vous venez ici, hein, vous faites soit rechercher une fonction. Vous pouvez donc taper le nom de la fonction ici. Par exemple, je vais mettre la fonction date. Je vais mettre un DA comme ceci. Je vais faire recherche et il a vu date ici. Alors, vous pouvez soit venir ici à ce niveau et pouvoir donc prendre une fonction selon la catégorie. Par exemple, on va voir les finances ici. Vous avez par exemple la fonction Armolin. Vous avez toutes les fonctions ici, donc NB coupon, tout ce que vous voulez donc dans la catégorie de finances. Alors, ça c'est la deuxième méthode. La troisième méthode ici, donc on a annulé là. Et donc de venir ici dans formule, insérer une fonction. Et voilà, vous avez encore ici la possibilité donc de choisir, par exemple, logique, vous insérez une fonction logique. Alors, la dernière méthode et la plus utilisée d'ailleurs, c'est d'insérer une fonction manuellement. C'est-à-dire, là, vous connaissez déjà la fonction. Vous venez ici, vous faites égal, je mets le nom de la fonction, ça fait somme, comme ceci. Alors là, maintenant, j'ai les arguments. Ce qui est très intéressant, c'est que Excel vous donne déjà une aide. Regardez ici, hein, si vous venez ici déjà, il vous dit que là, vous avez déjà inséré somme. Alors là, vous allez insérer nombre 1, donc qui est le premier argument. Et vous insérez donc le second argument. Chose qui est très intéressante aussi à savoir donc avec les fonctions, chaque argument ici est séparé donc par des points-virgules. Donc,
le premier argument, point virgule, le deuxième argument. Alors, pour résumer tout ça, je vais venir ici à ce niveau, je vais venir ici, dans cette cellule-là, je vais faire donc égal, vous allez voir, nous avons donc nom de la fonction, d'accord, nom de la fonction, voilà, nom de la fonction comme ceci, et nous avons donc argument, je vais mettre arg 1, point virgule, arg 2, point virgule, et donc là, je vais mettre 3 points de suspension. Alors, je vais venir ici, valider. Je vais venir ici pour augmenter là, augmenter le zoom pour que vous puissiez bien voir et je vais bien vous expliquer donc à ce niveau. Alors, vous voyez ici la syntaxe d'une fonction sur Microsoft Office Excel. C'est que ça prend en compte finalement donc le nom de la fonction. Ici, nous avons le nom de la fonction d'abord. Ensuite, vous avez l'argument, le premier argument, le deuxième et ainsi de suite. Donc, le nombre d'arguments ici que vous avez va dépendre donc de la fonction que vous allez finalement utiliser. Et aussi, donc, chaque argument ici est séparé par des points-virgules et vous n'avez pas d'espace entre l'argument et le point-virgule. À ne pas oublier. Donc, égal, pas d'espace ici, hein, nom de la fonction. Vous n'avez pas d'espace à ce niveau, donc le tout doit être collé sous forme de bloc. Donc là, pour faire une similitude, je vais faire ici, par exemple, je vais faire somme. Comme argument, je vais prendre par exemple cette cellule-là qui me donne le premier argument. Je vais faire point virgule, je vais prendre ceci. Je vais faire point virgule, par exemple, je vais prendre ceci. Alors, là, vous avez vu, ça respecte la même chose. Somme, nom de la fonction. On ouvre la parenthèse, le premier argument, point virgule, le deuxième argument, point virgule, et ainsi de suite. Alors, vous allez pouvoir consulter donc votre bibliothèque de fonctions et voir les plupart des fonctions. Essayez donc de voir les syntaxes parce que chaque fonction donc a une syntaxe bien particulière. Alors, la fonction logique, si vous allez voir ici, j'ai divisé mon écran en deux. Alors, cette partie-là, nous sommes sur Excel et cette partie-là, nous sommes sur Paint. C'est tout simplement pour vous expliquer comment est-ce que on utilise la fonction. Alors déjà, pour la fonction si, vous devez savoir, déjà j'insiste beaucoup sur ça parce que on va beaucoup l'utiliser. Alors ici, vous avez comme argument ici, donc égal, nom de la fonction qui est ici. On ouvre la parenthèse, vous avez ici la condition. Alors la condition, c'est la condition qui vous est imposée. Ça peut être dans un exercice, ça peut être donc dans un cas pratique, une condition quelconque. Alors, déjà, retenez dans condition, là, ça peut être par exemple des valeurs à vérifier, ça peut être du texte à vérifier, mais ça peut aussi être une autre fonction. Ensuite, vous avez donc la valeur si vrai. Alors, la valeur si vrai ici, hein, c'est la valeur qui vérifie donc la condition. Raison pour laquelle ici, nous avons écrit valeur si la condition est vraie. Alors, le troisième argument ici que nous avons, donc, c'est la valeur si faux. La valeur si faux ici, ça signifie tout simplement c'est la valeur si la condition est fausse. Alors, ici au niveau de valeur si vrai, ça peut être un nombre, ça peut être du texte, ça peut aussi être une fonction. Et ici, la valeur si faux aussi, c'est la même chose. Alors, j'ai fait un petit organigramme ici pour vous montrer un peu comment ça se passe. Ici, vous avez donc la condition et finalement là, vous avez deux sorties possibles. Si la condition est respectée, alors on vient ici au niveau de vrai. Sinon, alors on vient ici au niveau de faux. Donc, faites bien cette différence-là et soyez bien attentifs donc avec la fonction si pour pouvoir l'utiliser d'une façon efficace. Vous pouvez toutefois refaire votre organigramme ici, hein, même lorsque vous travaillez, que ce soit dans un exercice pour que vous puissiez vous en sortir. Surtout au début, ça vous permettra de ne pas faire des erreurs que certains commettent. Alors, on va voir tout ça en pratique. Hein. Ici, nous avons donc, je vais venir ici sur Excel, je vais fermer ça. Alors, je viens sur Excel ici. Nous avons donc des représentants ici, dans des salariés, leur numéro, leur sexe, leur année d'ancienneté, le chiffre d'affaires. Alors là, on veut donc leur octroyer une prime. Alors, on va les octroyer une prime maintenant sur une certaine condition. La condition, c'est quoi? Eh bien, la condition, si l'année d'ancienneté est supérieure à 4 ans, alors ils ont une prime. Sinon, bon, ils n'ont pas de prime. Déjà, je vais venir à ce niveau. Je vais faire donc égal.
Donc, j'ai l'année d'ancienneté. Donc, ici, c'est ici. Hein. Donc, je vais venir, la fonction, c'est si. Je vais dire si. D'accord? Le test logique. Le test logique pour moi ici, donc, c'est ma condition. Donc, l'année d'ancienneté ici. On a dit que ça doit être supérieur. D'accord? Vous mettez supérieur là à 4. Alors là, c'est ma condition. Point virgule là. Vous avez donc une valeur si vraie. La valeur si vraie, c'est la valeur qui respecte. J'ai dit que si la valeur là, la condition est respectée, alors la personne, on va lui octroyer une prime. Donc ici, on va venir ici, on va dire prime, voilà, accordée. D'accord? Vous êtes là. Voilà, et point virgule. Alors, vous allez sans doute vous demander pourquoi, avant d'écrire prime accordée, j'ai mis ici ces petits griffes-là. J'ai mis prime accordée entre griffes. Eh bien, lorsque nous avons pour argument de chaîne de caractères ou encore du texte, on le met toujours entre griffes. Toujours, à ne pas oublier. Parce que si vous oubliez, vous aurez un problème. Alors sinon, si la personne ne respecte pas, hein, vous allez voir ici, c'est la valeur s'il faut. On va dire ici, finalement, aucune prime. Aucune prime, comme ceci. Voilà, on n'a aucune prime. Et donc, là, on va donc valider finalement. Et vous allez voir ici, en fait, on n'a aucune prime à ce niveau. Et donc, on va venir, on va tirer ici. Hein. Alors, on va faire ceci. Vous allez voir. Alors, il n'y a aucune prime ici parce que cette valeur-là, elle est inférieure à 4, donc elle n'est pas supérieure à 4. Donc, finalement, c'est la valeur fausse ici qui est renvoyée. Ici, vous allez voir aussi aucune prime hein, parce que 4 n'est pas supérieur à 4. Ici, par contre, je vais revenir à ce niveau. Voilà. Je vais donc revenir à ce niveau. Vous allez voir hein, ici, nous avons donc prime accordée. Alors, déjà avec cette façon, vous avez la possibilité donc de pouvoir faire vos formules facilement. Ça peut être, les conditions, elles peuvent être de nombreuses. On va prendre donc une variante dans la vidéo suivante. Vous allez voir comment est-ce que ça se passe. Cette fois-ci, nous voulons donc donner une prime aux salariés de sexe féminin. Alors, c'est différemment de ce que nous avons fait ici. On va donc faire égal si là, finalement, le test logique ici, donc c'est le sexe là, ça veut dire que ça doit être égal au sexe féminin. Donc j'ai ceci, hein, j'ai F. Voilà, comme ceci, doucement. Voilà, j'ai F, j'ai point virgule. Alors, si le sexe est féminin, alors la personne là aura ici, on va dire, donc on va lui accorder une prime, on va dire une prime de 1000 francs. On va écrire donc 1000 francs. Voilà. Sinon, bah, la personne aura 0, comme ceci. Alors, regardez bien maintenant à ce niveau. Hein. Lorsque j'ai posé ma condition ici, au niveau de F ici, j'ai mis entre griffes. Tout simplement parce que F, c'est un caractère. D'accord? Et point virgule ici, au niveau de 1000 francs, j'ai pas eu besoin de mettre en fait ici le caractère, tout simplement parce que déjà, 1000 ici, en fait, c'est un nombre. Donc, le nombre, on n'a pas besoin donc de mettre entre griffes. Vous pouvez mettre entre griffes, ça va complètement marcher, mais il faut savoir que ça sera envoyé sur un format texte. Alors ici aussi, vous avez 0. Je n'ai pas mis de griffe. Donc, on va valider ici. On va voir finalement, il y a 0 ici parce que c'est un nombre. Hein. On va venir à ce niveau, on va faire un double clic. Et vous avez vu finalement, là où nous avons M ici, nous avons 0. Et sinon, quand nous n'avons pas M, eh bien, nous avons donc 1000. Nous allons aussi voir ici à présent maintenant comment est-ce qu'il faut utiliser des fonctions logiques toujours, restons dans la fonction logique. Alors, on va donc voir la fonction et. Je vais donc venir ici à ce niveau, je vais recopier cette mise en forme là, voilà, je suis là, je recopie juste la mise en forme, ne recopie que la mise en forme. Là, je vais faire donc, voilà, prime, je recopie ceci, prime 2. Voilà. Ce que je vais faire ici, c'est d'accorder une prime aux personnes donc, de sexe féminin qui ont fait un chiffre d'affaires supérieur à 1 500 000. Lorsqu'on parle déjà de chiffre d'affaires et le sexe, ça doit vous renvoyer à la fonction logique et. Mais comment ça se passe concrètement? Donc, on a égal ici, on a si, d'accord, vous êtes là. Le test logique ici, on va donc prendre le sexe comme ceci, avec le chiffre d'affaires. Maintenant, pour faire cette liaison-là, vous avez donc à insérer la fonction et ici. Alors, et ici aussi, il a sa propre syntaxe. La syntaxe de et donc, il doit d'abord respecter la
première valeur ici, donc le premier argument. Le premier argument, c'est que le sexe doit être égal à F. Ensuite, le second argument ici que nous avons finalement, c'est que le chiffre d'affaires là doit être supérieur à 1,5 million. Voilà, donc on a 1, 2, 1, 2, 3. Alors ça, ce sont les deux conditions que je veux, c'est-à-dire que je veux que prime plus vérifier. Alors si j'ai fini avec, et ici vous fermez tout simplement la parenthèse. Vous avez vu donc là nous sommes sur le test logique de la fonction si. On va faire donc point virgule là, et vous avez ici la valeur donc si vrai. La valeur si vrai, on va dire donc finalement, ici on va dire prime. On va donner une prime donc de 3000. On va dire prime de 3000 ici, comme ceci. Hein. Sinon, on va faire donc en point virgule ici, on va dire pas de prime. Donc là, on va l'écrire comme ceci. On va dire pas de prime. Voilà. Voilà, pas de prime comme ceci. Alors, si c'est fait, vous avez déjà fait ceci. Donc, vous revoyez d'abord votre formule pour ne pas que vous puissiez avoir des problèmes. Vous venez ici, vous voyez, et ici la valeur est bon. Non, vous êtes là, voilà, et vous avez la valeur si vraie, la valeur si fausse, et vous faites OK. Vous avez vu là, ici, il n'y a pas de prime. Hein. Pourquoi? On va voir. Parce que déjà, il est donc de sexe masculin ici, hein, et que le chiffre d'affaires ici est inférieur. Donc, c'est vrai, il n'y a pas de prime. Donc, ici, on va incrémenter ici. Voilà. Et nous allons voir, par exemple, au niveau de G3 ici, vous avez donc 3000, on va voir. Ici, c'est bien une fille, d'accord? Et que le chiffre d'affaires ici aussi est supérieur donc à 1,5 million. Vous allez voir ici, on n'a pas de prime parce que c'est vrai une fille, oui c'est vrai, mais le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 million. Donc, logiquement, nous n'avons pas du tout de prime. Et donc, c'est donc avec ça que nous avons donc, pouvons donc combiner et avec la fonction si en même temps. Une autre fonction que nous allons voir ici, la fonction logique toujours, on va donc prendre la fonction logique ou. Donc je vais venir ici à ce niveau, je vais encore faire une copie incrémentée, je vais ne copier que la mise en forme, je vais venir ici à ce niveau, faire donc prime 3. Voilà. Alors, comment est-ce que va fonctionner ici la fonction ou? Alors la fonction ou, elle vous permet tout simplement de prendre de vérifier une condition. Vous pouvez avoir plusieurs conditions. Ici, on va faire égal ou ici. Vous allez voir. En fait, il va vérifier si un argument est vrai. Il renvoie vrai. Donc, dans tous les cas, si vous avez tous les arguments ici, si un seul est vrai, alors il va renvoyer vrai. Il va renvoyer vrai, ça veut dire tout simplement que votre condition est vérifiée. Alors, je vais donc le combiner ici. Hein. On va donc faire si, je vais dire si, comme ceci. Le test logique que vous avez ici, le test logique, finalement, on va dire, cette fois-ci, on va donc parler de l'ancienneté ici avec le chiffre d'affaires. On va dire, si le salarié a une ancienneté supérieure à 6 ans ou un chiffre d'affaires supérieur à 1 million, alors finalement, il aura une prime de 5000 francs. Donc ici, on va dire ça, on va faire ou. On dit donc le salarié ici, l'année d'ancienneté du salarié ainsi. On a dit donc si son année est finalement supérieure, vous êtes là supérieur à 6 comme ceci, hein, ou bien on a dit donc le chiffre d'affaires ici doit être supérieur donc à 1 million, donc voilà, 3. Alors ici, donc on a nos deux conditions ici, l'une ou l'autre doit être vraie. Donc si l'une est vraie, alors c'est vrai. Alors, ici on a donc point virgule là, la valeur si vraie, on a dit que la prime, elle sera de 5000. On a 5000 comme ceci, point virgule. Sinon, on va dire, pas de prime. Voilà, pas de prime comme ceci. Et donc, on va fermer, valider. Là, nous avons 5000. Pourquoi? Parce que, eh bien, voilà, je fais une petite erreur ici. Il faut faire très attention. Voilà, je vais venir à ce niveau et donc valider. Alors là, nous avons 5000 tout simplement parce que vous pouvez voir, il a respecté une condition. La condition, c'est laquelle? Il a respecté la condition du chiffre d'affaires. La condition d'année de l'ancienneté est fausse, mais celle du chiffre d'affaires est vraie. Donc, finalement, c'est vrai. Donc, je viens ici et je vais venir ici faire un double clic. Vous allez voir, ici, nous n'avons pas du tout de prime ici. C'est parce que aucune des conditions n'est respectée. Regardez bien, ici, D5 ici n'est même pas supérieur à 6. Parce que 6 est égal à 6. Donc la condition, elle est fausse. Et aussi au niveau donc de E5 ici, qui est le chiffre d'affaires, on voit que facilement que le chiffre d'affaires ici est inférieur à 1 million.
Du coup, nous avons donc pas de prime. Donc, déjà, vous avez vu avec cette façon-là, vous pouvez donc revoir encore comment faire vos fonctions conditionnelles hein, afin donc de pouvoir mieux les maîtriser et encore mieux les appliquer dans les exercices. Je vous invite encore à donc refaire les exercices, refaire la vidéo, revoir. Pas à pas, vous allez comprendre finalement comment ça se passe. Donc, nous allons voir comment calculer le maximum, le minimum ou encore le maximum selon un critère, le minimum selon un critère. Alors, pour voir ça, déjà, on va venir ici. Ici, nous avons donc les élèves et leurs notes obtenues dans différentes matières. Et ici, donc, nous avons encore leurs noms, les élèves ici qui se retrouvent encore là. Alors, on va calculer ici la plus forte note. La plus forte note pour calculer, donc ça veut dire que parmi les notes que l'étudiant Antoine Koua a obtenues, ici, dans cette plage-là, on va donc chercher la plus forte note. Alors, pour ce faire, c'est simple, on va venir ici, on va dire donc égal, on va utiliser une fonction ici qui s'appelle donc la fonction max. Alors, max ici, c'est pour donner donc la valeur en fait la plus élevée dans une série. Par exemple, là, donc, on va venir à ce niveau, on sélectionne jusque là, d'accord? Donc, on valide et on voit que c'est 13. Si, par exemple, on venait ici et qu'on vient remplacer ici par 17, vous allez voir, hein, automatiquement, 17 sera cette valeur-là. Donc, pour Célou, Sénat ici, on va venir faire égal. Pour elle aussi, hein, c'est la même chose, max, comme ceci. Et donc là, on va venir à ce niveau, on sélectionne. Voilà. Donc, on va venir aussi au niveau donc de notre Natacha Dossou. Ici, elle aussi. Donc, on va faire max. Donc, il faut vraiment vous assurer donc de bien sélectionner la plage qu'il faut et automatiquement, il va vous renvoyer. Donc, si on vérifie ici, ça fait 19. Hein, on va voir, bien sûr, ça fait 19. Donc, finalement, pour Yvon ici, on va faire donc égal. On a max. Alors, on va venir ici, hein, on sélectionne et c'est fait. Alors là, c'est pour calculer donc le maximum. Maintenant, pour calculer donc le minimum, vous allez venir ici, vous allez faire donc égal min. D'accord, donc on va refaire la même chose maintenant cette fois-ci. Donc on va venir ici, hein, on va tout simplement, voilà, on va figer ceci pour ne pas qu'on puisse recopier. On va venir à ce niveau et donc remplacer tout simplement ici par min. Donc nous avons min là. Si vous voulez encore faire le travail, vous pouvez faire donc égal à 1000, il n'y a pas de problème. Vous revenez donc à ce niveau pour ceci et ainsi de suite. Donc là, je vais prendre la note minimum, j'ai min, je viens ici, hein, voilà. En tout cas, c'est pas compliqué tout ça. Donc revenez égal à min, encore, donc j'ai finalement le dernier ici. Donc là, vous avez la possibilité donc, de calculer donc le maximum dans une série ou encore le minimum dans une série. Ça peut être par exemple des valeurs. Ici, par exemple, nous avons des notes, mais ça peut être par exemple des salaires, ça peut être par exemple des nombres aussi, savoir quel est le nombre minimum. Donc, ça doit dépendre du contexte dans lequel vous êtes. Alors, ici, on peut vous demander aussi de calculer un maximum ou un minimum selon un certain critère. Par exemple, ici, nous avons les plus fortes notes en musique obtenues par une fille. Alors, plus forte note en musique. Déjà, on voit que la musique, c'est ici. Si on regarde ici dans cette série, on voit bien que la plus forte note, c'est 19. Mais supposons que nous avons 1000 valeurs ici, on ne va pas regarder à coup d'œil. Donc, on va venir ici, on va dire donc égal, on va dire max, comme ceci. Voilà, max si ensemble. Voilà, et on a ça. Plage critère 1, donc on a ceci, on sélectionne bien la plage. On a F, comme ceci, voilà, on a F, et finalement la plus faible note aussi obtenue donc par une fille, on peut venir ici à ce niveau. En sciences maintenant, à présent, on va venir là, donc on va faire min, si, ensemble, et donc on a plage. Min, finalement ça serait donc sciences ici, on a point virgule, la plage là, point virgule, et le critère, donc ça fait F. Alors, vous pouvez donc refaire encore la vidéo pour voir comment ça se passe, pour mieux comprendre encore cette façon de faire le calcul. Nous allons voir comment utiliser les fonctions somme, si et somme si ensemble. Alors,
Somme nous permet de calculer donc la somme dans une plage. Lorsque vous avez donc des nombres, par exemple dans notre cas ici, on nous demande de calculer le montant des salaires. Alors pour avoir le montant total des salaires qui se trouve ici dans la colonne G, on peut utiliser donc la fonction somme. Pour le faire, on arrive ici au niveau donc de B, on va faire égal somme. D'accord? La fonction apparaît ici. Alors, vous avez ici comme argument nombre 1, nombre 2. Alors, nombre 1, nombre 2 ici, chez nous, c'est quoi? On a ceci. Alors, on va sélectionner toutes les cellules qui se trouvent vers le bas. Pour ce faire, vous allez faire juste 1, 2 points comme ceci. D'accord? Et vous défilez donc vers le bas. Et vous cliquez donc sur la dernière cellule, comme ça. D'accord? On va donc revenir à ce niveau. Vous allez voir, ça fait G9, 2 points à G101. Alors là, ce que vous avez fait ici, vous avez donc sélectionné une plage de cellules. Alors la plage de cellules s'étend donc de 9 à 111 dans la colonne G. On va fermer notre parenthèse et ici, on va valider. Alors vous allez voir, si vous faites 1 à 1 le calcul ici, vous prenez ce montant plus ceci, vous allez avoir exactement donc cette réponse-là. Alors, avec la fonction somme, finalement, on réussit à avoir ça en un temps record. Ensuite, ici, nous avons donc le montant total des salaires déboursés pour les femmes. Alors là, nous voyons que c'est différent de ce que nous avons fait parce qu'on nous dit le montant total déboursé pour les femmes. Donc, nous avons une condition ici et la condition que nous avons donc, c'est le sexe. Alors, le calcul de la somme ici étant conditionné, la fonction somme aura donc un opérateur logique. Au lieu que ce soit somme, nous aurons plutôt somme si, avec si comme condition. Comment ça se fait? Donc, ça fait égal. On a somme, vous tapez juste somme. Vous allez voir ici, somme si apparaît. Vous sélectionnez donc la somme. Et donc, vous avez ici le premier argument, c'est plage. La plage donc qui contient le critère. Et le deuxième argument ici même, c'est le critère. Et enfin, nous avons donc le troisième argument, c'est la somme des plages. Alors, j'ai plage ici, je vais sélectionner comme ceci. Alors, je vais faire 2 points. Voilà. Je vais donc sélectionner la dernière cellule en bas. Vous faites votre CTRL-SHIFT, il n'y a pas de problème. Jusqu'ici, je m'assure bien que ce soit sélectionné. J'ai donc point virgule. Alors là, maintenant, donc, je vais mettre la condition. La condition, donc, c'est le critère, c'est F, comme ceci. Point virgule, finalement, j'ai la somme plage. La somme plage, je viens là. Et bien, donc, j'ai 2 points, comme ceci. Donc, j'ai, finalement, donc, j'ai 101, comme cela. C'est fini. Alors, donc, là, je valide. Et vous voyez donc ici, il a calculé, en fait, la somme selon un certain critère pour nous qui est donc le sexe féminin. Alors, ici, enfin, nous avons donc le montant total des salaires déboursés pour les hommes ayant réalisé une bonne performance. Alors, regardez, à ce niveau, nous avons donc deux conditions. La première condition, c'est que c'est le sexe. On parle ici des hommes. Et la deuxième condition ici, on nous parle donc de la performance. Donc, lorsque nous avons plus de deux conditions, donc plus d'une condition déjà, donc, vous avez donc la possibilité donc d'utiliser la fonction somme si ensemble. Ensemble, pourquoi? Parce que vous avez plus d'une condition. Donc ici, on a donc égal, on a somme, comme ceci. Alors voilà, donc somme si ensemble. On valide. Alors, on a d'abord la plage des sommes. La plage de somme ici, c'est tout simplement chez nous, on va calculer donc le salaire. Donc, on vient ici, 2 points. Voilà, 2 points. Et nous sommes là donc à G111. C'est fait, donc point virgule. Maintenant, la plage de critères. Le premier critère ici, ça serait donc le sexe. On vient ici, 2 points. Voilà, on a donc le sexe comme ceci. Ensuite, maintenant nous avons donc le deuxième critère. Le deuxième critère ici chez nous, c'est la performance. La performance se trouve où? Eh bien, la performance se trouve donc à ce niveau. D'accord? Nous avons donc ici le critère 1 d'abord que nous avons oublié. Le critère 1 ici, c'est donc le sexe. Donc, nous avons M comme masculin. N'oubliez surtout pas. Donc, plage de somme. Donc, somme plage ici. La plage de critère. Le critère. Point virgule. On passe maintenant à la deuxième plage qui est donc la performance. On vient ici à ce niveau. On sélectionne et donc on va jusqu'à H101 comme ceci. Et nous avons donc point virgule, finalement donc le critère ici c'est bon. On a là bon
comme ceci. C'est fait, on ferme la parenthèse, on valide. Alors là, vous voyez, finalement, on a donc le montant total des salaires déboursés pour les hommes ayant donc réalisé une bonne performance. Alors donc, vous allez voir par rapport aux données que vous avez avec ce que vous voulez réaliser, vous pouvez avoir donc ces trois entités. La première ici, c'est de calculer une somme simple. Vous n'avez aucune condition. Et donc, vous utilisez la fonction somme, comme il se doit. Vous choisissez donc la plage de cellules. Ensuite, la deuxième manière que vous avez ici, c'est de calculer la somme, mais selon une condition. Donc, la syntaxe, c'est plage, le critère, la somme des plages. Et enfin, vous avez donc la possibilité de calculer la somme en prenant donc plus d'un critère. D'accord? Donc, plus d'une condition. Donc, vous avez d'abord la plage somme. Vous avez donc la plage pour le premier critère ici. Le premier critère, vous avez la plage pour le second critère. Vous avez le second critère et donc vous validez. Refaites encore la vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre cette partie. Alors, la moyenne, déjà, pour des personnes qui ont déjà fait la statistique, donc, on nous dit que la moyenne, nous avons deux types de moyenne, une moyenne simple, une moyenne donc pondérée. Alors, là, ce qui est très simple ici sur Microsoft Office Excel, c'est que nous avons donc une fonction toute faite déjà pour nous qui nous permet de calculer la moyenne. Alors, de base ici, la fonction, elle s'appelle moyenne, évidemment. Donc, ce que vous faites, par exemple, on veut calculer le salaire moyen ici. Alors, ça veut dire, on va faire égal, hein, on a moyenne, voilà, donc le nombre 1, nombre 2, comme toujours, donc les arguments ici, on va venir donc au niveau de salaire, on va prendre la première cellule ici, 2 points, on va donc prendre la dernière cellule que nous avons, finalement c'est 101, c'est fait, on va valider et tabulation. Alors là, c'est le salaire moyen de tous nos employés dans l'entreprise, ça fait donc 62 346 euros. C'est la même chose maintenant si on veut calculer donc une moyenne avec une certaine condition. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme nous avons vu avec les autres vidéos, donc ici on aura égal moyenne. Si, voilà, moyenne si, la plage. Alors on a dit le salaire moyen donc des hommes. La plage c'est quoi? Eh bien la plage c'est ici. Donc on a ceci. On va d'abord prendre le sexe. Voilà, on prend le sexe, on dit que c'est le sexe masculin. Je disais, je vais écrire ça comme ceci, hein, point virgule. Alors je prends maintenant la plage où se trouvent les moyennes. Donc c'est cette plage-là, ici. Voilà, donc vous êtes là, 2 points. Voilà, 2 points. Et nous avons G101. Voilà. Et c'est fait donc là, on valide. Et on voit que finalement ça, c'est donc le salaire moyen des hommes. D'accord? Maintenant, enfin, nous avons donc le salaire moyen donc, des femmes artistes. Là, nous avons donc deux critères. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Donc, on va faire égal, on va faire moyenne. Si, ensemble, comme ici. Hein. Voilà donc la plage des moyennes que nous avons ici. On va d'abord prendre donc cette plage-là. Voilà, 2 points. Et là, nous avons donc la plage. Ensuite, nous avons donc la plage de critères. Le premier critère, donc c'est le sexe. On vient ici. Voilà, on va faire donc 2 points. Le sexe, comme ceci. On va bien préciser que c'est le sexe féminin. Voilà, on a F, comme ceci. Et donc, enfin, donc on a le deuxième critère pour nous ici. On nous dit donc artiste. Donc, c'est fonction. On est là, 2 points. Eh bien, on va venir à ce niveau, dire maintenant artiste. Voilà, on a fini. On valide et là on voit finalement qu'on a le salaire moyen des femmes artistes. Alors, déjà avec ces trois formules, vous avez vu comment on peut utiliser donc la moyenne avec une condition et encore la moyenne avec plus d'une condition. Alors, si vous voulez aller beaucoup plus sur les moyennes, vous pouvez venir donc ici au niveau de plus de fonctions statistiques. Vous allez voir donc toutes les fonctions qui existent sur la moyenne. Les plus utilisées, c'est ce que nous avons vu, hein, parce que déjà là, la moyenne harmonique, il faut savoir donc comment déjà la calculer, savoir par exemple comment calculer la moyenne géométrique. Mais lorsqu'on vous demandera de calculer la moyenne, donc une moyenne simple ici, vous utilisez donc la fonction moyenne. Donc refaites encore la vidéo, téléchargez la ressource, essayez de refaire la vidéo pour que vous puissiez comprendre bien cette notion. Alors ici,
nous avons donc des salariés hein, dans une entreprise, l'entreprise ZAR. Donc, vous avez donc les salariés et on vous demande de calculer le nombre total. Alors, lorsqu'il s'agit donc de faire, de trouver un effectif sur Excel, il faut tout de suite penser donc aux fonctions nombre qui sont la fonction NB, les fonctions NBval. Donc, ici, par exemple, on veut donc trouver le nombre total des salariés. Alors, pour ce faire, vous pouvez le faire de plusieurs manières. La première ici, par exemple, si on fait égal, on a NB et on va voir ici, détermine le nombre des cellules d'une plage contenant des nombres. Alors, si on veut avoir le nombre exact de salariés qui se trouvent ici, il faut, par exemple, là nous avons donc leurs idées, donc leurs identifiants. Si on sélectionne ceci, on va sélectionner là, on va faire donc un 2 points, on va arriver jusqu'à comme ceci, voilà la dernière cellule, on va valider, et là nous voyons finalement que nous avons 93. Ça veut dire que le nombre ici, le nombre de valeurs qui se trouvent là, finalement, donc ça fait 93. Alors, si par contre on le faisait sur une autre plage, on va le faire ici, par exemple, comme exemple, hein, je vais le faire ici, je vais faire NB, et bien cette fois-ci, je vais prendre cette valeur-là, je vais faire 2 points, je vais aller jusqu'en bas comme ceci, et bien là, ça me donne 0. Ça ne marche pas tout simplement parce que dans la colonne B ici, nous n'avons pas des nombres. Nous avons donc des caractères. Donc, voilà pourquoi ça ne marche pas. Alors, pour calculer, pour trouver un effectif total, la fonction que vous devez donc utiliser, la bonne fonction que vous devez utiliser, c'est la fonction NBval. Alors, pourquoi NBval? Je vais m'expliquer tout simplement parce que la fonction NBval détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc, lorsque la plage est non vide, alors il compte, tout simplement. Donc, vous utilisez NVval, vous pouvez prendre n'importe quelle plage ici et rassurez-vous, regardez, j'ai commencé ici par la première cellule ici où se trouve le premier salarié et ici on termine donc par la dernière cellule où se trouve le dernier salarié, à ne pas confondre. Donc, on fait ceci, on valide et on trouve là 93. Tout simplement. Alors, deuxièmement, ici, on a donc le nombre total des salariés de sexe féminin. Ici, on se rend compte aussi que nous avons donc une condition. La condition que nous avons donc, c'est le sexe. Alors, on va maintenant prendre égal, on va dire NB si, NB, donc selon une condition, NB si, on a la plage. Alors, la plage ici, on nous dit de voir donc le nombre de salariés. Donc, je vais venir ici, la plage où se trouve le sexe, parce que nombre total des salariés de sexe féminin. Donc, je vais d'abord repérer la plage où se trouve le sexe. C'est bon, c'est la première des choses que je vais faire. Hein. Donc, D101, comme ceci. Et ensuite, le critère. Le critère chez moi ici, c'est F. Alors, ici, au niveau de F, vous pouvez écrire F en majuscule ou en minuscule. Ça va donner la même chose, le même résultat. Donc, si on valide ici, effectivement, ça fait 61. Alors, vous avez vu déjà comment on a fait cette façon-là. Enfin, ici, nous avons donc le nombre total des salariés de sexe féminin. Je vais donc venir ici d'abord féminin, d'accord, qui travaillent dans l'animation. Alors, ici, on n'a plus d'un critère. Nous en avons deux. Donc, ce qu'on va faire égal ici. On a NB. Bon, on va prendre donc si ensemble comme ceci. Donc, on a la plage critère 1 que nous allons sélectionner. Et donc, on a dit que le nombre total des salariés de sexe féminin. Donc, je vais d'abord sélectionner le sexe comme ceci. Voilà, D101. Voilà, 101 comme ceci. Et maintenant, donc, je vais effacer. Hein, voilà, point virgule. Alors, le critère, c'est le sexe. Sexe féminin. Point virgule. Ensuite, on me dit donc travaillons dans l'animation, qui travaille dans l'animation. Donc, je vais venir, voilà, je vais trouver l'animation, c'est ici, donc dans le département. Je sélectionne la première cellule, c'est fait. Donc, 2 points. Je sélectionne donc la dernière cellule, comme ceci, donc point virgule. Maintenant, je mets le critère. Le critère chez moi ici, c'est animation. Animation. Voilà, c'est fait. Déjà, donc les deux critères sont respectés. Je ferme ma parenthèse ici, donc je vais faire OK. Et là, je vois finalement qu'il y a 10 femmes. Alors, si vous vous mettez à jouer, hein, essayez de prendre les mêmes données que moi, vous essayez de compter, vous allez voir le nombre est déterminé exactement.
Alors, si vous prenez toute une plage, regardez, donc c'est possible de faire une variante. Par exemple, là, j'ai pris tout cet ensemble-là, mais c'est possible, par exemple, de prendre, par exemple, là, au niveau de D, je vais prendre toute cette colonne-là, donc la colonne D, voilà. Ça ne marche pas parce que j'ai fait une fusion ici. Je vais prendre la colonne F ici, vous allez voir. Ça ne marche pas, j'ai fait une fusion. Au niveau de I ici, voilà, ça marche tout simplement parce que je n'ai pas fusionné des cellules. Il faut faire très attention aussi à ce niveau sur Excel. Vous aurez très souvent des problèmes lorsque vous avez fait des fusions. Voilà, donc vous voyez ici, en fait, j'ai JJ qui s'affiche là, tout simplement. Donc là, par exemple, je peux venir, je vais faire G. Alors G, G, comme ceci, hein, GG. Voilà, je sélectionne toute la colonne G. Alors, c'est possible aussi donc de sélectionner toute la colonne. Comme ça, si vous ajoutez un élément, automatiquement, il est pris en compte. Donc, on va revenir hein, à la normale, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait finalement le sexe qui se trouve donc dans la colonne D. On va prendre D, et bien de D à D, comme ceci. Voilà, et on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout simplement à cause ici de valeurs que nous avons fusionnées ici. Donc, on va revenir à ce niveau pour ne pas se faire du mal. On va recommencer ici et jusqu'en bas. Voilà. Voilà. Et ça marche. Trop d'arguments. On va revoir. Nous n'avons pas un point virgule ici. Nous avons un 2 points. Voilà. Ça fait bien 10. Alors, vous allez souvent rencontrer des problèmes lorsque vous utilisez Excel, surtout si vous avez fait des fusions. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ne paniquez pas, vérifiez vos formules, essayez de voir où est-ce qu'il se trouve l'erreur. Donc déjà, vous avez vu à travers cette façon-là, nous avons fait trois choses ici. La première, on a donc compté des valeurs ici, hein, en prenant donc un intervalle à l'aide de la fonction nbval. Nous avons ensuite vu comment donc faire compter un effectif, hein, mais selon un critère. Ici, nous avons le critère femme. Et enfin, nous avons vu donc comment compter toujours maintenant en prenant deux critères. Nous pouvons en avoir plusieurs. Ça dépend donc de l'énoncé ou dans le cas de figure que vous avez en face de vous. Donc, à ce niveau, je vous recommande de revoir encore la vidéo et de refaire par vous-même, de télécharger le fichier qui se trouve donc dans les dossiers ressources et de pouvoir faire et refaire encore afin d'avoir une main. Alors, les fonctions texte vous permettront donc de manipuler les caractères, les chaînes de caractères, les textes, même à certaines heures, ils vous permettront donc de manipuler les nombres. Alors, ils sont importants parce que déjà, vous avez avec ces fonctions-là la possibilité donc de faire plusieurs élaborations donc de données, donc des manipulations de vos données. Par exemple, vous allez voir dans l'exemple que nous allons prendre ici, nous allons commencer donc à voir d'abord deux fonctions, la fonction gauche et la fonction droite. Rappelons donc que pour retrouver donc les fonctions, vous allez dans l'onglet formule et vous avez bibliothèque des fonctions. Vous avez texte ici, hein, en cliquant, vous avez toutes les fonctions texte. Alors, la fonction gauche ici donc vous permet de soustraire un certain nombre de caractères donc en allant de la gauche vers la droite. Ce que ça veut dire hein, concrètement, vous êtes là, par exemple, si vous avez ici dans A2 là, nous avons donc du texte, vous allez voir ici, ça fait year, virgule, network, virgule, low cost, virgule, regional, virgule, over. Alors, ce qui est maintenant intéressant ici, on peut donc souhaiter extraire, par exemple, un certain nombre de caractères. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, 5, 6, au-delà en fait, tous les nombres de caractères que vous voulez. Il suffit que le nombre de caractères soit inférieur ou égal, bien sûr, au nombre total de caractères de la chaîne. Alors, là, ce qu'on peut faire, par exemple, on va dire égal, hein, on va dire égal, gauche, eh bien, on sélectionne donc le texte, c'est A2, comme ceci, point virgule, et donc nous avons le nombre de caractères. Le nombre de caractères, donc c'est une valeur numérique. On va prendre ici 6. On va valider, voilà. Et donc là, on voit finalement, il a pris 6 caractères. Donc, en allant donc de la gauche vers la droite, ici, il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a pris donc 6 caractères. Si c'est fait ici, donc on va incrémenter pour les autres. Hein. Vous allez voir, effectivement, c'est fait. Alors là, vous pouvez prendre autant de caractères que vous voulez. On va revenir ici. On va voir, est-ce que si on prend, on va dire, 15 caractères, est-ce que ça marche? Eh bien, ça marche. Maintenant, on va venir ici pour voir, est-ce que si on prend 100 caractères,
ça va marcher, eh bien, ça va marcher, tout simplement. Donc, vous êtes là parce que 100 caractères, c'est normal, hein. Lui, 100 caractères, il fait moins de 100 caractères. Donc, il peut prendre 100 caractères. Mais en réalité, ce qui est intéressant pour vous, c'est de prendre donc le nombre de caractères qui soit inférieur ou égal au nombre total de caractères dans votre chaîne. Donc, là, on va revenir en arrière. On va dire, donc, voilà, on va rester sur 6 caractères, comme ceci. Eh bien, vous avez aussi donc la fonction droite. La fonction droite aussi vous permet donc de soustraire un certain nombre de caractères. Maintenant, cette fois-ci, on lance donc de la droite vers la gauche. Alors, comment ça marche? Eh bien, ici, je fais égal. Voilà, égal, j'ai droite. Alors, je prends donc le texte. C'est ce texte-là. Je vais faire donc point virgule, tout simplement. Et j'ai donc le numéro de caractère. Le numéro de caractère ici, tout simplement, donc le nombre de caractères qu'il va renvoyer, donc en allant de la droite vers la gauche. Alors, je vais prendre encore ici, je vais dire 7. Et bien là, je valide. Et bien, ça fait ici 7 caractères. Si je viens là, vous allez voir, hein, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, je peux venir ici à ce niveau et donc incrémenter. Avec donc cette manipulation-là, grâce à la fonction donc gauche et droite, vous pouvez par exemple faire des matricules, hein, très possible. Vous avez des noms, une liste des noms avec dans certaines informations. Vous pouvez donc associer pour pouvoir soustraire par exemple les 2 premiers caractères de votre nom, par exemple, et les 3 derniers caractères du numéro pour en faire quelque chose d'assez intéressant. Alors ces 3 fonctions nous permettent donc, comme leur nom l'indique, hein, finalement, donc c'est de trouver respectivement donc minuscule, le majuscule ou encore le nom propre. Alors regardez ici ce que nous avons ici. Dans A2, nous avons ici un caractère, hein, d'accord? D'autres lettres sont en majuscule, d'autres sont en minuscule. Alors, à l'aide de la fonction minuscule, ce qu'on va faire, on va transformer tous les caractères donc, qui sont en majuscule en minuscule. Donc on a ici, on a égal, voilà, minuscule, comme ceci, vous sélectionnez bien la fonction et vous cliquez sur le texte. Et bien là, c'est bon, tout est sélectionné. Je vais faire un 2 points ici pour que vous puissiez voir, voilà. Et vous voyez ici, en fait, tout est maintenant en minuscule. Et là c'est bien une fonction. Alors aussi, vous avez donc la possibilité donc d'utiliser donc majuscule, hein, pour le faire. Vous êtes là, vous allez faire égal, voilà, et donc majuscule. Voilà, vous sélectionnez donc le texte, ce texte-là, et on valide. On voit que, eh bien, tout est en majuscule, tout simplement. Alors donc déjà avec cette manipulation-là, vous allez voir en fait que vous pouvez donc avoir certaines données, certaines informations qui sont en majuscule et passer facilement en minuscule. Alors pour le nom propre ici, alors ça trouve en fait, il trouve le nom propre, la fonction trouve le nom propre de la donnée qu'on lui entre en paramètre. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Je vais venir à ce niveau, je vais écrire là, je vais écrire, voilà, je vais faire ceci et écrire ici Albert. Voilà, j'ai Albert, comme ceci, donc je vais écrire en minuscule Albert, voilà. Albert est ici en minuscule, je vais venir ici, je vais dire nom propre. Il y a un nom propre de Albert. Albert ici, le A est en majuscule, donc il respecte finalement les normes, hein, donc sachant qu'un nom propre commence toujours par une lettre majuscule. Donc ici, par exemple, si on vient s'amuser, on va mettre, voilà, comme ceci, et vous allez voir, Albert est toujours comme cela. Donc la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. La règle ne change pas du tout. Alors vous pouvez donc revoir encore cette vidéo pour voir comment est-ce qu'il faut utiliser les minuscules ou encore les majuscules. Alors, lorsque nous avons donc une chaîne de caractères, il se peut que nous voulons donc trouver la position d'un certain caractère, donné, hein, dans la chaîne de caractères. Alors, pour ce faire, vous avez 2 fonctions ici, hein, que nous vous proposons, la fonction cherche qui vous permet tout simplement de trouver ce caractère ou encore la fonction trouve. Alors là, par exemple, je vais venir ici, je vais faire égal la fonction cherche là qui a 3 arguments. Le premier argument, donc, c'est le texte cherché. D'accord? Donc, moi, je vais chercher, par exemple, je vais dire que je vais chercher la virgule. Et bien là, la virgule, je vais faire point virgule comme ceci. Ensuite, j'ai le texte. Alors, le texte, c'est là où se trouve le texte cherché, bien sûr. Donc, je viens à ce niveau, donc je peux sélectionner comme ceci et
faire point virgule et j'ai le numéro de départ. Alors, le numéro de départ, c'est un argument qui est facultatif. Vous pouvez ou ne pas le mettre. Dans mon cas ici, eh bien, je ne le mets pas. Je suis là et ça fait 5. Et vous allez voir ici, hein, de poche en poche, si je me déplace là, eh bien, ça fait 5, ça fait 5, ça fait 5. Alors, la valeur qu'il renvoie ici, hein, c'est une valeur qui est numérique. D'accord? À part ça, vous avez donc la possibilité d'avoir la fonction, d'utiliser la fonction trouve, hein, pour pouvoir trouver un caractère dans une chaîne de caractères. Pour ce faire, vous venez ici, vous avez égal et vous êtes là, vous faites trouve, voilà. Et vous avez donc le texte cherché. On va encore remettre le même texte, hein, voilà. On va remettre le même texte, point virgule. Et bien là, le texte, c'est celui-ci et on a point virgule. Voilà, on peut ne pas mettre, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et là, finalement, ça fait 5. Vous allez voir, hein, les résultats sont les mêmes. C'est normal parce que les deux fonctions jouent les mêmes rôles. Alors, ici, maintenant, nous avons la fonction NBCar. La fonction NBCar détermine le nombre de caractères dans une chaîne donnée. Alors là, pour savoir le nombre de caractères contenus donc, dans la chaîne de caractères en A1 ici, en A2, qu'est-ce que vous faites? Vous faites égal, vous écrivez donc NB car, voilà, et vous avez donc, vous cliquez là. Donc ici, vous avez vu, hein, c'est le texte, on valide et finalement, il nous renvoie le nombre de caractères. Chez nous, ça fait 36 pour le premier, on va faire 2 points, et 58, 59 et 59, 59. Alors, donc avec cette fonction-là, vous avez la possibilité donc de trouver donc le nombre de caractères. Vous allez voir, en fait, il nous servira de beaucoup parce que nous allons beaucoup l'utiliser lors de nos manipulations, hein. Voilà, dans des exercices concrets, vous allez voir que cette fonction-là sera très importante. Enfin, nous avons donc la fonction sinum. Alors, la fonction sinum ici nous permet tout simplement de transformer une valeur qui est un texte, hein, d'accord, en valeur donc numérique. Alors la valeur qui est en texte ici se renvoie tout simplement, c'est-à-dire la valeur que vous soustrayez par exemple d'un caractère. Ici, on va prendre un exemple concret. Ici, on va se mettre ici, on va soustraire 2003 ici. Donc, on va dire égal, on va faire gauche. Voilà, on va soustraire 2003. Hein. Et on soustrait 2003 ici, voilà. C'est bon, 2003, on a soustrait 2003. En temps normal, 2003 devait se retrouver à droite. Alors, on vient ici au niveau de CNUM, on va faire donc CNUM, on va transformer, convertir, voilà, cette valeur-là, qu'elle devienne une valeur numérique. Alors, elle est convertie, on va faire double-clic. Et donc là, nous sommes passés donc à une valeur qui était en format texte, hein, qui devient donc finalement en format numérique. Voici donc le rôle de la fonction CNUM. Vous pouvez revoir encore la vidéo si vous n'avez pas compris quelque chose, hein, pour avoir assimilé encore cette notion-là. Et n'hésitez surtout pas de poser des questions dans le forum s'il y en a, ou encore donc d'écrire directement au formateur pour avoir plus. À présent, nous allons voir comment utiliser les fonctions texte précédemment vues dans un exercice concret, donc dans un cas pratique. Là, nous avons donc des données que nous avons recueillies d'une base de données, hein. Et donc, le but ici, c'est de pouvoir les ordonner. Vous allez voir, hein, nom, prénom, email, numéro, tout est donc entassé comme ça, séparé donc par des virgules. Alors, ce qu'on veut finalement, c'est d'extraire chaque donnée. Si encore on se met à pouvoir donc les réécrire, nous allons perdre beaucoup de temps. D'accord? Supposez que vous avez plusieurs données et ça ne marchera pas, vous allez perdre du temps. Alors, ici, là, à l'aide des fonctions que nous avons vues, on va facilement soustraire. Donc déjà là, je vais commencer ici au niveau de E. Je me mets à E ici, je vais dire égal. Alors ce que je vais faire, d'abord chercher finalement où se trouve la virgule. Alors je vais faire cherche. Voilà. Je cherche ici. Eh bien, je cherche la virgule. Hein, la virgule. Eh bien, ici. Alors le numéro de départ, j'en ai pas besoin. Alors je suis là, je vais copier ceci. Et bien là, c'est bon, je suis là. Alors, voilà, voilà, voilà. Là, c'est bien. J'ai trouvé donc la position à laquelle donc se trouve chaque virgule ici. Donc, ce que je vais faire, je vais donc dire égal, gauche. Voilà, gauche, là. Donc, j'ai le texte. Et bien, le nombre de caractères, je vais soustraire le nombre de caractères ici. Bon, si je prends 4, vous allez voir,
et bien là, je vais prendre nom et virgule. Alors, je ne veux pas que la virgule puisse être là, je vais avoir juste nom. Donc, je vais venir ici, et donc je vais soustraire là, 1, comme ceci. Et là j'ai nom, je vais faire 2 points. Alors, j'ai récupéré tous les noms ici. J'ai récupéré tous les noms là. Ensuite, je vais maintenant passer donc au prénom. Alors, au prénom, d'abord, ce que je vais faire, je vais d'abord trouver la position donc de la deuxième virgule ici. Je vais faire donc CTRL V, hein, ici, voilà. Je vais venir à ce niveau. Donc, la valeur cherchée, c'est toujours le texte. La valeur cherchée, c'est ça. Le texte, c'est toujours ceci. Alors, maintenant, je vais prendre le numéro de départ pour cette fois-ci. Le numéro de départ, je vais commencer à ce numéro plus 1. Voilà. D'accord, je suis là. Et finalement, ça fait 11. Donc, si on compte ici, hein, de N ici jusqu'à la deuxième virgule, ça fait bien 11 caractères. Donc, on va venir ici, on va faire, voilà. Et donc là, ça fait 11. Alors là, maintenant, je vais donc soustraire, hein, les prénoms. Donc, encore avec la fonction gauche. Nous sommes là, voilà, gauche. Et donc, le texte, c'est toujours le même texte. Et bien là, le nombre de caractères, et bien, ça fait 11. On est là. Et bien, 11 moins 1. Donc, voilà. On a donc nom et prénom. Alors là, maintenant, ce que nous allons faire, on va récupérer uniquement donc le prénom, parce que là, vous avez vu, nom et prénom est venu ici. Alors, pour ce faire, on va donc utiliser la fonction nbcar ici. On va dire égal nbcar. Bien, je vais d'abord connaître donc le nombre de valeurs qui se trouve ici. Hein, je suis là. Et bien, c'est bon. Je viens là. 2 points. Et donc là, je sais qu'il y a 10 valeurs ici à ce niveau. Alors, ce que je vais faire, donc finalement, je vais prendre la fonction droite pour soustraire, en fait, prénom. Je vais dire ici, égal. Voilà, donc j'ai égal, j'ai droite. Voilà, de texte, c'est celui-ci. Donc, j'ai point virgule. Donc, j'ai ceci, NB, d'accord, que je vais soustraire finalement donc au 4 ici. Parce que je veux exclure donc ces caractères-là. Donc, je vais valider et je vois ici, hein, finalement, prénom est là. Faire double-clic, hein, et rien que les prénoms sont restés à ce niveau. Donc là, maintenant, je vais passer à l'email. Donc, je vais faire CTRL-V et je viens ici. Je vais prendre le nombre de caractères là. Et donc, plus 1. Pour savoir je suis à quel niveau. Et bien, ça fait 17. Je suis là. Et bien là, voilà. C'est bon. Donc, après, j'ai email. Donc, je fais égal. Finalement, donc, voilà, j'ai gauche. Gauche. Et bien, le texte, c'est ce texte-là. Le nombre de caractères, en virgule, le nombre de caractères, c'est ce nombre de caractères-là. Alors, donc là, j'ai nom, prénom, email. Voilà. Ensuite, maintenant, pour récupérer email, je vais faire -1 ici, pour ne pas oublier. Hein, ça fait -1. Voilà. Et donc, je vais récupérer email là. Avec donc la même façon que j'ai fait avec prénom, je vais le refaire ici. Hein, donc, je vais ici, je vais dire égal, et bien, nb car, voilà. nb car. Et vous avez donc le texte. Le texte, c'est ce texte-là. Et bien, là, ça fait 16. Donc, je suis là, à ce niveau. Hein. Je vais venir là. Voilà. Et donc là, j'ai trouvé. Donc, ça fait 16. Ici, là, donc, j'aurai droite. Voilà, droite. Je vais donc prendre le texte, le numéro de caractère. Donc, ça sera donc ceci, moins, et bien, ceci, tout simplement. Alors là, j'ai l'email. Donc, je vais faire 2 points ici. Et finalement, donc, j'ai les emails ici intacts. Alors, je vais maintenant faire trouver les numéros ici. Hein. Pour trouver les numéros aussi, même chose, on va faire directement la fonction droite. Si vous avez compris, on fera donc droite. Voilà, on va imbriquer les fonctions cette fois-ci, c'est-à-dire écrire une fonction dans une autre. On va prendre le texte, ça fait ce texte-là. Donc voilà, et point virgule. Donc, on a nombre de caractères ici, donc on aura NB car d'abord de ceci. Voilà. Maintenant, on va soustraire. Finalement, ici, on va soustraire à quoi? Eh bien, on va soustraire ici, là, au niveau, donc on va dire cherche. Donc, je vais faire CTRL-V, hein, CTRL-V. Eh bien, je vais juste enlever ceci. Eh bien, cherche à partir de là. Et là, j'ai point virgule
ici, eh bien j'ai, voilà, j'ai 17, comme ceci. Et je vais rentrer, ça fait numéro, hein, vous avez vu, ça fait, voilà. Donc là, je vais réexpliquer pour que vous puissiez comprendre, hein. Alors là, ce que je fais, je sélectionne d'abord le texte, c'est bon. Et puis là, je trouve le nombre de caractères qui se trouve dans le texte. Je trouve le nombre de caractères qui se trouve dans le texte, hein. Et donc, je soustrais finalement donc à... Ici, là, je soustrais finalement à cherche, en fait, je soustrais finalement au nombre de valeurs qui se trouvent après la virgule, après cette troisième virgule-là. Donc, c'est ce nombre-là que j'ai obtenu ici. Donc là, quand je valide, eh bien, j'ai numéro, tout simplement. Donc, à présent, je vais ordonner tout ça parce que c'est pas beau à voir. Je vais venir ici et je vais faire masquer. Ici, là, je n'ai pas besoin de ça. Je vais faire masquer. Donc là, je vais profiter pour augmenter un peu. Là aussi, donc, je vais masquer comme ceci. Et augmenter un peu prénom. Là, et ceci. Je vais masquer et email. Voilà. Voilà. Donc, là, vous avez vu, vous avez utilisé des formules, hein, partout c'est des formules. Donc, pour le voir, par exemple, pour afficher les formules, vous avez ici afficher les formules. Et bien là, afficher les formules, là, vous avez toutes les formules ici, donc les formules que nous avons appliquées sur notre classeur, notre feuille de calcul. Alors là, on va revenir ici à la version normale. Donc, à présent, vous pouvez soit copier vos données et les coller donc sur notre feuille. Alors, je vais vous montrer comment ça se fait dans ce cas-là, parce que si on vient ici, on va faire CTRL A, on va prendre la méthode habituelle, on va faire CTRL C, on vient ici sur une nouvelle feuille, hein, on va dire donc CTRL V, et bien là, on a un problème de référence déjà, donc on va faire CTRL Z, hein, on va venir là, on va faire, eh bien, CTRL ALT V, on va dire, on va copier les valeurs, hein, coller. Et bien là, on voit même ce que nous avons masqué est revenu ici à ce niveau. Et c'est pas ce que nous voulons. Donc, on va revenir là. On va faire une autre sélection. On va venir, on va dire accueil, rechercher et sélectionner. Vous avez ici, voilà, j'ai sélectionné les cellules. On va dire cellules vides seulement, cellules visibles seulement. On va dire OK. On va faire CTRL C et on va venir ici, on va faire CTRL V. Et bien là, c'est réglé. Donc déjà avec cette manière-là, vous avez la possibilité donc de pouvoir faire cette manipulation-là. Revoyez encore la vidéo si vous n'avez pas compris. Revoyez la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez tout le temps les poser et revoyez encore donc des exercices, hein, pour avoir plus de ressources et vous exercer sur ce point. Par exemple, ici, nous avons nom, prénom. Mais si nous souhaitons avoir nom et prénom dans une même cellule, hein, ce que nous allons faire ici, on va dire égal, on va faire concatener, d'accord? Et vous avez ça, vous avez donc le premier texte ici, juste point virgule, là, vous sélectionnez le second texte là, et donc on valide, et là, nous avons nom, prénom. Si on fait un double clic, voilà, ça n'a pas marché. Voilà, on fait ceci. Et là, on voit tout simplement, il a concaténé en fait les deux, il a regroupé donc les deux valeurs ici, donc les deux données. Alors là, on peut mettre par exemple un espace, on va venir ici, on va venir à ce niveau, à mettre de l'espace, tout simplement comme ceci, hein. Faites, voilà, de l'espace là, et donc vous validez, et j'ai ceci, j'ai double-clic, ça fait donc nom et prénom. Donc avec cette façon-là, vous avez la possibilité de concaténer donc des chaînes de caractères. Aussi, vous pouvez le faire donc avec une autre fonction. Ça se fait avec la fonction concat. Regardez, on va faire égal ici, on va dire concat. On est là. Et donc là, on va commencer donc par le prénom. On va dire prénom, point virgule. Voilà. Et là, on va donc rajouter de l'espace, point virgule. Et donc là, on dit, bah, on va prendre avec le nom. Prénom, nom ici. Et vous avez donc, voilà. Avec cette méthode-là, vous avez finalement la possibilité donc de concaténer. Ensuite, vous avez donc la possibilité aussi de concaténer cette fois-ci maintenant, au lieu de faire ce que j'ai fait là, moi j'ai mis de l'espace, hein, maintenant vous pouvez aussi programmer votre espace à vous. Pour exemple, si nous revenons ici à ce niveau, donc ici, au départ, nous avions ici les données séparées donc par des virgules ici. Alors, on peut encore avoir ce format-là. D'accord? On peut avoir ce format-là. Alors, je peux revenir ici. Je vais dire donc là, ce que je vais utiliser une autre fonction. La fonction, c'est
égale, c'est joindre texte. Eh bien, joindre texte, j'ai un délimiteur. Alors, un délimiteur ici, là, ça peut être une virgule, ça peut être de l'espace, ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, un caractère. Ça peut être même une lettre, hein, pourquoi pas. Donc là, par exemple, je suis là, je vais mettre la virgule, comme ceci. C'est mon délimiteur à moi. Je fais point virgule. Et donc là, j'ai un deuxième argument. En fait, ça veut dire ignorer ces vides. Ça veut dire tout simplement, s'il y a un vide lors de ma sélection donc des textes, qu'il puisse ignorer. D'accord? Si je clique donc sur vrai, je dis oui, vrai, et je valide, point virgule, j'ai maintenant donc le texte. Alors le texte ici, je peux sélectionner cette cellule-là, mais une plage de cellules comme ceci. Pourquoi pas? D'accord? Et donc je vais valider ici, hein, vous avez vu ici, j'ai nom, virgule, prénom, email, numéro. Donc là, si je fais 2 points, et bien là donc on retourne finalement au départ là où nous étions. Donc déjà avec cette façon-là, vous avez la possibilité ici là encore de pouvoir faire toutes vos manipulations. Donc là, hein, par exemple, si je veux faire autre, je vais mettre de l'espace pour que vous puissiez voir tout simplement ce monde de l'espace. Hein, et là, j'ai mis de l'espace. Et bien là, partout, il y a de l'espace. Voilà, vous pouvez prendre un autre caractère. Hein, voilà, venir ici, mettre une étoile, pourquoi pas. Et donc partout, il y aura des étoiles. Alors donc, avec ces fonctions-là, vous avez la possibilité donc de manipuler vos textes, de pouvoir les concaténer, donc les joindre, hein, ou encore donc de pouvoir les dissocier. Donc grâce aux fonctions gauche, droite que nous avons vues, vous avez la possibilité de faire toutes ces manipulations-là. Dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions de la catégorie de recherche et référence qui sont très utilisées, à savoir donc recherche V et recherche H. Alors, lorsque nous avons des données ici, par exemple, là, nous avons des données, donc il peut arriver qu'on puisse faire des recherches. Par exemple, là, vous avez un numéro d'ordre ici et vous avez donc les noms du client. Vous pouvez par exemple faire une recherche donc selon les numéros ici, hein, par exemple trouver par exemple quel client porte le numéro CGO-8. Alors, ou quel client porte n'importe quel numéro. Mais pour ce faire, vous avez envie que cela soit automatique, que cela soit dynamique et que vous ayez donc le bon résultat. Alors, vous n'allez pas vous mettre ici en train de regarder un à un, hein, ça sera une perte énorme de temps. Tout de suite, je vais vous montrer donc un exemple pratique pour voir comment est-ce qu'il faut utiliser donc la recherche V ou encore la recherche H sur Microsoft Office Excel. Donc déjà là, j'ai pris un exemple. Ici, nous avons donc nom du client et nous avons catégorie du produit. Donc, nous voulons à partir donc des noms ici, hein, trouver la catégorie du produit. Alors, ce qu'on va faire d'abord ici, on va venir à ce niveau faire égal et écrire recherche. Comme ceci, on va prendre recherche V. Donc, il y a 3 recherches. On a recherche d'abord, hein, proprement dit. Il y a recherche H, il y a recherche V. Donc, recherche V recherche donc le nombre selon la colonne. Ici même, la description est bien dite ici. Hein, cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie donc une valeur de la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Donc là, on va prendre ceci, hein, recherche V ici. Alors, on a la valeur cherchée, donc qui est le premier argument. Pour la valeur cherchée qui est le premier argument ici, dans notre cas, c'est le nom du client. D'accord? Et donc, on va faire point virgule. Et vous avez donc la table de matrice. Alors, la table de matrice, c'est la plage, hein, où donc se situe ce que vous avez sélectionné, votre première valeur ici, la valeur cherchée, mais aussi donc la valeur que vous souhaitez trouver. Donc, par exemple, chez nous ici, on commence ici au niveau de nom. Et donc, ce qu'on veut trouver, donc, c'est catégorie de produits. On peut s'arrêter à ce niveau. D'accord? Et donc là, on peut lâcher comme ceci. Et on a point virgule. Et vous avez donc finalement le numéro ici, index colonne. Alors, le numéro index colonne, c'est tout simplement le numéro, c'est-à-dire la position à laquelle se situe l'élément recherché. À partir donc de la plage que vous avez sélectionnée. Donc là, nous avons sélectionné de D à G. L'élément recherché se trouve ici dans la position. On va compter 1, 2, 3, 4. Donc, se trouve à la 4e position, tout simplement. Donc, si nous avons commencé à sélectionner à partir de là, on va compter de là où nous avons sélectionné. Donc, point virgule, ici, on va faire 4. Et donc, point virgule, on a un dernier argument. Alors, le dernier argument ici, c'est une valeur
logique, donc soit vrai ou faux. Donc on va prendre la valeur exacte, donc faux comme ceci, vous fermez et vous validez. Et là finalement on voit que Alice, la catégorie de produits qu'elle a acheté, ce sont des appareils. On peut venir hein, au niveau de Alice, on va chercher, voilà Alice est là et on va voir ici, finalement Alice, ben, elle a acheté donc des appareils. On va aussi voir finalement avec Yvan, donc on va juste faire un double clic ici, et on voit finalement que Yvan, c'est les meubles qu'il a achetés. On va venir, hein, Yvan ici, et bien ce sont les meubles qu'il a achetés. On va voir ici au niveau de Serge, et bien Serge, on va chercher un Serge, ce sont des appareils. Voilà, Serge, ce sont des appareils. Donc on va revenir hein, à ce niveau, on va voir Cédric, et bien Cédric, ce sont des fournitures de bureau. Voilà, Cédric, fourniture de bureau. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, je vais voir Cédric ici. Bien, 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 bien. Cédric est là. Alors, fourniture de bureau. Donc déjà, avec cette méthode-là, vous avez cette possibilité de faire une recherche. Alors, très important, il faut savoir. Ici, on voulait trouver la catégorie du produit en partant donc du nom du client. Lorsque vous sélectionnez votre plage ici, rassurez-vous que la première colonne que vous sélectionnez, c'est la colonne où se trouve la valeur recherchée, la valeur cherchée. N'oubliez surtout pas, ici, chez nous, Alice, donc qui représente le nom de produit, se trouve dans la colonne D. Vous allez venir ici, hein, les noms se trouvent dans la colonne D. Alors, maintenant, rassurez-vous que la dernière colonne ici, hein, voilà, donc contiennent catégorie. Maintenant, pour la dernière colonne, c'est pas une obligation. Par exemple, hein, ici, on peut prendre H, vous allez voir, ça va complètement marcher. On prend H ici, ça marche tout simplement. Eh bien, c'est parce que de D à H, eh bien, G appartient donc à cette plage-là, raison pour laquelle ça marche. Maintenant, là, par exemple, si on commence ici, on commence par C, on valide, on aura donc une erreur ici. Tout simplement, c'est parce que ici, nous avons commencé par ces premiers éléments-là. Donc, la première colonne, n'oubliez pas ça. Sinon, vous aurez donc des problèmes chaque fois que vous allez utiliser cette fonction. Donc, on va corriger. Et voilà, tout est fait. Après avoir vu donc la recherche V, nous avons donc recherché selon la verticale. Vous avez aussi une deuxième fonction, la recherche H. Alors la recherche H ici, on va faire une certaine recherche, hein, mais à la verticale, à l'horizontale, autant pour moi. Alors, je vais venir ici au niveau de la catégorie du produit, je vais faire égal G. Voilà, égal recherche. Et bien recherche H comme ceci. J'ai donc la valeur cherchée. La valeur cherchée ici, c'est donc Alice. Et là donc j'ai le tableau. Alors le tableau ici, ça représente quoi? Eh bien ça représente donc les lignes. Regardez bien, Alice se trouve dans cette ligne-là, donc je vais la sélectionner déjà, hein, et donc je peux arriver jusqu'au niveau de prix ici. D'accord? Donc j'ai de la ligne 4 à la ligne 8. Je vais faire un point virgule comme ceci, et donc le numéro d'index. Le numéro d'index, ben, je dois savoir, donc sur la colonne A, où est-ce que se trouve finalement catégorie de produit. Donc à partir de là, je vais compter 1, 2, 3, 4. Donc je suis là, je vais faire donc 4 comme ceci, point virgule, et donc j'ai faux. Voilà, j'ai faux. Et donc là, je valide. Et vous avez vu que donc j'ai appareil, j'ai ceci, et voilà, je peux venir pour agrandir là. Donc là, par exemple, j'ai Gédéon, donc fourniture de bureau, Cédric, fourniture de bureau. Donc, vous avez vu ici, en fait, avec cette manière-là, avec la recherche H, on recherche donc les valeurs à l'horizontale, hein, et la recherche V, donc on recherche les valeurs à la verticale. Donc, avec ces deux fonctions, vous avez là la possibilité de pouvoir utiliser, hein, rechercher, dynamiser encore vos recherches, hein, pour avoir donc le résultat qu'il faut. Alors, rappelons donc les liaisons, nous pouvons faire des liaisons entre deux cellules, bien encore entre des feuilles, encore entre des classeurs. Alors, gardez donc dans l'esprit l'idée selon laquelle nous avons donc classeur, feuille, cellule. Ça veut dire tout simplement, ici par exemple, hein, dans A ici, nous pouvons avoir une donnée. Nous allons saisir 12 comme ceci. Et maintenant ici dans C, on veut que la donnée qui se trouve dans A ici se répète ici. Alors, on va faire ici égal, voilà, égal.
eh bien là, je vais cliquer sur la cellule ici. J'ai créé une liaison entre cette cellule-là et celle-là. Donc, la cellule-là devient dépendante de celle-ci. Donc là, par exemple, si on change, on va mettre 345, eh bien automatiquement, la valeur ici change. Alors ça, c'est le premier niveau donc de lien, celui qui se passe donc entre deux cellules dans une même feuille de calcul. Alors, il se peut que vous puissiez, par exemple, créer donc le lien entre une cellule ici sur la feuille 1, par exemple, avec une autre cellule sur la feuille 2. Par exemple, donc on va le faire, on va dire ici, donc on va faire égal, d'accord? Donc voilà, on va faire égal comme ceci. Et là, ce que nous allons faire, on va venir à ce niveau, feuille 2, regardez, au niveau de la barre ici, vous avez feuille 2 ici, donc avec le point d'exclamation là, on peut par exemple cliquer ici, d'accord? Et vous voyez ici, on a feuille 2, et bien F6. On va donc valider, et là donc on voit que c'est la même donnée, hein. Là on recopie la même donnée. Donc si on vient ici, on va changer. Là, je vais prendre ceci, voilà, ici. Donc on va revenir au niveau de feuille 1, et bien nous n'avons rien ici. Donc vous voyez bien que là nous avons créé donc un lien entre les feuilles, d'accord? Donc il y a la troisième possibilité maintenant, c'est de créer un lien entre plusieurs classeurs, entre donc deux classeurs déjà. Ce qu'il faut faire, par exemple, on peut venir ici, on va dire donc égal, voilà. Donc je vais sélectionner un autre classeur, je vais venir sur ce classeur là, voilà, je vais prendre ceci, et vous voyez à ce niveau sur la barre de formule, nous avons donc exercice 1. Le classeur s'appelle exercice 1 ici. Alors, il précise la feuille, le nom de la feuille ici, ça fait feuille 6. Et là, en fait, on a donc la cellule qui est ici. Donc, on va valider comme ceci et on voit carrément matricule est ici. Exactement. Alors, donc, avec cette façon-là, vous avez la possibilité donc de faire même vos calculs. Ça peut être par exemple une somme. Pourquoi pas? Ici, je peux prendre la valeur, je vais dire égal. Voilà, somme. Et donc, je vais sélectionner les nombres. Le premier nombre ici, je vais le prendre à ce niveau. Je vais dire ceci. Et bien, le deuxième nombre, voilà, je vais venir à ce niveau, au niveau de feuille 2. Je vais venir prendre cette valeur-là. Et donc, je vais valider. Et automatiquement, donc, il a fait la somme de 345 et 162. Ça marche complètement et sans aucun problème. Donc avec cette façon-là, vous allez voir, en fait, on peut travailler sur plusieurs feuilles, essayer donc de créer des liaisons entre les diverses feuilles. Comme ça maintenant pour toujours dynamiser notre travail. Rappelons que chaque cellule ici a une adresse relative. Par exemple, ici, nous avons donc l'adresse F7. Alors, c'est possible que vous puissiez renommer votre cellule dans la zone non ici. Déjà, on va essayer donc de calculer la moyenne ici, une moyenne coefficient, pour voir un peu le problème que nous avons. Alors, pourquoi l'intérêt maintenant de renommer vos cellules? Déjà ici, on peut calculer la moyenne, on va dire donc la moyenne ici, c'est une moyenne coefficient. Regardez, on a des coefficients pour chaque matière. Donc déjà là, on va faire somme prod, d'accord? C'est la fonction somme produit, d'accord? Donc on va faire... Bien, on va sélectionner la première matrice ici, d'accord? On va sélectionner la seconde matrice ici. Comme cela, on ferme. Alors, cette fonction-là va nous permettre simplement de faire le produit, donc de ceci, ceci, plus ceci, ceci, plus ceci, ceci. Donc, il va faire la somme et le produit en même temps. D'accord? Donc, on va voir ça, c'est bon, ça donne cette valeur-là. On va donc venir ici, on va diviser donc par somme. Eh bien, on va prendre donc tous les coefficients. On va prendre tous ces coefficients-là ici. On les sélectionne, on valide, c'est bon. Ici, on a la moyenne. On va faire donc 2 points, on incrémente partout, on a la moyenne. Alors là, nous avons des problèmes. On va vérifier pourquoi nous avons des problèmes. Eh bien, ici, à ce niveau, c'est bon. Ici, au niveau de div, eh bien là, on voit que on est dessus. Donc, on est obligé de figer. De figer quoi ici? Donc, on va figer ces valeurs-là avec F4. Voilà. Ici, on va figer aussi. Donc, ceci-là, on va figer. Voilà, F4. Et donc, rester comme ça. Puis, on calcule la moyenne.
Alors là, nous avons calculé la vraie moyenne que vous pouvez retrouver ici. Déjà, avec cette manière-là, nous avons perdu donc assez de temps parce que ce qu'il nous faut, nous, c'est d'automatiser les tâches. Alors, regardez ce que nous allons faire à présent. Eh bien, ce que nous allons faire, on peut donc venir à ce niveau. Regardez, d'accord? Cette plage-là, on va venir, on va la renommer, on va dire que bien, cette plage-là, de là jusque là, on va appeler coefficient. On va dire, eh bien, coef, comme ceci. Donc, cette plage-là ici s'appelle coef. Donc, on va prendre ceci, on va juste remplacer, on va dire coef. Voilà. Et donc là, quand vous renommez votre plage, vous allez voir ici à ce niveau. Finalement, si vous tapez seulement le nom que vous avez rentré, il va venir ici automatiquement. On va faire un double-clic, on va valider et on va faire donc double-clic. On n'a pas besoin donc d'insérer les signes $ pour que ça marche simplement. Donc, vous avez déjà vu avec cette méthode-là, on peut renommer une plage. Alors, pour renommer une cellule simplement, on va voir ça, comment est-ce qu'on va le faire. Donc, on peut, par exemple, voilà, je vais déjà venir ici. Je vais donc calculer ici les nombres de filles. Donc, je vais dire ici, eh bien, les nombres de filles, on va dire NB et NBC. Voilà. On va prendre donc cette plage-là. On va prendre, voilà, cette plage-là, comme ceci. On va bien la sélectionner. Eh bien, voilà. Donc, on va dire le critère, eh bien, c'est filles. Alors, ici, au niveau de filles, ici, ce qu'on va faire, on va dire finalement le sexe ici, hein, d'accord? Le sexe ici, c'est F. Donc, on va sélectionner comme ceci. Ça fait bien la valeur. Hein. Maintenant, là, on va renommer ici, on va écrire donc fille. Voilà. On a fille ici. Si on vient ici à ce niveau, eh bien, B3 ici, on va juste écrire fille. Et ça marche automatiquement. Donc là, au niveau de M ici, on peut dire garçon. Donc, on va venir là, on va dire garçon. Voilà, on enregistre. Hein, et là, ici, donc on va incrémenter. Et là, tout simplement, on va écrire garçon. Donc, on enlève fille, on écrit garçon. Et ça marche. Alors, donc, avec cette méthode-là, vous avez la possibilité donc de renommer vos noms. Vous avez donc la possibilité de voir toutes les zones que vous avez renommées, donc toutes les cellules que vous avez renommées, que ce soit des cellules ou encore des plages de cellules dans votre classeur ouvert ici, tout simplement en cliquant là. Alors lorsque vous cliquez sur cette flèche là, vous voyez toutes les plages que vous avez nommées. Donc si vous cliquez sur la plage ici, automatiquement, elle sera sélectionnée. Je vais cliquer ici sur garçon, garçon est sélectionné. Je clique ici sur coef et vous voyez le tout est sélectionné. Alors, vous avez la possibilité de modifier cela. Pour modifier cela, vous allez venir ici au niveau donc de formule. Vous avez gestionnaire de noms. On clique sur gestionnaire de noms ici hein, et vous allez voir tous les noms que vous avez définis. Donc là, j'ai fait un double clic, j'ai agrandi. Je peux venir ici, donc je vais réduire en faisant donc un double clic. Hein. Vous avez donc la possibilité de modifier. Là, par exemple, hein, vous pouvez donc modifier. Vous avez vu ici, en fait, il a pris la référence, la feuille de calcul, moyenne donnée de cette feuille-là. Et donc, il a pris finalement les valeurs que j'ai entrées ici. Ça fait bien donc de C7 à J7. Donc, vous pouvez revenir hein, à ce niveau et donc sélectionner une autre plage. Par exemple, là, je peux venir prendre une autre plage comme ceci. Voilà. Donc, ça dépend en fait de ce que vous voulez avoir. Donc là, je vais faire annuler et je reviens ici. Donc, déjà que la référence, elle est faite donc dans la feuille enregistrement ici, dans le classeur enregistrement, autant pour moi, dans la feuille moyenne donnée ici. Et donc, vous allez voir ici la référence de la feuille, le nom de la feuille apparaît ici. Étendu, classeur. Vous pouvez même rajouter un commentaire s'il le faut. Alors, vous avez donc la possibilité, lorsque vous avez plusieurs noms ici, de les filtrer ici. D'accord? De les filtrer, par exemple, de modifier, donc d'ajouter même un nouveau. Par exemple, là, vous pouvez ajouter un nouveau nom ici. Donc, hein, c'est simple. Donc, avec cette manière-là, vous avez la possibilité donc de gérer. Aussi, donc, vous pouvez venir ici directement définir un nom hein, pour définir le nom. Donc,
ou encore vous avez donc dans la formule, regardez dans une formule, greffe, fille, garçon. D'accord? Donc vous voyez ici, directement, il active la cellule où il y a garçon. Donc c'est pour éditer automatiquement. Voilà. Donc avec cette méthode-là, vous allez voir en fait comment est-ce que vous pouvez entrer dans votre gestionnaire de noms pour essayer donc de modifier de noms, bien encore d'apporter de nouveaux noms. Et comme ça, vous allez donc changer votre travail. Voyons encore un deuxième exemple ici pour aller plus loin, pour donc changer encore la zone de nom. Alors ici, vous avez un exemple, hein, vous avez année, chiffre d'affaires, vous avez salarié, productivité. Alors regardez, généralement nous travaillons avec des données donc saisies dans des colonnes. Hein. On a toutefois besoin ici, par exemple, de sélectionner tout ceci. Un exemple, hein, je vais venir ici, je vais dire ben, égal, je vais faire la somme, c'est le total, donc je fais somme ici, et donc je vais venir ici pour venir sélectionner, d'accord, et donc je valide. Vous voyez que là, ça me perd assez de temps, et puis donc c'est vraiment stressant lorsqu'on a plusieurs données. Donc je vais vous montrer une manière pour le faire, tout simplement. Donc vous allez modifier ici vos noms ici, en fait, les noms de vos sélections. Alors, pour le faire, vous allez le faire de façon automatique. Vous avez donc une commande rapide qui vous permet de le faire. Donc, vous allez faire un CTRL MAJ F3. D'accord? Vous allez faire CTRL MAJ F3. Ici, là, en fait, vous avez donc cette fenêtre-là qui apparaît. Alors, il vous dit créer des noms à partir de la sélection. La sélection que j'ai faite, c'est cette sélection-là au niveau de 3. Alors, si je clique ici, par exemple, sur ligne du haut, je fais OK, ça ne marchera pas. Tout simplement parce que la sélection n'est pas valide. Alors, si je veux créer donc des noms, ce que je vais faire, je vais d'abord sélectionner une sélection valide. Ce que je fais, je viens à ce niveau, je sélectionne ceci, bien, voilà. Alors donc je recommence encore CTRL MAJ comme ça et F3. Donc là maintenant, vous avez la possibilité donc de créer les noms à partir de la ligne du haut. Ça veut dire tout simplement que les noms vont porter, c'est-à-dire les plages de cellules vont porter chacune les noms qui se trouvent ici en haut. Par exemple, la première plage ici s'appellera année. La deuxième s'appellera CA. La troisième salarié. La quatrième productivité. Et ainsi de suite. La colonne donc de gauche, hein, ça veut dire qu'il prendra, c'est les noms qui sont ici, ou bien la ligne du bas, la colonne de droite. Donc nous, on reste sur la ligne du haut, on fait OK, et c'est fait. Alors pour retrouver ça, vous allez voir, c'est simple, regardez, je suis là, je sélectionne tout ça, et bien ça devient année. Je sélectionne ceci, et bien ça devient CA. Regardez, hein, ça devient salarié. Je suis là. Et vous avez vu, donc si je clique ici sur productivité, je suis sur productivité. Donc pour ceci, là, je vais modifier ici hein, le B4, le B14, tout simplement. Alors, si vous l'avez fait, vous pouvez donc venir ici à ce niveau, au niveau de formule. Vous avez donc, voilà, dans une formule, doucement, on est là, depuis, non. Donc, définir, affecter les noms, d'accord? On va faire OK. On va revenir ici et vous voyez que là, c'est CA. Alors, cette manière-là, en fait, il va voir est-ce qu'il y a des cellules, est-ce qu'il y a des plages que vous avez renommées. Si c'est fait, il va actualiser automatiquement. Donc, si on a fait ça pour CA, on va faire aussi autant pour salarié, hein, d'accord? Alors là, si vous faites l'incrément ici, on va faire clic, et bien, regardez, hein, ça ne bougera pas, c'est toujours CA. Donc, on va écrire salarié, on valide, hein, voilà. Et ici, donc, nous avons productivité. Donc, on écrit productivité. Voilà. Et c'est validé. Donc là, c'est pas euro, c'est plutôt... On va changer de format. Voilà, on va dire ça en format nombre. Tout simplement. Alors donc, vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez revoir encore la vidéo pour voir comment est-ce qu'il faut faire ça et dorénavant ne travailler qu'avec des zones nommées pour gagner beaucoup plus de temps. Nous allons voir en fait comment faut-il trouver des antécédents hein, dans des formules. Alors ça veut dire quoi tout simplement? Ben, ça veut dire lorsque nous faisons nos formules dépendent des cellules. D'accord? Mais nous allons pouvoir retracer en fait c'est-à-dire quelles sont les cellules liées directement à une autre, à des autres. Alors, ce qu'on fait là,
en fait, on va déjà calculer ici, par exemple, l'écart. On va dire l'écart, ça fait donc ceci, d'accord, moins le budget. Et donc là, ici, on va venir ici pour valider. Et donc là, maintenant, on va faire calculer le total et on va dire le total. Donc, ça fait la somme. Voilà, et bien, on a ceci. Voilà, on valide et on vient là. Alors, pour ne pas souffrir, hein, je vais déjà commencer à renommer ici tout. Donc, je viens de formule. Ici, j'ai dit affecter des noms. Voilà. Donc, je vais annuler. Je vais dire depuis la sélection. D'accord. Et donc, j'ai ceci, hein, tout simplement. Voilà. Donc, là, c'est nommé. Et je vais revenir ici, affecter les noms. Et c'est bon. Là, tout est affecté. Alors, regardez. Maintenant, je vais trouver les antécédents, les repérer. En fait, regardez, je vais venir ici, je vais cliquer ici, hein, voilà. Et là, pour utiliser la commande répéter les antécédents, la cellule active doit contenir une formule avec des références valides. C'est obligatoire. Donc, regardez, je vais me mettre ici. Vous allez voir, je vais repérer les antécédents et vous allez voir finalement le résultat qui est ici est lié à toutes ces cellules-là, tout simplement. Alors, regardez, je vais me mettre ici et venir voir, hein, en fait, repérer les antécédents. Alors, c'est la cellule qui se trouve ici, les deux là qui donnent, en fait, cette valeur-là. Pour faire plus clair, en fait, je vais venir ici, je vais faire égal, un exemple, là, je vais prendre ceci que multiplie, d'accord, je vais prendre cette valeur-là, je vais donc additionner, voilà, cette valeur-là, et je rentre. Finalement, là, j'ai une valeur. Donc, je vais venir ici, par exemple, et faire repérer les antécédents. Vous voyez, hein, cette cellule-là dépend des trois cellules qui sont ici. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser cette méthode-là? Il faut utiliser cette méthode-là lorsque vous avez, par exemple, un collaborateur vous remet un classeur, hein, où vous avez plein de formules. Alors, vous ne vous retrouvez pas dans les formules pour savoir, en fait, comment est-ce que la formule a été élaborée. Hein. Donc, avec cette méthode-là, vous avez cette possibilité de pouvoir faire, de pouvoir repérer, en fait, comment est-ce que la cellule, en fait, quelles sont les cellules qui sont liées automatiquement à votre cellule. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, vous avez aussi donc repéré les dépendants. Hein, si vous voulez donc afficher les flèches pointant vers une cellule affectée. Ou encore, donc, vous pouvez maintenant supprimer toutes les flèches qui sont ici. Hein, donc, on les supprime et on revient donc à la normale. Dans cet exercice, nous allons élaborer des statistiques donc en partant des données que nous avons ici. Alors ici, le but sera donc d'utiliser les fonctions, hein, en grande partie donc les fonctions nombres pour que vous puissiez élaborer certaines statistiques. Alors déjà, on a déjà défini ici en fait les noms, hein, tous nos noms de plage ici. Ce que nous allons faire, nous allons juste les utiliser. Alors ici, on va calculer l'effectif total. L'effectif total, comme nous l'avons vu, on va faire donc. Déjà, vous pouvez venir ici à ce niveau, faire dans une formule. Là, on a dit qu'on pouvait sélectionner n'importe quelle colonne à ce niveau là-bas. Donc, on va faire par exemple nom ici. On va dire ici, eh bien, ça fait NB val. Voilà, NB val. On sélectionne, eh bien, non. Voilà, ça fait 20, comme ceci. Eh bien, donc, on a l'effectif total en chiffre romain, ça fait égal. Voilà, je vais faire CTRL Z, égal en romain. Voilà, de ceci. Vous êtes là, vous sélectionnez. Alors, le deuxième argument ici est facultatif. Hein. On fait OK. Et c'est bon. Le nombre d'élèves de sexe féminin. Alors, le nombre d'élèves de sexe féminin ici, c'est donc de compter les élèves, hein, mais par sexe. Donc, on a ici NBC. Tout simplement. Donc, NBC ici. Hein, NBC. Alors, donc, la plage. Pour nous, la plage, c'est quoi? Eh bien, c'est ceci. Et on va prendre cette plage-là. D'accord? Donc, on a sexe, point virgule. Et bien, nous avons donc féminin. F. Alors, pour masculin, c'est la même chose. Hein. On va donc venir ici, incrémenter, la mettre M comme masculin. Ensuite, on a donc le pourcentage des hommes. Le pourcentage des hommes ici, ça fait égal, eh bien, l'effectif total des hommes divisé donc par l'effectif total. Et le pourcentage des femmes ici, c'est donc l'effectif total des femmes divisé donc par l'effectif total.
Ensuite, vous avez le nombre d'élèves de sexe masculin qui ont payé plus de 1000 francs au premier versement. Alors là, on va dire égal NB. Voilà, si point ensemble. Voilà. Alors, donc, on a le sexe d'abord. Voilà ce que ça fait. Le critère, donc, c'est masculin qui ont payé plus de 1000 francs au premier versement. Donc, on a versement 1. Voilà, on a supérieur hein, à 1000 francs. Voilà, supérieur à 1000 comme ceci. Et c'est fait. On valide. Hein, on a 9. Alors, le nombre total de filles ici qui ont payé plus de 1500 au deuxième versement, on va venir là, on va modifier. Eh bien, c'est que ça fait filles, ça fait versement 2, eh bien, ça fait 1500. Voilà, on valide et on a le nombre exact. Ensuite, nous avons donc, vous pouvez vérifier, hein, toutefois, vous pouvez revenir ici, essayer de compter, hein, ça donne exactement les mêmes choses que nous avons ici. On a le nombre d'élèves de sexe féminin qui sont nés dans le littoral. Alors là, on a toujours même chose, on va dire donc NBC, eh bien le sexe est féminin, mais qui sont nés dans le littoral. Donc, on va venir ici, ça fait D. Voilà, dans le littoral, je vais voir la plage. Ça s'appelle comment? C'est département. Hein. Voilà, c'est département ici. Et donc, vous avez égal littoral. Voilà. On valide. Eh bien, il n'y en a qu'une seule. On peut venir ici. Hein. C'est une seule qui est née. Une seule fille qui est dans le littoral. On va voir littoral. Eh bien, c'est une seule fille. Ensuite, on va passer donc à trouver donc le nombre d'élèves de sexe masculin qui sont nés dans le pool. Même chose, on va venir ici. On va incrémenter. Hein. C'est féminin de sexe masculin qui sont nés dans le pool. Voilà, on va venir ici. On va dire, eh bien, pool. Voilà, on valide hein, et ça fait une seule personne. Alors, total du versement 1. Total du versement 1. Donc, on a ici somme. Et bien, versement 1. Total du versement 2, ça fait somme. Et bien, versement 2. Versement 2, ici, on valide. Et total du versement 2 fait par les filles. Alors, on a ici somme 6. Voilà. Somme 6. On a donc la plage, le critère, la somme des plages. La plage ici, chez nous, c'est le sexe. Le critère ici, eh bien, c'est les filles. Eh bien, la somme des plages ici, ça fait versement 2. Donc, versement 2. Comme ceci, hein, on valide. Et donc, après, maintenant, on a le plus grand versement 1. Donc, ça fait max, voilà, versement 1. Ensuite, on a le plus grand versement 2 égale donc max, et bien, versement 2, comme ceci. Ensuite, nous avons donc le nombre de filles inscrites le lundi. Donc là encore, on a la fonction NBC, hein, NBC. Ensemble, bien sûr, on a le nombre de filles, on a le sexe comme critère. Hein, et donc, le sexe, ça fait fille. Et donc, on va voir jour d'inscription ici. Voilà. Et point virgule, hein, on va dire donc lundi. On valide, et bien ça fait une personne. Alors le nombre total d'étudiants dont l'âge est inférieur à 25 ans. Comment on va faire ça? Et bien là on va dire NB. Voilà, NBC ensemble, hein, parce que NBC, on va dire NBC, nombre total donc d'étudiants dont l'âge est inférieur à. On va donc sélectionner la date de naissance ici, hein, voilà, et on va dire l'âge est inférieur à. Non. Ok, l'âge est inférieur à 25 ans. Alors, l'âge inférieur à 25 ans, ça veut dire, eh bien, ça veut dire qu'ils doivent être donc supérieurs à 1995. Donc, on va dire ici, on va dire donc 31, voilà, 12e mois, eh bien, on a 1995.
tout simplement. Donc, là, on va dire comme ça, on valide, et bien ça fait 5. Il y a 5 personnes donc dont l'âge est inférieur à 25 ans. Alors, vous pouvez encore revoir encore cette vidéo, essayer encore de refaire pour que vous puissiez arriver à avoir le résultat. Si vous n'avez pas compris jusque-là, revoyez donc toutes les vidéos sur les fonctions pour voir un peu comment est-ce que c'est bien détaillé afin que vous puissiez avoir le même résultat comme ce que nous avions obtenu. Dans cet exercice, nous allons voir comment élaborer les bulletins pour chaque élève. Alors, le principe reste le même ici. Nous avons donc des matières et des devoirs. Alors ici, nous avons donc les matricules pour chaque élève, leur nom, le sexe. Et donc, à la fin, ici, vous pouvez voir, hein, nous avons donc calculé la moyenne de chaque élève, le rang, l'observation et bien sûr aussi la mention. Alors, dans bulletin ici, si on clique ici sur bulletin, vous allez voir, là, nous avons donc bulletin scolaire. Ici, donc, c'est pour un élève. Je vais augmenter, voilà. Voilà. Ici, par exemple, nous avons l'élève, eh bien, Elena Strati. Si on clique ici, voilà, on va défiler, on va prendre Ernest, eh bien, on voit automatiquement que la note de Ernest a changé. Si on clique ici, Julia Rose, eh bien, automatiquement, ça a changé. Là, par exemple, si l'élève est admis, ça met admis, ça met le rang, ça met aussi la mention. Alors, la moyenne générale la moyenne générale de l'élève, la plus forte moyenne, et bien la plus faible moyenne. Donc ici, si on vient par exemple prendre là, on va prendre, voilà, Aurélie Diane, ici elle est échouée. Alors, vous allez voir ici, lorsqu'elle est échouée, et bien c'est en rouge. Nous allons recommencer donc à faire le bulletin ensemble. Ici, vous pouvez donc faire la mise en forme hein, sur le bulletin scolaire, établissement, et donc avenue, voilà. Vous avez donc ici classe, nom, prénom, sexe, la série, le matricule. Alors ici, donc, vous avez les devoirs, la moyenne générale, la plus forte moyenne, la plus faible moyenne, le rang, l'observation et la mention. Alors déjà ici, pour pouvoir relier les informations qui se trouvent sur cette feuille-là avec l'autre feuille ici, eh bien, nous allons créer un lien. Un lien aussi, nous allons utiliser donc une fonction. Alors, nous allons donc rechercher les notes des étudiants, donc, en fonction donc de leur nom. C'est d'abord la première des choses que nous allons faire. Alors, nom et prénom, on va cliquer ici, on va donc donner. Et bien ici, nous avons donc validation des données. On va prendre une liste, voilà, une liste comme ceci. La source, eh bien, on vient donner élève ici. Nous allons prendre la source ici, donc nom et prénom. Voilà, nous avons pris la source, on va faire OK. Et bien là, si on clique ici, et bien là déjà, nous avons donc tous les noms. Ensuite, donc, pour trouver le sexe ici, nous allons utiliser une autre formule. Et bien la formule ici, ce serait une formule donc de recherche. Hein. Nous allons utiliser ici recherche, on va dire, égale, et bien, recherche V, comme ceci. Et bien, nous allons chercher quoi? Et bien, notre valeur de référence est ceci. Point virgule, et bien nous avons ici donc la table de matrice. La table de matrice ici chez nous, on peut venir là, et bien donc sélectionner ceci, les deux, comme ceci, hein, jusque, voilà, à ce niveau. On valide, point virgule, et bien nous avons donc l'index colonne, et bien ça fait la deuxième colonne. Nous voulons avoir donc une valeur exacte, ça fait faux comme argument. Point, et là, c'est bon, nous avons donc F. Donc si on clique ici, on va changer, ça fait M, et ainsi de suite. Alors, là maintenant, avant de passer donc aux autres informations, ce que nous allons faire, nous allons sécuriser ici donc cette formule-là pour ne pas que nous puissions avoir des erreurs. Par exemple, là, si on efface, et bien là, nous avons N bar A. Alors, on va sécuriser ça. Ce qu'on va faire, eh bien, on va venir ici, au niveau de la formule, on va dire là, eh bien, si nous avons une erreur, si erreur, voilà. Voilà, si nous avons une erreur, eh bien, alors là, point virgule, il va rien afficher. Donc, il va afficher ceci, voilà, tout simplement. Mais donc, s'il n'y a rien ici, eh bien, il y a rien si on a une erreur. Comme ça, au moins, nous aurons donc, voilà. À présent, nous pouvons donc passer ici au matricule. Alors, on va revenir ici au niveau donc de données élèves. Eh bien, nous allons voir matricule vient avant nom et prénom. Avec la fonction recherche, il faut faire très attention. La colonne de la valeur recherchée doit se trouver donc après
la colonne de la valeur cherchée. C'est-à-dire, donc la valeur de référence ici, chez nous, c'est les noms et prénoms. Ici, on se rend compte que le numéro de matricule se trouve avant nom et prénom. On se rend compte que nous ne pouvons pas utiliser la fonction recherche V. Bon, si nous le faisons, on va le voir, hein, ce que ça va donner. Et bien là, si on vient ici, on va faire CTRL V, et bien si erreur, voilà. On va donc juste changer ici donc les données que nous avons là, tout simplement. Donc on va revenir, on va prendre ceci, hein, voilà. Et nous, eh bien, on va rechercher donc dans la première colonne, voilà, les informations, donc le matricule, on va faire ceci. Eh bien, là, nous n'avons rien, c'est normal, c'est parce que nous avons une erreur. Eh bien, si on efface donc la formule de si erreur comme ceci, hein, voilà. Et là aussi, on efface ceci. Voilà, on obtient finalement une valeur d'erreur, c'est normal. Alors là, maintenant, nous allons utiliser une autre formule de recherche. Nous allons utiliser donc, nous allons imbriquer equiv et index. On va faire égal, donc equiv, voilà, égal equiv. Alors la valeur recherchée ici, donc c'est cette valeur-là, point virgule. Et bien donc le tableau de recherche ici, on va venir ici, le tableau de recherche, ça fait donc là où se trouvent tous les noms et prénoms. Et bien là, c'est bon, donc on laisse, là nous sommes par exemple au numéro 26. Si on vient ici, pour défiler, ça fait le numéro 15. Alors là maintenant, on va donc combiner avec la fonction index. Ici donc on va dire, eh bien index, comme ceci, hein. Voilà, index, et bien nous avons la matrice. La matrice ici, et bien ça fait les matricules. C'est les matricules que nous voulons avoir. Donc, point virgule ici. Après, donc, on a donc le numéro de ligne ici. Donc, c'est la fonction equiv que nous avons trouvée. On va donc faire ici point virgule. Et bien, nous avons donc le numéro de colonne. Ça fait 1. Voilà, on ferme, tout simplement, entrée. Et bien là, nous avons donc le matricule. Là, maintenant, si on vient donc changer automatiquement, le matricule change. Voilà. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, on va donc continuer donc à trouver les différents devoirs ici. Et bien donc, on va venir recopier cette formule-là que nous avons prise, hein, au début. On va venir CTRL-C. Et bien donc, pour le devoir numéro 1 ici, on va faire CTRL-V. Nous allons donc juste changer deux informations. La première, donc ici, c'est là, le tableau que nous avons pris ici. Ce sera un tableau différent. Et bien donc, on va sélectionner ceci. Donc, on peut l'effacer. Voilà, pour revenir ici maintenant, on va dire, donc, on va de nom et prénom jusque, eh bien, même à ce niveau. On va donc arriver là. Bien. Là, nous avons donc sélectionné donc les données. Maintenant, le numéro d'index ici chez nous, c'est, on va compter. Ça fera donc 1, 2, 3 pour le devoir 1. Alors, tout simplement, donc, on va dire ici, eh bien, 3. Voilà, 3. Et on valide. Alors là maintenant, si on vient ici, on va changer. Eh bien, c'est la même chose. Alors nous allons le faire donc pour les autres aussi. À présent, vous avez rempli donc toutes les informations ici. Ce qui donc sera intéressant, c'est de venir mettre ici donc une validation de données. Alors ce qu'on va faire ici, eh bien, on va dire ici, voilà, on va cliquer là et il va dire donc mise en forme conditionnelle. Hein, on va dire donc, voilà, règle si égale à, eh bien, on va dire échouer. Voilà, comme ceci, hein. Voilà, échouer. Alors, tout simplement, on peut garder comme ceci en rouge. Eh bien, on va faire OK. On va encore rester sur la même cellule, venir ici. Eh bien, on va dire, eh bien, égal à texte qui contient, on va dire admis. Voilà, tout simplement, donc, on va le mettre en vert. Hein. En vert, voilà. OK, tout simplement. Alors, si on vient ici, on va donc venir changer. On va dire, on va prendre un autre. Eh bien, là, c'est en vert. Alors, j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait. Maintenant, pour pouvoir donc voir est-ce que vous avez respecté les dimensions, il suffit donc de cliquer ici. Voilà. Et donc, là, vous avez d'abord vu, vous êtes sur une seule page. Et ensuite, donc, vous venez là. Là, vous pouvez donc imprimer votre page facilement. En fait, CTRL-P pour voir l'impression. Et bien là, vous pouvez imprimer. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les fonctions index et equiv pour pouvoir faire une recherche. Nous avons vu lorsque nous avons utilisé les fonctions recherche H ou recherche V pour chercher donc des valeurs dans une plage donnée.
Alors ici, on va faire une variante. On va utiliser deux fonctions qui sont beaucoup utilisées, donc la fonction equiv et la fonction index. Alors ici, vous avez les catégories là, vous avez donc les types de clients. Donc, vous avez des catégories et des types de clients ici. Et vous avez ici donc une remise, des pourcentages de remise. Alors, le but ici, c'est de pouvoir donc faire une recherche et de pouvoir trouver donc la remise, donc le pourcentage de la remise. Ici, vous avez recherche type de client. On a ici fait une validation de données. On a ici fait aussi une autre validation de données là. Donc, nous voulons déterminer la remise ici, la TVA. Aussi donc dans cette plage-là. Alors, pour la remise, nous avons dit qu'on va utiliser la fonction index. Déjà, je vais me mettre ici pour vous expliquer comment utiliser la fonction index. Donc, je vais faire égal. Là, j'ai index. Vous avez ici donc la matrice, le numéro de ligne, le numéro de colonne. Ou encore, vous avez une deuxième syntaxe ici. Vous avez la référence, le numéro de ligne, numéro de colonne et le numéro donc de zone. Donc, vous allez utiliser, donc on va utiliser la première syntaxe qui est beaucoup plus simple. Alors, vous sélectionnez donc la matrice dans laquelle se trouvent vos informations. Donc, on va dire vos données ici. Vous avez ici donc cette plage-là, par exemple, on a la matrice, et donc le numéro de ligne, vous donnez le numéro de ligne dans lequel vous souhaitez faire votre recherche. Par exemple, nous avons ici une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes. On va prendre la troisième ligne, on va dire 3 comme ceci, et enfin là, on va prendre le numéro de colonne. Donc le numéro de colonne, parmi la plage que vous avez sélectionnée, ici nous avons une, deux, trois colonnes. On va prendre ici par exemple la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il va renvoyer index? Eh bien, index va renvoyer l'élément qui se trouve dans la plage remise à la troisième ligne et deuxième colonne. Donc, troisième ligne, ici, deuxième colonne, eh bien, ça fera 9,50%. On va valider, eh bien, ça fait 9,5%, 9,50%. Vous allez voir ici, ça fait, je vais mettre ça en pourcentage pour que vous puissiez voir. Voilà, je vais faire ceci, 9,50, 9,5. Alors, regardez, vous avez vu ici, on a pris donc l'élément qui se trouve à la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, si on prenait ici à la première ligne, eh bien, deuxième colonne, nous aurons 6,50. Maintenant, la fonction equiv va nous permettre à déterminer donc la ligne et la colonne à laquelle se trouve notre élément. Je vais venir ici à ce niveau, en bas, ici, pour vous montrer. Là, voilà, je vais dire égal equiv. Eh bien, la première valeur, c'est la valeur cherchée. La valeur cherchée ici, nous allons prendre, par exemple, on va prendre catégorie. Point virgule, vous sélectionnez le tableau de recherche. Le tableau de recherche ici, c'est le tableau dans lequel se trouve la valeur recherchée, donc la valeur cherchée. Chez nous, notre tableau ici, c'est ce tableau-là. Et vous avez point virgule, alors vous avez donc ici la valeur, donc la correspondance exacte. Correspondance exacte ici, vous sélectionnez la correspondance exacte et donc vous validez et finalement, il vous montre la ligne à laquelle se trouve C. Et bien, C ici se trouve à la troisième ligne. Vous voyez ici, si on fait un double-clic, dans catégorie client ici, et bien C se trouve à la troisième ligne. Donc, avec ceci aussi, on peut faire la même chose pour trouver donc le nombre de colonnes. On va le faire, on va venir ici au niveau du type du client, on va dire égal, equiv. Voilà, vous avez la valeur cherchée. Ici, chez nous, c'est cette valeur-là. On va faire donc point virgule, le tableau recherché, le tableau recherche. Donc, on a ceci. Voilà, nous avons donc point virgule. Et bien là, nous avons le type. On va prendre la valeur exacte. On ne peut pas avoir des valeurs inférieures, mais une valeur exacte. OK? Et là, nous avons 1. Effectivement, nouveau se trouve à la première colonne ici, dans la première colonne. Donc, si on vient ici, on va varier, on va prendre régulier, et bien ça fait la deuxième colonne. On va prendre ancien, et bien ça fait la troisième colonne. Donc avec cette façon-là, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction equiv pour savoir la position à laquelle se trouve une valeur dans une plage de cellules données. Vous pouvez refaire la vidéo, revoir encore et comprendre cette fonction-là. À présent, nous allons voir comment combiner la fonction index et la fonction equiv pour faire donc une recherche.
Donc, nous allons venir ici au niveau de remise, on va faire égal, on va dire index, voilà. Vous avez donc la matrice, on va reprendre notre matrice ici, on va faire point virgule, et le numéro de ligne ici, on va faire équive, et bien la ligne, on va voir qu'est-ce qui se trouve dans la ligne, c'est catégorie qui se trouve dans la ligne ici. Donc on va prendre ici catégorie, faire point virgule, et on va prendre ceci, voilà, nous avons point virgule, et bien 0. Alors, encore le dernier argument, c'est équive, et bien là nous avons la valeur cherchée, ça fait type de client, point virgule, et bien la matrice, c'est celle-ci, hein, la plage c'est celle-ci, on va faire donc point virgule, vous avez donc 0, et sélectionner, on ferme, on valide, et là nous avons, par exemple ça fait 0,15, 115 ici, on va voir, et bien on va mettre ça en pourcentage pour ne pas avoir, voilà, et bien ça fait 11,50, on va voir le type ancien, nous sommes là, la catégorie C, et bien ça fait 11,50. On va venir ici pour varier, on va prendre ici régulier, voilà, régulier ça fait 9,50, on va prendre la catégorie ici, on va prendre la catégorie A, et bien ça fait 6,50 pour régulier. Alors on va faire la même chose aussi pour la TVA, on va venir, on va dire égal, et on va dire donc index, voilà, index ici, on a la matrice, et bien c'est cette matrice là, voilà, point virgule. Alors le numéro de ligne ici, on va prendre une seule ligne parce que ici nous avons qu'une seule ligne là, on va dire 1, et point virgule, ici on va dire dans le numéro de colonne. Bien sûr, ici est déterminé par la fonction équive. On a équive, et bien de quoi? De la catégorie, ici point virgule, et on sélectionne ici notre tableau recherche, on a point virgule, nous avons donc la valeur exacte ici, voilà, et on valide, on entre, voilà, je vais faire ceci, et donc ici on voit qu'avec la catégorie A, eh bien on a ceci, je vais mettre ceci aussi en pourcentage, hein, pour que vous puissiez voir, voilà, donc on a ce pourcentage là, si on vient prendre la catégorie, eh bien C ici, on a 7,50. Avec cette manière-là, donc, vous pouvez associer la fonction équive et la fonction index ensemble pour obtenir donc une valeur recherchée. Nous allons voir comment l'utiliser dans un exercice. Ici, nous avons donc catégorie client, donc des clients ici, leur catégorie, le type de client, libellé article, le prix unitaire, la quantité donc de l'article qu'ils ont acheté, le montant, le taux TVA, montant avec TVA, montant total comprise, remise et le net à payer. Alors, nous allons, en utilisant les fonctions index et équive, trouver le taux de TVA et la remise. Ici, chez nous, nous allons faire égal. Nous avons donc index, voilà. Et nous avons la matrice. Alors, la matrice ici, c'est cette matrice-là. Je vais la sélectionner. Point virgule. Là, nous avons donc, voilà, le numéro de ligne. Le numéro de ligne, c'est une ligne. Voilà, point virgule. Donc, le numéro de colonne, c'est équive. Voilà. Vous avez donc la valeur cherchée. Alors, la valeur cherchée ici chez nous, c'est, eh bien, c'est cette valeur-là. Point virgule, nous avons donc la table recherche. Alors, table recherche, c'est cette table-là. Et donc, point virgule, ici, on a la valeur exacte. Voilà, on valide. Et donc, on entre. Voilà. Ici, nous avons 9,5. On va venir ici pour incrémenter. Bien, toutes les valeurs ici sont incrémentées. On vient pour ignorer l'erreur. Alors, vous allez voir, c'est tout à fait dynamique ici. On va venir ici pour remise. On va faire la même chose. Nous avons donc égal index ici, et vous avez donc la matrice. La matrice, c'est la matrice donc remise. Remise, on a point virgule, le numéro de ligne, ça fait équive. Ici, donc la valeur cherchée, c'est cette valeur-là. Donc, voilà, point virgule. Et nous avons donc catégorie. Voilà, catégorie client, ici. On a donc point virgule, nous avons le type 0. Point virgule, donc nous avons encore équive pour trouver le numéro de ligne. On a équive, voilà. Vous avez la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est type client. Point virgule, et bien nous avons type client. Comme ceci, on valide et on a point virgule, et bien la valeur exacte pour ne pas oublier. On valide, là nous avons donc la remise. On va faire du point ici. Et bien partout nous avons la remise. Alors regardez, c'est totalement dynamique. Là nous avons déjà inséré donc
toutes les formules hein, pour pouvoir calculer. Ici, si on bascule, on va basculer ici à A. Vous allez voir, on va dire A ici, voilà, on va dire A. Et ça a totalement changé sur cette ligne-là. Donc, c'est tout à fait dynamique. Vous pouvez donc modifier. Et avec la fonction index et give, vous pouvez utiliser donc cette fonction, ces deux fonctions ensemble pour pouvoir faire vos recherches dans des listes de données. Alors, vous avez le choix, hein, la fonction recherche V, recherche H aussi peuvent bien le faire, mais dans ce cas-là, index et give sont aussi intéressants. Revoyez la vidéo si vous n'avez pas compris. Revoyez la première vidéo depuis le début pour comprendre bien cette notion-là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Après avoir vu comment insérer des liens dans des classeurs, dans des feuilles de calcul pour pouvoir faire des calculs, ici nous allons voir comment utiliser donc les liens, mais pour faire des calculs entre plusieurs feuilles. Ici nous avons des rapports mensuels octobre, ici novembre, décembre. Nous souhaitions donc avoir ici le rapport global, donc sur tout le trimestre. Mais nous constatons ici que ces valeurs-là, la plage de cellules ici, c'est la même plage qui se trouve là, c'est la même plage qui se trouve aussi en décembre. Maintenant, donc, nous allons utiliser ici un calcul multidimensionnel. On va appeler ça donc un calcul sur plusieurs feuilles ici. Alors, vous pouvez, ici, dans notre cas, on va faire donc la somme. Vous pouvez utiliser la moyenne, le produit ou toute autre fonction ici. Il faut vous rassurer que la feuille où sera placé le résultat sera en dernier lieu. Ensuite, vous avez ici, vous tapez donc votre formule, vous allez dire égal. Là, vous avez somme. Voilà. Je viens sélectionner la première feuille. Ici, chez nous, c'est octobre. Le premier élément, je le sélectionne. Ensuite, je clique sur Maj. Je garde la touche Maj. Je viens ici, je me déplace au niveau de décembre. Regardez bien ici au niveau de notre barre de formule là, je vais agrandir ceci pour que vous puissiez bien voir, voilà. Et donc regardez ici au niveau de notre barre de formule, vous avez somme octobre, 2 points, décembre. Alors ici on va dire que ça fait une plage de feuilles. Alors les feuilles allant donc de octobre à décembre au niveau donc de la cellule B5. Nous allons faire quoi? Eh bien nous allons faire une somme. On va faire ici, donc on va fermer et tout simplement on va valider. Et lorsque nous avons validé, ici, on constate que la valeur là, 135, est la somme de cet élément-là, de 29 plus 87 plus 19. Nous avons ici donc 137. 5. Eh bien, donc, si nous avons trouvé pour le premier, pour le reste, on va venir ici, on incrémente. On vient ici, on incrémente. Voilà. Et donc, en bas ici, finalement aussi, nous allons incrémenter comme ceci. Eh bien, ce que je vais faire ici au niveau de l'incrément, je vais dire ne recopier que les valeurs. Donc, recopier les valeurs sans la mise en forme. Eh bien, on a recopié les valeurs ici sans la mise en forme. Donc, vous avez avec cette façon-là la possibilité de faire des calculs sur plusieurs feuilles. On va faire donc une variante cette fois-ci. On va donc utiliser la moyenne. Je vais effacer. Nous allons faire égal moyenne. Voilà. Moyenne, on vient ici au niveau de octobre. On sélectionne la première valeur et on vient ici, Shift, vers décembre, on ferme et on tape Entrée. Alors ici, on va venir à ce niveau et donc venir incrémenter partout. Voilà, donc ne recopier que les valeurs. Voilà. Alors donc, nous avons calculé donc la moyenne ici. Vous pouvez donc utiliser d'autres formules pour pouvoir faire ces manipulations. Dans cette vidéo, nous allons voir comment consolider les données sur Microsoft Office Excel. Consolider les données signifie simplement à pouvoir utiliser des données pour pouvoir appliquer des fonctions statistiques. Alors, ici, chez nous, dans notre cas, nous avons les rapports mensuels donc, sur 3 mois, décembre. Ici, nous avons donc décembre, novembre, octobre. Alors, on souhaite avoir donc un rapport trimestriel ici. On souhaite avoir un rapport trimestriel, donc on va faire la somme de tout ce que nous avons ici dans les 3 classes. Pour ce faire, on peut donc utiliser les liens comme nous avons vu. Nous allons utiliser cette fois-ci la consolidation. Déjà, on va revenir ici au niveau de réorganiser tout. On va cliquer et on va faire donc mosaïque. On réorganise tout. Ici, donc, on va venir ici pour, voilà, je vais réduire. Donc, voilà, je vais laisser. Pourquoi pas? On va laisser. Ici, on va réduire. Voilà, on va faire ceci. Voilà, pour qu'on puisse tous voir. Réduire.
Voilà. Ici aussi, on réduit pour qu'on puisse voir la plage en totalité. Alors, ici, à ce niveau, ce que nous allons faire premièrement, on va donc sélectionner la plage. Ici, on sélectionne toute la plage là. Voilà. On garde bien la plage sélectionnée. Ensuite, on vient dans l'onglet Données. Ici, vous avez ici Outils de données. On clique sur Consolider. Consolider ici est comporté donc de fonctions. Vous avez ici la fonction somme, nombre, moyenne, max, min, produit, chiffre, écart type de personne, variance et variance de personne. Alors, vous avez donc finalement ici des fonctions statistiques, comme j'ai dit au début. Hein. On peut faire la somme, la moyenne donc, ou encore le produit. Vous avez référence. Eh bien, référence, ici, c'est la référence des cellules qu'on va utiliser pour appliquer la fonction, la dite fonction. Et enfin, ici, vous avez toutes les références qui renvoient donc à toutes les références que vous aurez à utiliser. Donc, ici chez nous, et enfin, vous avez donc étiquette dans ligne de haut, colonne de haut, où vous avez lié aux données sources. Ce que nous allons faire ici chez nous, eh bien, nous allons d'abord commencer par sélectionner la première référence. Ici, on a ce mois-ci, on va sélectionner. C'est fait, on a ajouté. On sélectionne la deuxième référence ici chez nous. On va prendre bien. Ici, on va venir là, on sélectionne, et bien nous avons ajouté. Et en troisième lieu, vous avez ici, on va sélectionner cette référence-là. On va faire ici, on a ajouté. Eh bien, vous pouvez cliquer sur lier aux données sources ici si vous souhaitez que les données ici soient liées aux données sources, chose que nous n'allons pas faire. On va d'abord faire OK ici, OK. Et vous avez ici les résultats. Alors, vous pouvez ici défiler de part et d'autre. Vous allez voir ici, on n'a que le résultat. Donc, ceci est la somme des trois cellules-là. Cette cellule ici, cette cellule-là et cette cellule-là. Et vous avez le résultat ici. Alors, si vous souhaitez relier vos données, d'accord, si vous souhaitez relier les sources de données, ici, donc consolider, il suffit juste de cliquer sur lier aux données sources comme ceci, faire donc OK, et ici, donc, on a lié aux données sources, là. Voilà, vous avez ici lié aux données sources. Vous allez même voir à ce niveau, ici, il y a quelque chose qui apparaît, je vais agrandir, voilà, vous allez voir à ce niveau, ici, vous avez bien plus. Regardez, voilà, vous avez ces valeurs-là qui vous indiquent exactement ce qui se passe. Et bien ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le montant que nous avons au cours de l'article, nous avons ici cette valeur qui se trouve là, et bien, est la somme des trois valeurs qui se trouvent là. Cette valeur qui se trouve ici est bien la somme des trois valeurs qui se trouvent là. Donc, et ainsi de suite. Nous, on ne va pas faire ceci pour le moment, donc on va les réorganiser comme ceci. Alors, ce que nous allons faire, on va faire CTRL Z, hein, voilà, on va retourner au départ. Voilà. Vous pouvez revoir la vidéo et encore appliquer avec les exercices que vous avez pour pouvoir donc utiliser soit moyenne ou encore produit ou encore max et min. Revoyez la vidéo, n'hésitez pas et surtout faites les exercices parce que c'est ce qui est très important. Vous apprenez, vous faites les exercices, vous gagnez en niveau. À présent, nous allons voir les mises en forme conditionnelles sur Microsoft Office Excel. Nous avons au début de notre formation parlé de mise en forme simple hein, des cellules. Donc là, vous mettez des couleurs simplement, vous écrivez du texte et vous essayez d'arranger en mettant donc les bordures. Alors, les mises en forme conditionnelles ici, comme leur nom l'indique, ce sont des mises en forme qui sont faites mais sous une certaine condition. Alors, les conditions, elles peuvent être diverses. Pour les insérer, hein, bon, pour le voir en pratique, vous sélectionnez par exemple la plage. On va prendre cette plage-là comme exemple. Hein. On va dire cette plage-là ici, elle est sélectionnée. On vient sur mise en forme conditionnelle ici, dans le groupe style. On clique et là, nous avons en fait toutes les conditions possibles. Alors, en premier lieu, nous avons règle de mise en surbrillance des cellules. Par exemple, on va dire ici, eh bien, on va prendre supérieur à, on va prendre là, on va dire supérieur à 1, voilà. On va dire, voilà, je fais ceci. Et supérieur à 1 million, bien tous les supérieurs à 1 million, on va prendre supérieur à 5 millions pour ne pas, voilà, ceci. Alors, lorsque je modifie la règle, vous avez vu à 5 ici, déjà, il me montre un aperçu de ce que j'aurai comme résultat. Ici, si je prends par exemple, on va dire supérieur à 6 millions, et vous voyez ici, hein,
le résultat donc change. Donc ici, si on prend 7, regardez bien, eh bien, ça change automatiquement. Donc, avec ça, vous pouvez donc gérer vos stocks, hein. Vous avez des marchandises en stock. Vous voulez donc faire, par exemple, un stock d'alerte ou encore donner une mise en forme à une cellule selon certains critères. Là, les mises en forme conditionnelles interviennent. Donc, de base, on va faire OK ici. Et vous avez vu, la mise en forme, elle est là. Alors, elle s'applique automatiquement à cette plage-là. Si par exemple, là, nous avons donc, on va prendre 7 millions au lieu de 6, hein, vous allez voir, automatiquement, la mise en forme apparaît. Alors, autre que cette mise en forme-là, vous avez plusieurs mises en forme. On peut venir ici au niveau de février, on sélectionne, on vient là. Vous avez par exemple égal à. Alors, égal à ici, vous mettez tout simplement une valeur. Une valeur ici, eh bien, on va prendre une valeur, on va dire, voilà, on va dire, ben, égal à, disons, 1 700 000. Voilà, comme ceci. Voilà, 1 700 000. Eh bien, ok, rien ne s'affiche, c'est normal, hein, c'est parce qu'aucune valeur n'est égale à 1 700 000. Ici, à ce niveau, si on vient modifier, on va tout juste ajouter 700. Eh bien, vous allez voir, j'ai manqué un 0. Oups. Regardez, je vais revoir encore ma règle ici pour voir. Alors, je vais voir la règle que j'ai mise ici. Je vais revenir à ce niveau. Je vais dire ici, valeur égale à, eh bien, 1 700 000. Voilà, je suis là. Et vous voyez ici, finalement, ça apparaît automatiquement. J'ai OK. Alors, vous avez aussi d'autres règles. Des règles ici, vous pouvez les voir, hein. Par exemple, le texte contient. Par exemple, vous avez une date se produisant lorsqu'il s'agit donc des dates. Alors, vous avez aussi donc les règles de valeur. Les règles de valeur ici, par exemple, on peut prendre donc les 10 valeurs les plus élevées, les 10 valeurs les moins élevées et encore les valeurs supérieures à la moyenne. Alors, on va venir ici, hein, déjà, on va venir prendre ceci. Eh bien, on va dire, on va prendre les valeurs supérieures à la moyenne. D'accord? On va cliquer. Eh bien, là, ça vous renvoie en fait le remplissage, le type de remplissage ici en fait. OK? Et ceci-là sont les valeurs supérieures à la moyenne. Eh bien, comment faut-il le savoir que ce sont des valeurs supérieures à la moyenne? Lorsque vous sélectionnez une plage ici, regardez à ce niveau, vous avez les statistiques qui apparaissent. Vous avez la moyenne ici, NB vide, vous avez somme ici. Vous pouvez voir, hein, la moyenne de cette sélection-là, en fait, ça fait 5 925 221 francs CFA. Donc, du coup, lorsque Excel fait les 10 valeurs qui sont supérieures à la moyenne, effectivement, ces valeurs-là sont bel et bien supérieures à la moyenne. Passons maintenant à la personnalisation de notre mise en forme conditionnelle. Alors, lorsqu'on insère une mise en forme conditionnelle, de base, les couleurs que nous voyons sont donc le remplissage en rouge avec le texte en rouge. Mais ces couleurs-là ou bien ces couleurs-là peuvent être changées. Alors, il y a lieu ici de changer le remplissage, la couleur de texte, mais aussi donc les bordures. Alors, tout ceci se rapporte encore à ce que nous avons fait sur les mises en forme. Donc déjà, ayant appris les mises en forme à la première semaine, facilement vous pouvez donc personnaliser le type de format donc de vos cellules, la personnalisation ou encore donc l'apparence de vos cellules. Là ici, je vais faire un exemple concret. Donc je vais prendre cette plage là, je vais dire venir mise en forme conditionnelle là, je vais faire bien. On va prendre ici, on va dire voilà les 10 valeurs les moins élevées. On va faire OK. Et bien là, nous avons donc les 10 valeurs les moins élevées. Alors, ici, par défaut, vous avez remplissage rouge clair avec du texte rouge foncé. Si on vient sur cette liste-là, ici, hein, on clique sur la flèche, et bien nous avons ici un autre remplissage. Remplissage jaune avec du texte, on clique ici. Vous voyez, l'apparence change. Alors, je retourne ici, vous avez aussi remplissage en rouge clair. Alors, si vous ne souhaitez pas avoir une mise en forme ici qui est déjà définie par défaut, hein, par Excel, vous pouvez venir ici pour personnaliser votre format, ici avec format personnalisé. Donc, vous cliquez et vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre. Donc, tout ce qui se passe ici, finalement, se rapporte encore à ce que nous faisons sur les formats de cellules, à savoir donc le type de cellule, la police, les bordures, le remplissage. Alors, le remplissage ici, nous allons changer. On va prendre un remplissage, on va dire ce jaune-là. Et donc,
la police bordure, on va mettre des bordures, on va prendre ces bordures-là et on veut que ce soit des bordures autour, comme ceci. Et donc, on va prendre une police, on va mettre la police en gras, comme ceci. Eh bien, elle est barrée par défaut, la couleur, on laisse sur automatique. On va faire donc, on peut prendre notre couleur ici, hein, ça dépend de vous. Par exemple, on prendra cette couleur-là, le gris, pourquoi pas, et on fait OK. Alors, vous voyez ici avec moi que la personnalisation donc, des cellules a changé parce que nous avons pris un format personnalisé. Donc, vous pouvez encore venir à ce niveau sur format personnalisé pour essayer de voir donc, quel est donc le format qui convient par rapport au résultat que vous souhaitez donc obtenir. Ici, par exemple, sur nombre ici, hein, vous pouvez dire, bien, il faut que le nombre ici, je vais augmenter la virgule, je vais dire, bien, je vais prendre ici 4 virgules. Ben, si ça vérifie cette norme-là, je vais faire OK. Et bien, vous voyez ici, en fait, toutes les cellules qui respectent ce format-là, ici, eh bien, ils ont ce format avec 4 zéros. Donc, avec cette méthode-là, vous avez la possibilité donc de changer encore cette mise en forme-là et prendre une apparence qui sera adaptée à vos besoins. Donc, pour le coup, on va revenir ici, on va dire, bien faire, on va personnaliser, on va dire, pas non, on va dire monétaire, eh bien, on laisse aucune virgule, pas euro, on revient, eh bien, on va prendre le franc CFA chez nous, hein. Voilà, voilà, on est là, on va dire franc CFA de Cameroun. D'accord? On va dire OK. Et là, on a le franc CFA du Cameroun. OK. Regardez la vidéo pour vous exercer. En cas de problème, revoyez les vidéos sur les mises en forme simples pour comprendre comment on fait le format de cellule ou encore les personnalisations. Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer donc des jeux d'icônes dans notre classeur. Alors, lorsque vous avez des données ici, par exemple, on va rester dans le mois de juillet ici. Alors, on a des données ici, vous allez voir, nous avons des chiffres d'affaires. On veut faire une mise en forme conditionnelle là. Regardez ce que nous allons faire. On va sélectionner cette plage-là. On va venir à ce niveau ici. Vous avez les barres de données. Alors, les barres de données ici, simplement, vous renvoie ici aux barres de données dans vos données. Vous avez ici des différents styles par défaut qui sont ici, hein, tout simplement encore pour changer la présentation de vos données. Alors, ça peut montrer une évolution sur les données. Donc, je vais prendre ce style-là, sélectionner, vous allez voir. Alors, ici, toujours, il va du principe selon lequel la plus grande valeur, eh bien, la barre occupe la plus grande espace et la plus petite valeur, bien évidemment, la barre occupe la plus petite espace. Donc, c'est fait de telle manière que vous puissiez voir, par exemple, une évolution. D'accord? Vous allez voir, par exemple, quelle est la valeur la plus pertinente. Donc, ici, on peut avoir encore une variante. Alors, la variante, c'est quoi? Si on sélectionne ici au niveau de août, on revient de mise en forme conditionnelle. Vous avez ici nuance de couleur. Alors, nuance de couleur, ici, vous avez encore une certaine nuance que vous pouvez utiliser pour mettre encore la mise en forme pour que vos données soient aussi attrayant que ça. Alors, ici, vous avez donc l'échelle de couleur, par exemple, jaune-vert. Vous pouvez prendre ceci, mais lorsque vous trouvez que ça n'a pas de pertinence par rapport à vos données ou encore par rapport à ce que vous voulez faire ressortir, prenez donc une mise en forme qui convient et qui sera donc facile encore à pouvoir interpréter, facile à pouvoir expliquer, facile encore à pouvoir comprendre. Parce que si vous présentez vos données, il faut que vos données soient lisibles, visibles et facilement aussi accessibles. Donc c'est très important sur ce coup-là, surtout si vous présentez vos données aux personnes différentes. Alors ici, nous allons passer aussi donc à la mise en forme. On va venir ici, conditionnel, mais cette fois-ci, nous allons voir donc les jeux d'icônes. Alors les jeux d'icônes ici, comme j'ai dit au début de la vidéo, sont donc divisés en 4 catégories. Vous avez ici les jeux d'icônes directionnels, les jeux d'icônes ici des formes, et vous avez donc les indicateurs, et vous avez aussi les contrôles d'accès. Alors, ici, par défaut, je vais venir prendre ceci. Tout simplement, je sélectionne, voilà, je sélectionne, je garde. Alors, vous voyez ici, ce qu'il fait en réalité, eh bien, il passe au vert les valeurs qui sont supérieures. D'accord? Donc, selon la plage, il le divise en 3. Il divise la plage en 3 intervalles.
Alors, il prend maintenant donc les valeurs supérieures, donc l'intervalle se trouve les plus grandes valeurs, il les affecte donc ici une puce verte. Alors, les valeurs qui sont au milieu ici, dans notre intervalle de 3, il les affecte une puce ici en forme de point d'interrogation. Enfin, les troisièmes valeurs qui se trouvent dans notre troisième intervalle, il les affecte ici en fait une valeur ici, la croix. Donc, tout simplement, cette manière-là, vous avez la possibilité donc de pouvoir modifier. Encore, si vous ne souhaitez pas ceci, vous pouvez revenir ici. Les enfants, on va prendre jeu d'icône. Cette fois-ci, on prendra ceci. Alors, du même principe que je vous ai dit, c'est ce qui est appliqué ici aussi. Donc, il va diviser encore votre plage de cellules en quatre donc intervalles. Ensuite, il va mettre donc les premières valeurs, des valeurs supérieures, des valeurs intermédiaires, hein, encore des valeurs, on va dire, des valeurs avant les dernières valeurs. Alors, il va les sectionner en 4 comme ça et ensuite donc attribuer automatiquement ici les jeux d'icônes. Alors, ça va être très intéressant, surtout lorsque vous faites des tableaux croisés dynamiques ou encore, je vais appeler ça des tableaux de bord, même pas aussi, vous allez faire donc des rapports. Alors, c'est très intéressant souvent d'avoir ces jeux d'icônes parce que ça personnalise votre travail. Sur le point de vue de la personne qui regarde votre classeur, il comprend facilement vos données et il veut voir que les données sont liées à certains jeux d'icônes et parfois c'est intéressant. Donc, avec cette façon-là, vous avez la possibilité de personnaliser encore votre mise en forme conditionnelle, appliquer des jeux d'icônes. Nous allons voir comment insérer une mise en forme conditionnelle en allant de propres principes ou encore propres critères que nous nous serons fixés. Regardez ici, je me mets dans la colonne F, je sélectionne, je viens ici à ce niveau et j'ai une nouvelle règle. Alors, lorsque j'ai une nouvelle règle ici, vous voyez, ici, je sélectionne une règle par rapport au résultat que je veux avoir. Vous allez d'abord mettre en forme toutes les cellules d'après donc leur valeur. Ici, par exemple, vous allez voir, vous avez ici échelle à 2 couleurs. Vous pouvez avoir échelle à 3 couleurs. Vous pouvez avoir ici barre de données. Vous pouvez avoir donc jeu d'icônes. Alors, ici, si nous prenons, voilà, on va prendre jeu d'icône, on reste sur jeu d'icône. Vous avez ici le style d'icône. Par exemple, on peut donc prendre ce style-là ou encore prendre un autre style. Pourquoi pas, on va prendre ce style-là. Regardez bien, comme je vous l'avais dit, donc il a divisé ici notre intervalle, notre plage ici, en 4 intervalles. Donc le premier ici, d'accord, le deuxième ici et le troisième ici. Ensuite, donc, il renvoie à ces icônes-là. Vous pouvez par exemple prendre une icône ici et vous allez dire que la première icône, eh bien, elle sera cette icône-là. Vous allez dire que la troisième icône, elle sera cette icône-là. Et la dernière icône, eh bien, elle sera cette icône-là. Comme ceci. Alors, si vous avez sélectionné ça, vous allez faire juste OK et automatiquement, cela s'applique ici. Alors là, vous avez créé un propre style personnalisé, donc une mise en forme personnalisée que vous avez faite. Bien sûr, une mise en forme conditionnelle. Alors, si on effaçait ceci, on va effacer ça, on va venir ici, on va dire, eh bien, effacer les règles, on va dire, effacer les règles des cellules sélectionnées, on va dire, OK? Et là, on a effacé, on va donc revenir, continuer encore avec notre étude, hein, on revient ici, et on va dire, par exemple, cette fois-ci, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Là, vous avez donc ici appliqué une mise en forme uniquement aux cellules contenant. D'abord ici, vous avez la valeur de cellules. Par exemple, vous pouvez venir par exemple prendre du texte spécifique, des dates se produisant, des cellules vides ou encore aucune cellule vide, erreur. Alors ici, je vous rappelle donc, c'est pour personnaliser une mise en forme conditionnelle. Donc, pourquoi utiliser donc toutes ces règles-là? Alors, lorsque vous voyez que les règles de base fournies par Excel ne vous conviennent pas, c'est à ce moment que vous venez ici pour personnaliser une règle. Nous, ici, on va dire, par exemple, eh bien, on va dire, voilà, on va dire valeur de la cellule, pourquoi pas, comprise entre, on va dire, égal à. Alors, égal à ici, vous allez prendre une valeur, par exemple, que vous allez mettre ici, hein, nous allons prendre, eh bien, 1 271 97, voilà, 5. Alors, vous avez cette valeur qui est ici. Vous venez ici au niveau donc de aperçu. De base, c'est sans mise en forme. Vous allez faire format. On a par exemple ici remplissage. On va prendre ce remplissage là.
Et donc ici, la couleur, nous allons prendre la police ici, hein, on va prendre en gras italique et on fait OK. Alors ici, vous avez un aperçu avant même de cliquer OK ici. Vous voyez en fait comment sera votre mise en forme après avoir cliqué OK. Donc vous faites OK et vous voyez ici par exemple cette valeur-là donc a changé automatiquement. Donc déjà, vous avez vu comment on l'a fait. Et donc on peut encore continuer ici. On va effacer d'abord la règle. Voilà, on va revenir ici. Et à présent, donc vous avez appliqué ici une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs. Ici, vous avez promis les premiers, donc 10 valeurs, promis par exemple les derniers 10 valeurs. Vous pouvez donc venir ici augmenter 20 valeurs, vous pouvez venir 30 valeurs, ça dépend encore donc de votre plage. Ici, vous avez donc appliqué une mise en forme uniquement aux valeurs au-dessus ou en-dessous de la moyenne. Ici, au-dessus, en dessous, vous avez, alors, si vous avez fait statistique, vous avez des notions statistiques, vous pouvez par exemple prendre un écart type au-dessus ou un écart type en dessous ou les 3 écarts types en dessous. Donc, ça va dépendre encore là du critère, de la règle, encore de ce que vous voulez, de votre indicateur. Du coup, je vous conseille vraiment demande d'appliquer ceci si vous voulez vraiment un format très personnalisé. Au cas contraire, appliquez les mises en forme conditionnelles de base. Vous avez ici appliqué une mise en forme uniquement aux valeurs en double. On va venir ici, on va dire bien valeurs en double. Dans la place sélectionnée, si nous avons des valeurs en double, on va bien mettre ça tout simplement en gras et faire un remplissage ici, on va dire dans du bleu là, comme ceci. On va faire OK. On va faire OK. Ici, nous n'avons aucune valeur en double. Et bien, si on vient ici, nous allons sélectionner cette valeur-là. Voilà, on va venir ici, on va faire CTRL-V. Eh bien, les valeurs en double sont là. Donc, si on vient ici, on va faire CTRL-V là. Eh bien, les valeurs en double sont là. Donc, avec cette manière, vous avez la possibilité, donc, à partir de vos propres règles, de faire une nouvelle mise en forme conditionnelle. Nous allons voir comment faire une mise en forme conditionnelle en utilisant donc une fonction. Alors, nous avons vu jusque-là comment personnaliser une mise en forme conditionnelle, comment insérer une mise en forme conditionnelle, comment définir nos propres règles, les jeux d'icônes, comment faut-il les organiser, les prendre et comment ça fonctionne concrètement. Alors là, nous allons voir comment à partir d'une fonction, en fait d'une formule, donc personnaliser votre mise en forme conditionnelle. Alors ici, vous avez Mars, nous allons sélectionner là, on va venir à ce niveau. Eh bien, on va dire, nouvelle règle, on va dire utiliser une formule pour déterminer quelle cellule le format sera appliqué. Donc là, vous allez faire OK, vous sélectionnez, et ici, vous avez donc une formule. Par exemple, ce que nous allons faire ceci, eh bien, si cette valeur qui est ici, on va dire si cette valeur qui est là, égale à, eh bien, on va prendre une valeur, on va dire, on va reprendre encore la même valeur, voilà, c'est 0,88, voilà, 379. Alors, vous avez cette valeur-là, donc si, dans cette cellule B6, vous avez cette valeur-là, alors ici, sur cette plage-là que nous avons, vous avez donc, par exemple, on va mettre ici, ce remplissage-là, pourquoi pas celui-ci. Alors, je vais relire la formule pour que vous puissiez comprendre. On va dire ceci. Eh bien, ici, on n'a pas appliqué la formule si, mais comment on l'interprète? Eh bien, si cette cellule-là, B6, est égale à ce nombre-là, d'accord? Vous allez mettre, appliquer donc dans cette plage de cellules, cette mise en forme que nous sommes en train de faire. Ici, on va mettre ici la police, on va la mettre en italique et on va faire OK. On va faire OK. Eh bien, vous voyez, il a respecté ceci. Donc, si on enlève ça, on va faire CTRL-V, vous avez vu, il n'a plus respecté. Voilà. Vous avez aussi la possibilité donc de prendre notre formule. Ici, on va dire, eh bien, on va changer ici notre formule. On va faire un contrôle. Là, on va revenir ici, on va tout justement enlever la mise en forme ici. On va dire, ben, on va supprimer la mise en forme, effacer la règle. Eh bien, là, ce que nous allons dire, on va former notre formule. On va dire cette fois-ci, nouvelle règle, utiliser la règle, et on va dire, bien, égal. On va dire, si, dans la somme, on va dire la somme de la plage ici, on va prendre cette plage-là,
eh bien, on va dire, si la somme ici est supérieure ou égale à 15 millions, d'accord? On a 15 millions ici, voilà. Eh bien, alors, renvoie-nous ici un style, on va prendre bien, là, on va prendre ceci, on va prendre des bordures, on va les mettre comme ceci, bien mettre les bordures, hein. La couleur, on va prendre cette couleur-là, pourquoi pas? Alors ici, on va prendre la police en gras italique, comme ceci. Eh bien, là, j'ai un aperçu. Alors, on va dire, si la somme de la plage, donc de C6 à C20, est supérieure ou égale à 15 millions ici, renvoyez la mise en forme, cette mise en forme qui est ici, bien sûr, dans cette plage-là. On va faire OK. Eh bien, on a vu que la mise en forme apparaît. Alors, vous pouvez encore utiliser d'autres fonctions pour voir comment est-ce que les mises en forme se font. Je vais prendre un dernier exemple. Je vais venir ici, je vais dire, eh bien, mise en forme conditionnelle. On va dire ici, nouvelle règle. On va dire utiliser une formule. Eh bien là, on dira si cette valeur-là est, voilà, on va dire, est numérique et num, voilà, la fonction est num qui détermine donc si la valeur est numérique. Alors, c'est num de cette cellule-là. Alors, si cette cellule-là est numérique, alors le format, il va renvoyer ici, hein, on va prendre un remplissage, on va dire, eh bien, du jaune, la police, on va prendre gras italique, ok, ok. Eh bien, là, on voit que ça renvoie. Là, si on écrit, par exemple, on va dire maison, voilà, maison, eh bien, ça ne marcherait pas. Parce que nous avons donc personnalisé notre mise en forme conditionnelle. Vous pouvez revoir la vidéo, utiliser les fonctions, tester les fonctions NB, pourquoi pas. Et donc, ils vont marcher ici pour faire vos mises en forme conditionnelles. Nous allons à présent parler des tableaux sur Microsoft Office Excel. Déjà jusque-là, après avoir appris donc les fonctions, les mises en forme, on passe donc au tableau. Alors, les tableaux ici nous permettent donc de représenter nos données. Pour insérer un tableau sur Microsoft Office Excel, là, nous avons des données ici, hein, saisies sur une feuille. Vous venez dans Insertion. Alors, Insertion, ensuite, vous avez le groupe Tableau. Dans le groupe Tableau, il y a trois types de tableaux. Tableau croisé dynamique recommandé, tableau. Donc, on clique ici donc sur Tableau. Et là, vous voyez en fait cette fenêtre s'affiche, créer un tableau. Alors ici, vous avez la plage de cellules. Par défaut, hein, lorsque vous avez saisi vos données, Excel sélectionne automatiquement toutes les données qui ont été saisies. Et donc, voilà pourquoi ici, vous avez cette plage-là qui se trouve là. Maintenant, vous avez aussi donc la possibilité donc de mettre les en-têtes de tableau. Par exemple, ici, on dit que mon tableau comporte des en-têtes. Vous cochez ceci. Si vous avez mis des en-têtes, par exemple pour nous, dans la première ligne ici, nous avons des en-têtes. Alors, si c'est fait, vous cliquez tout simplement sur OK. Et là, on voit que le tableau apparaît. Alors, lorsque le tableau apparaît par défaut, il vient sous cette forme-là. Par exemple, là, vous allez voir ici, donc, toutes vos en-têtes ici sont en couleur blanche, un peu grasse. Et donc, ici, vous avez vos données qui ont une certaine mise en forme. Alors, ce qu'il y a à savoir maintenant sur le tableau, la première information, donc un tableau, nous avons donc la dimension du tableau, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et aussi donc le tableau comporte un nom. Chaque tableau donc a un nom. Ici, par défaut, nous avons ici le nom attribué par Excel est tableau 2. Et ce nom apparaît à ce niveau-là. Vous pouvez le renommer ici, hein, renommer votre tableau. Donc, on peut dire par exemple tableau 2, comme ceci. Eh bien, il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous pouvez aussi donc redimensionner votre tableau ici, à ce niveau. Donc, vous cliquez juste, vous attendez. Alors, redimensionner, ça veut dire que vous voulez peut-être que le tableau puisse avoir, c'est-à-dire puisse peut-être prendre en compte que les 5 premières colonnes, les 6 premières colonnes. Donc là, on va faire annuler pour le coup. Ensuite, vous avez aussi ici, donc nous avons cette partie, la partie outils, qui nous permet donc de passer de tableau simple à tableau croisé dynamique. Donc, vous pouvez donc cliquer ici et passer tableau croisé dynamique. Lorsque donc votre tableau comporte des doublons, vous pouvez venir ici pour supprimer des doublons. Ou encore donc convertir votre tableau en plage.
Alors, vous avez aussi ici l'outil insérer un segment. Lorsqu'il s'agit d'insérer le segment dans le tableau. Le segment, c'est un filtre de tableau. Et donc, maintenant, ce que nous allons voir les options de style de tableau. Les options de style de tableau sont quoi? Donc, les lignes d'entête ici. Par exemple, si vous cliquez là, vous allez voir ici, les lignes ont disparu. Vous cochez là, les lignes apparaissent. Alors, vous avez les lignes à bande. Regardez là. D'accord? Vous êtes ici et ça réapparaît. Vous avez ici donc la première colonne là en gras. Vous avez vu ici, hein, la première colonne est en gras. Ou bien la dernière colonne ici en gras. Donc, vous avez aussi les colonnes à bande. Donc, avec toutes ces options-là, vous avez enfin bouton de filtre ici. Vous pouvez insérer un filtre et encore faire apparaître le filtre. À présent, nous allons voir comment donc ajouter un style à un tableau. Lorsqu'on insère un tableau, généralement, il vient sur ce style-là. Maintenant, si vous souhaitez avoir un autre style, hein, regardez ici, nous sommes dans outils de tableau. Si on sort là, eh bien, l'outil de tableau disparaît. Vous sélectionnez n'importe où dans le tableau, ici par exemple, et outil de tableau apparaît ici. Donc, vous êtes dans création. Alors, vous choisissez un style ici, au niveau de style de tableau. Vous pouvez prendre ce style-là. Vous allez prendre ce style-là ou bien ce style-là. Ou encore, vous pouvez venir ici et prendre un autre style. Par exemple, vous pouvez prendre ce style-là. Donc, ça va encore dépendre de la façon dont vous voulez présenter vos données. Hein, et c'est très important. Alors déjà, on va prendre ce style ici. D'accord? Ce style-là, par exemple, un style très intéressant. Ici, nous avons donc les données et ici, le prix en fait est sur une certaine couleur. Alors donc, on peut défiler ici pour voir. Alors, si vous ne l'avez pas remarqué, lorsqu'on insère un tableau, regardez ces entêtes ici, là. On n'a pas besoin de figer ici, par exemple, la première ligne pour qu'on puisse voir chaque en-tête. Regardez, si on défile ici vers le bas, vous allez voir, hein, on va venir ici à ce niveau. Alors, les en-têtes viennent directement ici en haut. On n'a pas besoin donc de figer. Vous venez juste ici et vous pouvez donc directement insérer donc vos filtres. Maintenant, c'est possible donc de pouvoir insérer votre style de tableau, personnaliser le style de tableau. Donc, de venir ici, hein, vous avez ici donc nouveau style de tableau. Vous cliquez. Alors là, maintenant, vous personnalisez le style. Déjà, vous renommez le tableau, le nom du style, autant pour moi. Et puis donc, en renommant le nom du style, ici, vous avez toutes les indications qui vous permettent donc de pouvoir personnaliser. Par exemple, vous pouvez souhaiter que la dernière colonne ici, au niveau de la dernière colonne, alors cette dernière colonne, on va faire format ici. Voilà, on va prendre un remplissage, on va dire bien la dernière colonne aura ce remplissage, on va faire OK. On va dire bon, style tableau 1, on va appeler style, on va dire mon style. Voilà, on dit mon style comme ceci et on valide, hein, on va faire OK. Et donc là, vous allez voir ici, c'est créé. On va sélectionner et voilà. Donc, vous avez cette façon-là de personnaliser votre tableau. À présent, nous allons voir les filtres dans les tableaux. Alors, les filtres, ils vous permettent donc de trier des éléments. Regardez ici, lorsque nous avons inséré notre tableau, nous avons constaté que des flèches apparaissent au niveau des en-têtes ici. Alors, ces flèches-là indiquent que nous pouvons filtrer donc nos données. Alors, pour les filtrer, par exemple, ici au niveau de année, on peut cliquer sur la flèche et vous allez voir en fait ce menu contextuel donc apparaît. Hein. Vous avez la possibilité là de faire un tri, par exemple, du plus petit au plus grand. Alors, du plus petit au plus grand ici, on va trier donc les années, les afficher du plus petit au plus grand ou encore trier donc du plus grand au plus petit. Alors, ce qui est aussi intéressant, avec le tri, on peut trier par couleur. Lorsque vous avez donc inséré des couleurs, c'est possible de trier par couleur. Et donc ici, vous avez aussi donc des filtres numériques. Des filtres numériques lorsqu'il s'agit donc de pouvoir filtrer vos informations, mais selon un certain critère. Alors, regardez ici à ce niveau, nous avons sélectionné tout est sélectionné de base. Hein. On va venir ici, on va décocher. On va juste vouloir qu'on puisse donc afficher, par exemple, les données de 2013 et de 2016. On va faire OK. Et vous avez vu ici, automatiquement, nous avons 2013, hein, 2016. Les autres ont disparu. Eh bien, les autres ont disparu. Vous pouvez le voir tout simplement. Si vous venez à ce niveau, on passe de 1, 2, 3. Et au niveau de 7 ici, on passe directement à 18. Donc, les données qui sont entre 17 et 18 ont été masquées.
Et parce que à ce moment-là, nous sommes passés d'une année qui n'est pas mise dans le filtre ici. Alors, lorsque vous avez inséré donc le filtre, hein, vous pouvez venir ici au niveau du filtre, vous passez juste votre main ici. Vous avez vu en fait, vous avez un texte qui apparaît. Alors, ce texte-là vous dit est égal à 2013 ou est égal à 2016. Donc, vous avez personnalisé en fait le filtre. Alors, c'est possible que vous puissiez revenir ici. Hein. Par exemple, on va dire, on va enlever 2013, on va juste dire 2014 comme ceci. On va faire OK. Et là, on voit automatiquement les résultats donc, de l'année 2014. Même le prix ici aussi, il se fait de manière automatique. Donc, le tout est automatisé. Alors, donc, avec les filtres là, vous avez la possibilité donc de pouvoir visualiser hein, vos données. Et aussi, on peut donc insérer des filtres à plusieurs dimensions. Comment je vais le faire? Je vais venir ici, je vais prendre 2 années, je vais prendre donc 2014 et 2015, je vais faire OK. Eh bien, à présent, je vais donc faire un filtre selon la ville. Je vais prendre juste ceux qui sont, je vais prendre toutes ces villes-là, sauf Dakar et Los Angeles. Je vais faire OK. Donc là, j'ai fait un filtre à une dimension, 2 dimensions là, et je peux prendre par exemple catégorie du client, je vais dire uniquement fournisseur de bureau, je vais faire OK. Donc là, j'ai fait un filtre à 3 dimensions. Donc déjà là, avec les filtres, vous pouvez donc arranger vos données. Hein. Par exemple, à la fin, vous pouvez donc copier ces données-là et pouvoir les utiliser plus tard. Dans cette vidéo, nous allons voir comment donc supprimer un filtre, mais aussi insérer une colonne dans un tableau et une ligne dans un tableau. Alors, pour supprimer un filtre, on vient donc, si nous avons mis des filtres ici, on va revenir ici, on va dire effacer filtre sur ville. On va venir ici, on va dire effacer filtre sur catégorie. Et enfin ici, on efface tous les filtres. Là, nous n'avons plus de filtres. Ensuite, on peut donc venir ici pour donc supprimer le style. Vous avez ici, vous mettez donc tout simplement, on efface tout le style. Là, nous n'avons plus le style. Alors, avec cette possibilité-là, vous avez donc la possibilité de pouvoir insérer des lignes ou des colonnes. Donc, je vais d'abord remettre ici, je vais remettre voilà ce style-là pour qu'on puisse mieux voir. Alors, si vous insérez une ligne ou une colonne, pour la colonne, on se place ici, hein, on va venir clic droit et on insère. Alors, automatiquement, la plage qui se trouve là portera le nom de colonne 1. Automatiquement. Et donc, ici, là, on peut venir renommer, vous pouvez renommer, vous allez dire, eh bien, on va dire ici donc achat. Voilà, on va dire achat et on fait on valide. Alors là, vous pouvez donc ajouter vos achats, sachant que ceci est pris en compte ici automatiquement, hein, parce que là, en fait, cette plage-là est renommée. Donc si on fait ici 1, eh bien, on va faire 3 comme ceci. Hein. Et si on vient ici, on va dire bien, on va prendre, voilà, on va dire nombre. Eh bien, ça fait 2. Nous avons donc 2 éléments dans cette colonne-là. Donc, vous pouvez aussi faire la même chose avec la ligne. Hein. Vous venez donc à ce niveau, par exemple, vous faites ceci, insérer la ligne et la ligne donc s'insère automatiquement dans votre tableau. Pour supprimer, c'est la même chose qu'on fait comme d'habitude. On vient ici, on supprime, on vient là, on supprime et le tout donc automatiquement est actualisé. Alors donc avec cette méthode-là, vous pouvez voir comment faut-il insérer, supprimer encore des lignes ou encore des colonnes dans un tableau. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faut-il faire les totaux dans un tableau. Alors, les totaux dans un tableau s'insèrent avec la ligne des totaux. Regardez, ici nous avons un tableau là et nous avons ici quelque part ligne totale. On va cliquer ici et vous voyez ici une ligne apparaît. Alors, cette ligne-là nous permet quoi? Elle nous permet de fournir des statistiques. Ici, de base, nous avons donc le total. Regardez, hein, nous avons bien le total à ce niveau. Maintenant, vous allez voir, si vous défilez de cellule en cellule, vous avez une flèche ici qui apparaît. Donc, vous pouvez par exemple venir ici à ce niveau. On va cliquer sur la flèche et vous avez là des fonctions déjà qui sont intégrées. Alors, ces fonctions-là prennent en compte quel argument? Eh bien, ils prennent en compte les arguments de la plage se trouvant par exemple ici. Nous sommes donc date par numéro d'ordre. Donc ici, par exemple, si on veut calculer, on va dire le nombre. On va dire ici, eh bien, nombre. On a chiffre ici, hein, donc on va dire nombre comme ceci. Eh bien, ça fait 25. Donc le nombre, en fait, le nombre ici de valeurs qui se trouvent là dans la colonne, ça fait 25 ici.
Donc, vous avez la possibilité aussi, par exemple, d'avoir la moyenne. Regardez ici, on peut venir, par exemple, calculer, on va dire max, voilà, fonction max. On va venir ici, on va dire fonction min. Et vous avez ici donc le résultat. Vous voyez, hein, ça donne sous total ici. Eh bien, ça donne 105. 105, c'est le nom de fonction ici. D'accord? Et ici, nous avons donc année. Alors, année ici, il a renommé automatiquement cette plage-là année. Donc, avec ce que nous avons fait pour renommer donc les cellules, lorsqu'on insère un tableau, eh bien, Excel automatiquement, il renomme bien sûr le tableau ici, mais aussi il renomme chaque colonne ici. Donc, en fonction des noms qui se trouvent ici. Donc, par exemple, là, on va revenir à ce niveau. On va faire un double clic comme ceci. Et vous avez vu ici, hein, on a donc date par numéro d'ordre. Regardez, c'est date par numéro d'ordre ici. Donc, c'est chose que nous n'avons pas fait, juste en insérant le tableau automatiquement, nous l'avons fait. Alors, un autre avantage encore avec le tableau que vous avez lorsque vous utilisez le tableau, c'est que s'il s'agit par exemple de faire un formulaire de saisie, ça s'intègre facilement. Regardez, je vais venir ici sur mon formulaire, eh bien, ça s'intègre vraiment facilement. Vous avez donc ici, on peut passer, on va dire, suivant, suivant, suivant. Donc, vous n'avez pas de complications déjà lorsque vous faites d'abord un tableau, ensuite vous utilisez un formulaire. Parce que déjà Excel, il retrouve déjà vos en-têtes et plus facilement, il peut remplir. En fait, vous pouvez remplir automatiquement votre tableau. Ici, on va faire fermer. Et bien là, nous sommes à ce niveau. Déjà donc avec les lignes totaux que nous avons vues ici, nous n'avons donc plus besoin, ici nous avons la somme, on peut calculer l'écart type, hein. Par exemple ici, on a l'écart type de cet ensemble-là, ou encore on peut calculer donc la variance, ou si vous voulez, vous pouvez donc utiliser une autre fonction. Une autre fonction ici, par exemple, je vais venir à ce niveau, je vais dire, eh bien, ici, je vais dire autre fonction, je vais prendre un NBC, je vais dire NB, voilà, je fais une recherche, NBC, eh bien, je suis là, je vais dire par NBC, voilà la plage, c'est la plage qui est ici, hein. D'accord, je vais dire, eh bien, la plage, c'est cette plage-là, donc je suis au niveau de ville, voilà, ville, et bien donc, point virgule là, j'ai le critère. Le critère, je vais dire, eh bien, je vais dire Lyon. Voilà, Lyon comme critère. Et donc, je vais valider comme ceci. Allez, ça donne 7. Eh bien, si on compte ici, vous allez voir, on a 7 enregistrements donc dans la ville de Lyon facilement. Donc, avec cette façon-là, vous pouvez donc utiliser d'autres fonctions pour avoir vos statistiques. Ça marcherait complètement. Donc, déjà, vous avez vu avec les tableaux, il fait beaucoup de choses. La première des choses, vos données, vous pouvez changer une représentation, par exemple celle-ci. D'accord? Vous avez une bonne représentation. La deuxième, c'est qu'il vous permet déjà de faire un remplissage donc avec votre formulaire beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique, hein. Et la troisième, donc, vous pouvez utiliser des fonctions pour faire déjà vos statistiques, pour élaborer vos statistiques. Donc, vous pouvez encore revoir la vidéo et à présent recommencer à utiliser les tableaux maintenant pour des bonnes pratiques. Dans cette vidéo, nous allons voir comment donc créer un filtre. Déjà ici, on va venir afficher notre barre de formule là. Voilà. Donc, on va créer un filtre. Pour ce faire, vous allez donc dans l'onglet Accueil, vous avez le menu ici Édition et vous avez ici Trier et filtrer. Alors, trier et filtrer ici, vous pouvez donc trier du plus petit au plus grand. Si on clique ceci, hein, on va venir ici, on va dire, on va cliquer du plus petit au plus grand, comme ceci. Ou encore, si on veut, donc on peut venir ici du plus grand au plus petit. Donc, on va annuler les filtres que nous avons fait. Vous avez donc aussi la possibilité de faire un tri personnalisé. Alors, un tri personnalisé, ça va dépendre donc du critère. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser donc les filtres. Les filtres, vous venez ici, vous faites filtre. Alors, n'oubliez pas que la sélection que vous faites est très importante. Là, nous avons sélectionné ici et les filtres apparaissent à ce niveau. Donc, si vous voulez mettre les filtres de façon générale, vous faites un CTRL Z. On va annuler la sélection juste là. On va venir ici et donc mettre les filtres. Et il s'insère ici au niveau de la première colonne. Alors, ça va nous permettre à faire quoi? Eh bien, à filtrer des données. Filtrer des données, ça veut dire, on veut donc recueillir que certaines données que nous voulons utiliser. Ça peut être, par exemple, ici chez nous, on va dire type de client, on va dire juste, on a juste besoin des particuliers. Comme ceci, on va faire OK. Et on voit uniquement donc les particuliers. Ou encore, on peut dire, bien, nous, ce que nous avons besoin, on a besoin donc des particuliers
et des consommateurs. On va faire OK. On va voir que oui, nous avons les particuliers et les consommateurs. Donc, avec les filtres, vos données, vous les prenez et vous les rangez, vous les recueillez par rapport aux principes, aux normes que vous avez établies. Donc, selon des critères bien définis. Donc, ça va un peu dans la logique, dans la même logique avec les fonctions, hein, mais sauf que là, euh, ils viennent pour faire un tri dans des données. Alors, regardez ici au niveau de prix. Ici, on va dire, bien, on va prendre ici, on va faire un filtre numérique. On va dire, bien, on va dire ici, égal à, hein, d'accord, égal à, on va dire, ben, supérieur à, ben, prenons, on va prendre, ben, voilà, on va dire 575, voilà, supérieur à 575, on va dire 575, voilà, on va dire OK. Et vous voyez ici, en fait, on a supérieur à 575, eh bien, nous avons 2567 ici. On va revenir, hein, Z, et vous avez vu ici, les autres là sont inférieurs à 575. Alors, là, on a inséré des filtres à deux dimensions ici, hein, parce que vous avez vu à ce niveau-là, on a un filtre ici et on a encore un autre filtre ici. Donc, avec cette possibilité-là, vous avez donc cet outil-là, du moins, vous avez donc la possibilité de pouvoir filtrer vos données. Pour le supprimer, c'est simple, vous venez ici, vous faites juste effacer le filtre est parti ici. Vous êtes là, vous faites ici, et bien effacer aussi les filtres. Alors, les filtres aussi sont partis à ce niveau. Donc, avec cette manière-là de faire, vous avez comment faut-il mettre les filtres, comment faut-il les définir selon les dimensions. Et nous allons voir donc dans les exercices, hein, concrètement, comment ça se passe. Pour matérialiser les données en les présentant d'une manière précise et concise, vous avez besoin d'utiliser les graphiques. Alors, ils sont automatiquement mis à jour en fonction donc de l'évolution de vos données. Les graphiques sur Microsoft Office Excel sont de plusieurs types. Vous avez des histogrammes, vous avez des graphiques en radar, des graphiques en anneau. Vous en avez une diversité. Cela dépend encore de ce que vous faites. Chose à savoir sur les graphiques, vous avez les graphiques incorporés, c'est-à-dire les graphiques qui vont venir en complément pour illustrer donc les données d'un tableau. Ces graphiques sont généralement présentés sur la même feuille. Alors, lorsque vous voyez un graphique sur une feuille de calcul, il faut le savoir que c'est un graphique incorporé. Ensuite, vous avez donc des graphiques indépendants. Les graphiques indépendants, ce sont des graphiques qui se trouvent sur une feuille de calcul qui leur est propre. Alors, lorsque le graphique se trouve sur une autre feuille, on parle là de graphique indépendant. Alors, il est souvent projeté sur un écran. Lorsque vous voulez faire une présentation de votre graphique, généralement, on le projette souvent. Alors, pour ne pas encombrer la visualisation, on le met sur une feuille. Aussi, vous avez aussi les graphiques de Sparkline qui sont donc aussi une variante. Nous allons voir comment sélectionner les données afin de pouvoir générer un graphique. Lorsque nous avons ici des données, nous avons ici des représentations. Si nous voulons faire un graphique, conseil, il ne faut pas sélectionner toutes les données que vous voyez. Il faut sélectionner les données selon ce que vous souhaitez obtenir. Ici, chez nous, par exemple, on va sélectionner cette plage-là, ici. Nous ne sélectionnons pas total. Eh bien, pourquoi? Ça va s'expliquer tout à l'heure. C'est parce que lorsque le graphique sera généré, dans les éléments du graphique, dans sa composition, il prend en compte toutes les données que vous avez faites. Donc, par exemple, vous pouvez voir un aperçu de total. Les graphiques ne s'en servent pas sur un hasard. Ils doivent être insérés par rapport à la représentation que vous souhaitez faire. Ici, par exemple, vous avez un élément qui vous permet donc de pouvoir voir quel graphique correspond à vos données. Vous pouvez venir ici au niveau de cette petite case-là, analyse rapide, vous cliquez, vous cherchez graphique. Alors, les graphiques que vous voyez ici en premier sont des graphiques recommandés. Par rapport au type de données que vous avez, avec ces graphiques-là, vous avez une bonne visualisation de vos données. Donc, Excel vous recommande par défaut ces graphiques. Alors, cela ne veut pas dire que s'il vous recommande ces graphiques, vous devez forcément les prendre. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais il vous aide déjà par rapport aux données que vous avez. Il vous propose une visualisation qui va
convenir, qui sera en accord, en harmonie avec ce que vous souhaitez faire. Alors, déjà ici, vous avez aussi insertion. Dans insertion, ici, vous avez le groupe graphique et vous avez graphique recommandé à la base. Vous cliquez sur graphique recommandé. Vous allez voir ici, il y a une liste de graphiques qui s'affiche ici. Alors, libre à vous de prendre le graphique qu'il vous plaît. Par exemple, là, vous avez un aperçu après avoir sélectionné les données, bien sûr. Ou encore, vous pouvez venir ici au niveau de tous les graphiques, venir chercher le graphique qu'il vous faut. Vous avez donc les variantes des autres graphiques aussi ici. Par exemple, bourse, vous avez ici, voilà, les variantes. Vous avez ici nuage des points, vous avez carte, vous avez boursier, surface. Et donc, tous ces graphiques-là, c'est encore mieux représenter vos données. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une disposition rapide de votre graphique. Après avoir inséré votre graphique ici, nous allons pouvoir donc faire la disposition, ajouter des éléments qui sont donc les titres ou encore les en-têtes. Ici, vous avez cliqué sur le graphique. Vous venez ici, vous avez deux outils. Outils de graphique, ici, il y a création et vous avez mise en forme. Alors, création ici se rapporte à tout ce qu'il y a à savoir sur le graphique. Et mise en forme ici aussi, c'est sur le graphique, bien évidemment. Alors, là, nous avons création. Nous pouvons venir changer le style de graphique. Ici, par exemple, on peut prendre ce style-là. On garde ce style-là ici. On peut agrandir ici. Voilà. Et donc, ici, on va donc prendre une disposition rapide. Alors, la disposition rapide ici, c'est pour pouvoir voir de quelle façon on va disposer nos éléments. Par exemple, on a cette façon-là. Alors, cette façon-là, vous allez voir ici, la légende se trouve de ce côté. Vous avez donc une autre disposition, cette façon-là. Alors, dans cette façon-là, nous avons la légende ici et vous avez ici les données à l'intérieur donc de chaque compartiment. Alors, regardez ici, les axes ici ont disparu, mais plutôt ont laissé la place aux valeurs. Alors, vous pouvez toujours venir sélectionner ici un autre par rapport encore à la vision. Revenir ici, disposition rapide, prendre cette disposition ou encore prendre cette disposition-là. On va cliquer pour voir. On va revenir ici, prendre notre disposition. Regardez, hein. Alors là, il nous remet le tableau que nous avions sélectionné. Il nous remet en totalité donc ici dans notre graphique. Et bien évidemment, ici, on a interverti, raison pour laquelle nous avons donc ceci. Alors, vous avez ici notre disposition, par exemple, cette disposition-là. Vous cliquez ici et donc vous avez ici une relation entre les différents axes. Vous allez voir ici octobre, novembre et décembre. Vous avez une certaine relation entre les différents axes. Ou encore, vous pouvez venir ici à la disposition et vous prendre cette disposition-là. Donc, le tout dépendra encore de ce que vous voulez faire. Alors, ce qui est judicieux, c'est de pouvoir prendre une disposition qui sera compréhensive. De ne pas prendre une disposition au hasard parce que le résultat final devrait donc être compris aussi de tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer un graphique proprement dit. Donc, selon les besoins que nous avons. Ici, nous avons donc des données. Nous allons insérer un graphique. Alors là, nous avons ici les mois en colonne ici. D'accord? Et nous avons donc les villes ici en ligne. Alors, pour pouvoir représenter nos données ici, nous allons utiliser un histogramme. Et pourquoi un histogramme? Parce qu'avec un histogramme, nous allons pouvoir lire facilement. Alors ici, on va venir ici au niveau de graphique recommandé. On peut cliquer sur histogramme. Vous avez histogramme groupé ici, par exemple. On va faire OK pour voir. Et là, nous avons donc notre histogramme qui est ici sélectionné. Ou encore, on peut faire un CTRL Z. Alors, on va faire un CTRL Z ici, revenir dans insertion. On va prendre un autre graphique, on va dire tous les graphiques. Et bien, on peut prendre cet histogramme-là. On peut prendre cet histogramme-là. Et pourquoi pas celui-là? Déjà, de base, je vais prendre celui-ci. Il est beaucoup plus clair à mon avis. Je vais faire OK. Eh bien, les éléments sont rangés ici dans des groupes. Regardez. Lorsque nous avons un graphique, les graphiques ont des éléments. Les éléments du graphique sont donc le titre du graphique ici. Vous avez aussi les axes, donc horizontal et vertical. Vertical ici, donc horizontal. Vous avez aussi donc les en-têtes. Donc les données que vous avez rentrées ici. Alors, regardez.
Je vous avais dit dans la vidéo précédente de ne pas sélectionner toutes les données. Et bien pourquoi? Cela s'explique ici. Dans l'axe ici, dans l'axe vertical ici, vous avez une graduation qui va de 0 pour nous jusqu'à 50. Alors, Excel donne cette graduation par rapport aux données que vous avez. Eh bien, la valeur 50 qui se trouve ici, comment elle est déterminée? Regardez, ici nous avons Cotonou, Brazzaville, Kinshasa, Niamey, Conakry. Ces données-là sont empilées. Donc, vous avez ici, par exemple, octobre, hein, c'est cette valeur-là, ici en bleu, et vous avez ici en orange novembre. Enfin, vous avez donc décembre. Alors, lorsque on quitte ici à la base de Kinshasa, ici, on arrive ici au niveau donc, de la base ici de décembre, ici, toujours sur Kinshasa. Alors, on se rend compte qu'ici, si on essaie de tracer la valeur exacte qui se trouve là, ça fait 47. Eh bien, si vous vous mettez dans votre tableau ici, vous allez voir au niveau de Kinshasa, si vous faites la somme de tous les éléments qui se trouvent ici, effectivement, ça donne 47. Donc, le diagramme dans ce sens-là, il est beaucoup plus précis. Pour ne pas avoir un chevauchement de données, veillez toujours à sélectionner les bonnes données. Ici aussi, donc, vous avez sélectionné les données. Vous pouvez revenir ici sur sélectionner les données. On va cliquer à ce niveau. Et là, nous avons donc notre histogramme. Excel, par défaut, il insère donc histogramme. Il prend la plage ici. Et vous avez les données que vous avez sélectionnées. Chez nous, ici, nous avons donc ici les mois, octobre, novembre, décembre. Mais vous avez aussi d'autre part ici, donc, les villes. Alors, ici, au niveau donc des mois, on peut désélectionner un mois. Par exemple, on va dire que on ne va garder que novembre et décembre. Octobre, on le désélectionne. Ici, on va désélectionner par exemple Kinshasa et on va faire OK. Et on voit ici, il a automatiquement redynamisé notre graphique. Donc, avec la sélection des données ici à ce niveau, vous pouvez toutefois personnaliser vos données. Aussi, vous avez une option qu'on appelle intervertir ligne et colonne. Intervertir ligne et colonne, ça veut dire que les colonnes deviennent des lignes et les lignes deviennent des colonnes. Ici, on va déjà faire dans intervertir, vous voyez. Alors, les lignes qui étaient ici passent donc ici et les colonnes qui étaient là passent de ce côté. On va faire OK et vous voyez ici, on a un autre aperçu. Au départ, nous avions ici Cotonou, Brazzaville, Kinshasa et Niamey, Conakry, mais là, nous avons plutôt octobre, novembre et décembre. Tout simplement parce que nous avons interverti. Donc, on peut encore revenir ici en cliquant ici sur intervertir, intervertir pour intervertir donc les axes. Nous allons à présent voir comment déplacer un graphique sur une nouvelle feuille. Après avoir sélectionné vos données, généré le graphique, lorsque votre graphique apparaît sur votre feuille ici, vous avez la possibilité ici, donc au niveau de création, venir dans emplacement ici, déplacer le graphique. Alors, vous déplacez le graphique ici. Vous avez objet ici dans histogramme. Si vous souhaitez le déplacer dans les feuilles présentes ou encore vous pouvez venir ici, nouvelle feuille que vous allez renommer. Vous renommez nouvelle feuille par exemple graphique 1 ici. On va faire OK et il arrive ici sur une nouvelle feuille. Je vais donc vous rappeler que les données qui sont ici se rapportent automatiquement à celles qui sont là. Si vous effacez une donnée ici, si vous effacez toutes les données, on va effacer, et bien notre graphique ici, il n'y aura plus rien parce que nous avons tout effacé. Donc, ils dépendent l'un à l'autre. Alors, à partir de là, maintenant, vous pouvez venir ici, par exemple, augmenter ceci et pouvoir gagner en espace pour pouvoir présenter votre graphique sur un PowerPoint ou encore auprès de vos collaborateurs. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier le type de graphique. Alors, nous avons ce graphique ici. Nous allons venir au niveau de type. Nous avons modifié le graphique ici. Modifier type de graphique, on va prendre, eh bien, on va dire un histogramme comme ceci. Eh bien, on peut prendre ceci, cette forme-là. C'est très intéressant à faire. OK. Et on voit ici, les données sont ici. Pour le coup, là, nous n'aurons pas besoin des étiquettes de données. On n'en a pas besoin. Comme ça, c'est assez intéressant. Voilà. Donc ici, vous avez cette façon-là. Alors, on va donc personnaliser ici le graphique. Comment nous allons faire? Déjà là, nous avons un bouton ici sur style du graphique. Alors, on va cliquer ici, on va cliquer une fois
et on a ici les différents styles. Donc, au lieu de venir ici chaque fois, vous pouvez revenir ici pour prendre un style qui sera tout à fait cohérent avec ce que vous voulez faire, hein. Voilà, on va prendre un style ici, on va prendre, eh bien, je prendrai ce style-là, pourquoi pas. Et vous avez le style ici. Alors, l'autre possibilité que vous avez de modifier, vous allez faire un double clic ici. Vous avez vu, format de zone ici, donc apparaît. Ici, vous avez donc trois boutons. Le premier, c'est remplissage et trait. Le second ici, c'est effet. Et enfin, vous avez taille et propriété. Ici, dans remplissage, ici, si vous prenez remplissage et trait, on va cliquer ici, remplissage, et vous avez un remplissage automatique. Et alors, on peut prendre une autre couleur, on va vert, prendre bien, on va dire du jaune, comme ceci. Vous voyez ici, le remplissage change automatiquement. Alors, vous pouvez prendre ici la transparence, hein. Prendre par exemple, voilà, augmenter, diminuer. Ici, par exemple, on peut prendre aussi un remplissage donc avec dégradé, c'est possible. Donc, prendre ici des couleurs, on va venir ici, donc on va cliquer là, on vient ici pour modifier la couleur, on clique ici, on vient là, on modifie la couleur ici pour donner une autre tendance encore à notre graphique, hein. Voilà. Donc, on va revenir ici à ce niveau, on va mettre ça dans du bleu pour que ce ne soit pas trop fort. Voilà, ici, le noir, je vais revenir et prendre cette couleur-là. Voilà. Alors, vous avez aussi la position ici que vous pouvez modifier, la transparence là. On va venir pour voir la transparence. Alors, l'effet s'applique ici au dégradé que vous avez mis. Alors, vous avez aussi la bordure. Bordure ici, eh bien, c'est automatique. Sinon, vous pouvez avoir d'autres bordures qui sont, par exemple, ici, les traits plats. La bordure s'applique automatiquement ici. Vous voyez là, on a la bordure. On peut revenir ici, on met les traits dégradés. La bordure s'applique automatiquement là. Vous pouvez aussi mettre donc une couleur, hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous pouvez voir ici, on a type de tiret. On peut mettre, par exemple, ceci. D'accord? On va prendre ici voilà, très plat, comme ceci. Et vous voyez, les tirets donc apparaissent ici. On va revenir ici, hein, et pouvoir donc, par exemple, prendre ceci et mettre les deux barres comme ça. Et venir prendre une couleur, on va dire, bien, du jaune. Et bien, voilà, ça apparaît automatiquement. Alors, troisièmement, le troisième bouton ici, c'est le bouton donc taille et propriété. On a taille ici. Voilà, on a donc la hauteur du graphique. On peut venir ici pour venir augmenter ou encore pour venir diminuer. Vous avez ici la largeur du graphique. On peut augmenter ici, hein, ou encore diminuer la largeur. On a échelle hauteur 96%. On peut prendre ici, prendre. Si vous voulez donc modifier l'échelle de la hauteur par pourcentage, l'échelle de la largeur par pourcentage, vous avez conservé les proportions. Cela dit, si on modifie la hauteur, on modifie la largeur en même temps. Voilà, que ce soit proportionnel. Donc, avec cette façon-là, vous avez la possibilité de personnaliser votre graphique. On va le voir en exercice concrètement. Comment faut-il faire ça pour que ce soit assez intéressant dans un cas pratique? Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter les autres éléments donc, sur un graphique. Ici, on va resélectionner là. Et donc, cette fois-ci, voilà, je vais resélectionner, faire la bonne sélection, revenir ici. Le graphique, je vais prendre eh bien, ce graphique-là. Voilà. Je vais venir à ce niveau, je vais le déplacer. Alors, ici, je ferme, je viens là. Et je peux prendre, par exemple, ce style-là, pourquoi pas. Je suis ici. Alors, le titre du graphique, c'est moi qui donne le titre du graphique. Je fais juste un double clic ici. Je vais modifier le titre. Je peux fermer cette cellule-là. Je modifie le titre. Je vais l'appeler, eh bien, répartition. Répartition. Graphique. Graphique de répartition. Si vous voulez. Voilà. Ensuite, ici, donc j'ai sélectionné, j'ai mis mon titre ici. Hein. Donc, voilà. J'arrange bien cet élément-là. Je peux venir ici au niveau donc de ajouter un élément au graphique. Alors là, je peux ajouter par exemple un axe. Je peux enlever l'axe. Je peux le rajouter. Je peux venir ici au niveau de titre de graphique, de le modifier là. Titre de l'axe, autant pour moi. Alors de mettre peut-être l'axe vertical, l'axe horizontal. Donc de venir ici donc de mettre
le type de graphique, aucun si je ne veux pas, de mettre par exemple superposé au graphique, superposé et centré. J'ai donc étiquette de données ici, je peux mettre des étiquettes de données pour que je puisse me retrouver là facilement. Par exemple ici, si je laissais ceci, voilà, je vois que je peux lire, même si je n'ai pas la graduation ici sur les axes, néanmoins, j'ai les valeurs ici, les étiquettes de chaque donnée ici, qui sont facilement lisibles, facilement compréhensibles. Ou encore, je peux venir encore ici, j'ai donc ici, voilà, j'ai barre d'erreur. Alors, les barres d'erreur ici, au cas où, voilà, vous avez des erreurs, les 5% d'erreurs ou encore l'écart type. Donc, ceci encore, ça dépend du graphique que vous avez, encore de là où vous souhaitez arriver, les données que vous souhaitez représenter. Ici, donc, j'ai quadrillage. Alors, quadrillage là, c'est quadrillage vertical, j'ai quadrillage ici, principal, quadrillage majeur. Donc, je peux prendre ce quadrillage, je vais dire, bah, voilà, ceci. Eh bien, j'ai ce quadrillage là. Vous voyez ici, en réalité, je n'ai plus rien vers le bas. Et donc, c'est ce qui est vraiment intéressant. Je peux continuer ici. Et donc, j'ai légende. Alors, je peux avoir aucune légende ici. Si je ne veux pas de légende, je peux avoir ici donc une légende. Je peux pas avoir du tout de légende, de mettre en haut, de mettre donc à gauche, de mettre en bas, comme c'était par défaut. Et encore ici, je peux avoir une courbe de tendance, aucune par défaut. Mais par rapport à votre graphique, ici, vous ne pouvez pas avoir de courbe de tendance. Alors, je vais laisser et vous avez vu en réalité ce que vous avez ici. Donc, si je refais ici une courbe de tendance, je vais essayer de mettre une courbe de tendance linéaire. Au niveau de octobre, eh bien, j'ai une courbe de tendance linéaire. Cela ne cadre pas avec donc la disposition de nos données. Je vais faire CTRL-Z. Et bien donc avec cette façon-là, vous avez la possibilité de pouvoir personnaliser votre graphique. Aussi, si vous voulez, ici, vous avez un plus là et vous avez toutes les options que nous avons retrouvées ici à ce niveau. Par exemple, l'axe, les axes, si on ne veut pas en avoir. Ici, vous avez la flèche pour sélectionner. Vous avez type de graphique. Ici, vous pouvez la flèche, vous pouvez donc mettre le titre, donc vertical principal, horizontal principal, ou ne pas en mettre du tout. Vous avez ici les différents éléments ici. Voilà, donc par exemple centré, on a bord inférieur, bord intérieur, intérieur base. Nous avons ici légende des données. Ici, nous avons donc options. Vous avez donc aussi quadrillage, si on voulait des quadrillages, barre d'erreur, si on en veut, la légende, si on en veut. Alors, enfin, vous avez aussi des courbes de tendance. Ici, on peut mettre une courbe de tendance. Alors, le bouton plus ici, au lieu de venir à chaque fois ici, eh bien, on peut personnaliser notre graphique en venant là. Dans cette vidéo, nous allons voir les options de texte donc reliées à un graphique. Ici, lorsque nous avons inséré donc notre graphique, vous allez voir par défaut ici, Excel met le texte sous une police. Alors, on peut venir ici pour modifier l'option. On va venir option de texte. Là, vous avez par défaut aucun trait ici sur le contour de texte. On va venir remplissage de texte. Vous avez aussi donc ici remplissage uni, remplissage dégradé. Vous avez vu le texte est en remplissage dégradé ici. On peut prendre cette couleur là. Regardez, le texte prend une certaine couleur. Vous avez là, voilà, le texte prend cette couleur là. On va donc venir aucun remplissage. On va dire remplissage uni. On va prendre une autre couleur ici. On va dire bien, on va partir sur du bleu. Là, ça fait vraiment le bleu. On va venir ici sur le jaune pour voir la différence. Bien, ça ne donne pas. Voilà. Alors là, vous voyez, on a mis ici tous les textes présents sur le graphique sous une couleur bien particulière et une couleur unique. Vous pouvez aussi prendre un motif de remplissage. Alors, le motif de remplissage, ici, on peut prendre par exemple ce motif-là. On peut prendre ce motif-là ici, le motif ici, ou encore prendre un autre motif qui marche parfaitement. Alors, tous ces motifs-là, toutes ces modifications-là, ils sont bons si vous avez déjà des notions sur le graphisme, sur la disposition. Je vous rappelle donc que le graphique, il est là pour représenter vos données de façon agréable, visible, compréhensible. Beaucoup de modifications ou encore beaucoup d'apports en matière de design de graphique, de design de présentation doivent être faits en choisissant les bonnes couleurs, en choisissant les bonnes données, les bonnes représentations. Donc cela ne se fait pas au hasard. Vous avez ici par exemple aussi l'ombre. Si on veut mettre de l'ombre, ici on va faire une transparence, on met de l'ombre ici, d'accord. Vous avez ici le type d'ombre, présélection, vous pouvez avoir ceci, vous pouvez avoir ceci, et vous pouvez avoir, voilà, nous sommes ici, on a ceci.
Par exemple, vous avez donc le type de texte ici centré. Voilà, vous avez par exemple en bas, vous avez au milieu, orientation, vous avez cette orientation-là. Donc, ici, ça va dépendre de l'option de texte que vous souhaitez donc prendre. Voilà. Donc, ici, on va pas mettre de remplissage, on va revenir ici, on va dire eh bien, on va dire aucun remplissage. Et là, nous n'avons pas de remplissage du tout. Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer un graphique en anneau. On va revenir ici, on va cliquer et nous avons ici graphique recommandé. On va tout graphique, on va secteur. Ici, on peut prendre ce style-là. On va prendre ceci et on sélectionne. Voilà, on sélectionne, on a ceci. Et donc ici, on peut venir pour modifier, d'accord? Vous avez par exemple cette représentation-là. Vous avez cette représentation-là. Vous avez aussi cette représentation. Alors, on peut venir ici pour prendre par exemple ceci, mais c'est pas beau à voir. Voilà, je vais prendre ceci. Voilà, là c'est beaucoup mieux à voir. Alors on peut renommer donc notre titre ici, on va dire, eh bien là c'est nombre de ventes. Voilà, nombre de ventes, on valide ici et c'est fait. Alors vous pouvez donc ajouter aussi donc les étiquettes de données ici, pourquoi pas. On va venir ici. Plus, et on va dire étiquette de données, et bien cette fois-ci, on va le mettre, légende des données, autre option, et bien comme ceci. Voilà. Autrement, on peut le faire aussi avec d'autres données. Ici, on va effacer ceci, revenir ici au niveau donc, de nombre de ventes par état, on va sélectionner, on va faire insertion, on va dire graphique recommandé, on peut prendre ce graphique ici, d'accord, on va sélectionner, on va dire OK, et nous avons ce graphique-là. Alors, on va venir ici, prendre, on va dire ce style-là, pourquoi pas. Maintenant, cette fois-ci, on va modifier les couleurs. Pour Utah, on va mettre une autre couleur, on va faire un clic droit, on a remplissage, et bien on va prendre cette couleur-là. Ici, pour New York, on est là, on va faire clic droit, on a remplissage, et bien on va prendre cette couleur-là. Enfin, pour Floride, on est là, on va faire un clic droit, on a remplissage, on va prendre cette couleur-là. Là, on va sur ces couleurs ici. Voilà, donc avec ceci, vous pouvez modifier là. Ensuite, si vous voyez que cet écart qui se trouve ici est beaucoup trop court, on peut donc l'agrandir. On va sélectionner ceci, on va faire un double clic. Voilà. On va venir ici. On a minimum. Alors, minimum ici, c'est la valeur minime. Nous avons ici chez nous 0. Maximum ici, c'est la valeur maxi. Nous avons 700. Vous pouvez toutefois modifier. On va prendre, par exemple, on va dire bien on va prendre jusqu'à 900. Bon, pourquoi pas 1000? Voilà, on va dire 1000 comme ceci. Et donc ici, donc, on va modifier l'échelle. Voilà. Vous avez vu automatiquement, ça c'est modifié. Ici, les unités principales, donc vous avez 200, on va de 200 en 200. Vous pouvez prendre de 300 en 300. Voilà, on va venir ici, on va dire bien de 300 en 300. Vous allez voir, on va de 300 en 300. Bien sûr. Vous avez aussi ici pour l'axe secondaire, 60 ici, c'est automatique. Vous pouvez modifier simplement les données, ces valeurs-là. Modifier aussi votre type de graphique, pourquoi pas, on va dire ici, état, tout simplement, état. Alors, sur le nom des graphiques, vous pouvez prendre vraiment les noms qu'il faut, par exemple, répartition des pays en fonction, répartition de nombre d'enfants en fonction des pays, répartition, par exemple, des graphiques avec des noms, vraiment des noms qui respectent les normes, pas des noms choisis au hasard, lorsque vous voulez faire un travail qui sera bien représentatif. Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer donc des graphiques. Ici, on va insérer un graphique en anneau. Alors, on vient ici, on sélectionne, voilà, on est là, on a insertion, on a graphique, et bien, on va prendre ce type de graphique-là. On va sélectionner, et bien, c'est bon. Si cette mise en forme ne convient pas, on peut venir ici, voilà, je vais revenir là, et ce que je vais faire, je vais personnaliser donc, mon graphique. Déjà, je n'aurai pas besoin donc le titre de graphique, oui, j'en aurais besoin peut-être. J'aurais pas besoin de la légende, d'étiquette de données, j'en aurais besoin forcément. Ici, les étiquettes, je vais mettre, voilà, non, je vais mettre ça comme ceci. Voilà, c'est encore mieux. Et donc ici, c'est mieux donc d'avoir les étiquettes comme ceci. Alors, je vais prendre ce style, voilà, je vais ce style
là, comme ceci, c'est très intéressant. Alors, je peux encore venir ici, je vais cliquer. Une fois, je garde, et bien, j'écarte, comme ceci. Je vais cliquer ici, je garde, et bien, j'écarte. Je clique ici, je garde, et bien, j'écarte. Je clique ici, je garde, et bien, j'éclate pour avoir quand même une vue assez intéressante au final. Donc, ici, au niveau de données, ici, je vais faire un double-clic. Et j'ai ici option d'étiquette. Vous avez valeur, pourcentage. Je vais garder juste valeur, donc je vais enlever pourcentage. D'accord? Je vais le faire aussi ici. Je vais enlever pourcentage. Là, je garde. Voilà, je vais enlever ici donc pourcentage. Je vais revenir ici. Je vais enlever pourcentage. Voilà. Ici, j'enlève aussi pourcentage. Et donc là, j'ai enlevé pourcentage ici facilement. Alors là, j'ai l'angle ici. Lorsque je clique, j'ai l'angle ici du premier secteur. Je peux venir ici, voilà, pour tourner l'angle comme ceci. Je peux faire les éclatements du secteur comme je l'ai fait. Ici, c'est automatique. D'accord? Mais là-bas, c'était manuel que j'ai fait pour au début. Mais là, c'est automatique. Voilà. Vous pouvez venir ici encore à revenir là et dire nom de catégorie. Pourquoi pas nom de série. Par exemple, ici, donc, nous avons Benin. Nous avons valeur à partir des cellules. Alors, on prend ceci lorsque vous voulez ajouter donc des valeurs à partir des cellules données. Pour notre cas, nous allons faire ici annuler. Voilà, nous avons donc ce résultat-là finalement et nous avons notre graphique bien fait et bien représenté. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un graphique en radar. La solution donc est celle-ci. Vous avez ici en fait un radar qui représente les performances donc des fabricants. Nous avons Toshiba, Samsung, HP, Eden. Alors ici j'ai les données comme ceci déjà sélectionnées. Je vais donc insertion ici et bien graphique recommandé. Alors, lorsque vous voyez les graphiques recommandés ici, vous pouvez voir, par exemple, là, vous avez ce genre donc de figure-là. Alors, ce n'est pas pertinent par rapport au résultat que nous souhaitons avoir. Alors, nous allons venir ici, tous les graphiques. On va prendre, eh bien, graphique radar comme ceci. On va prendre celui-ci. On sélectionne. Voilà. OK, c'est bon. C'est fait. Ensuite, donc, rassurez-vous que le total ici ne soit pas dans le graphique. Sélectionnez les données. On enlève total, on clique ceci, on fait OK et c'est bon. Alors là déjà on voit que le graphique est déjà inséré. Ensuite donc on va chercher donc personnaliser ici le style. On va venir là, on va voir prendre ceci, on va prendre ceci pour essayer de voir. Et bien c'est ceci. Alors on laisse comme cela. Alors vous pouvez voir déjà ici nous avons la légende, on a le titre du graphique qu'on peut renommer. On va renommer, on va dire voilà. Eh bien, je vais juste faire CTRL Z, je vais copier ce qui se trouve là, graphique représentant, CTRL A, CTRL C, je copie tout simplement, et je viens ici à ce niveau, je vais coller, voilà, voilà, je vais coller ici, comme ceci, eh bien, graphique représentant donc les performances des fabricants. Ici, la légende, je vais la mettre en bas, en dessous ici, d'accord? Je vais la mettre ici en bas. Eh bien, ensuite, maintenant, ce que je vais faire, je vais modifier ici le style de Samsung, Toshiba, Dell. Je sélectionne comme ceci. Alors, je peux faire un double clic ici pour que cela puisse apparaître. Donc, venir ici, par exemple. Donc, on a option de texte. Voilà, et le texte par défaut a cette couleur-là. On va le mettre bien sur cette couleur-là pour voir. C'est bon, Samsung. Alors, on va venir ici pour donner une ombre au texte. On va venir ici et mettre une transparence au niveau du texte ici. Voilà, augmenter la taille comme ceci. On aura un effet d'ombre. Alors, on vient venir ici, déplacer le graphique. On l'emmène sur une nouvelle feuille. On fait OK. Et donc, ça arrive sur une nouvelle feuille comme cela. Voilà, donc facilement comme ça, vous pouvez donc lire vos données. Ici, vous avez une échelle, ça fait de 0 à 10. Ça veut dire tout simplement, eh bien, en rapidité, Toshiba est plus rapide que Samsung, Dell, HP. Et ici, donc, on peut voir que la performance ici au niveau donc du prix, Samsung coûte plus cher que les autres. Donc, vous pouvez voir, par exemple, la qualité de l'HP
est mieux par rapport aux autres. Donc, facilement avec la tendance ici que le radar vous donne, vous pouvez aussi interpréter vos données. Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice qui va donc consister à réaliser un graphique. Alors, le graphique que nous allons réaliser est le suivant. Vous pouvez donc retrouver l'énoncé de cet exercice dans le dossier exercice. Donc ici, vous pouvez voir avec moi, vous avez l'axe ici, sur cet axe, on a cette numérotation en millimètres. Vous avez ici la numérotation donc en jours ici. Et vous avez aussi donc cet axe là où vous avez les mois. Alors là, on va revenir ici. Déjà pour le faire, on va d'abord changer donc le format nombre de nos cellules. On va venir ici, on va ajouter un format personnalisé. Donc pluie, grêle, millimètres ici et le total bien sûr sont en millimètres. On va venir ici, on va dire donc voilà, ici on clique sur le format nombre, on a personnalisé. Au niveau de standard ici, on y fait standard, on écrit donc 0. Et bien, on met cet indicateur là, on peut mettre donc de l'espace, mm, et on ferme comme ceci, on fait OK. Et là aussi, on voit, on a 10 mm, 25 mm et c'est bon. Au niveau de jour ici aussi, jour de soleil, on va venir ici, on va mettre 100 jours. Et bien, nous avons, voilà, on a personnalisé, on va cliquer, on va dire 0. Et bien, on a ceci, nous avons J, comme cela. 3 jours. On est là, ça fait OK. Et déjà là, on a fait la première étape. Alors la deuxième étape ici, donc on va sélectionner nos données pour pouvoir donc faire apparaître ici le graphique. On vient, on sélectionne, donc CTRL A, insertion, on a graphique recommandé ici. On peut déjà voir les différents graphiques qui sont ici. Voilà, on va nous prendre un graphique empilé. On va faire donc OK. Et là, le graphique empilé apparaît. Alors, nous allons déjà éliminer la ligne totale ici. Nous ne souhaitions pas la voir. Donc, on va venir ici et on va dire sélectionner les données, cliquer. On a total, on élimine total. OK, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire ici, eh bien, on va rajouter l'axe neige à l'axe principal. Neige ici à l'axe principal. Donc, on va venir ici, on va venir modifier le type de graphique. On a graphique combiné, on a ici neige, on sélectionne, on va dire voilà, et ici nous avons, voilà, c'est bon, c'est fait. On fait donc, voilà, je clique là, c'est bon, je fais OK, et ça apparaît. Alors donc, je reviens encore ici. Maintenant, je vais changer le type de graphique ici au niveau du jour soleil. Je vais donc revenir ici, je vais modifier le type de graphique. Et bien, au niveau de jour soleil ici, je vais cliquer et je vais prendre cet R empilé. Donc, R empilé, c'est bon, comme ça. J'ai réussi donc à avoir R empilé, comme ceci. Voilà. Donc, si je clique là, j'ai 80. Et bien, si je clique comme ceci, regardez, je clique là, les jours apparaissent. Je clique ici, j'ai 80. Alors, donc, je vais désélectionner là, je dois cliquer ici pour avoir donc de 0 à 30. On va faire OK et ça apparaît. Alors je viens ici, je peux venir agrandir là maintenant. Déjà je vais enlever le titre du graphique. Je viens ici, je vais enlever le titre de graphique. J'en ai pas besoin. Je vais venir titre graphique, j'en ai pas besoin. Voilà. Le remplissage ici, donc je peux prendre le remplissage, 2 points. Vous ouvrez 2 fois remplissage. On va prendre remplissage uni. On va prendre une couleur. Et bien c'est cette couleur là. Voilà, la couleur, elle est insérée. Ensuite, ici, ce que nous allons faire, eh bien, cette couleur-là, on va la changer. Remplissage uni, nous avons une couleur, on va prendre, eh bien, cette couleur-là. Pourquoi pas celle-ci. Alors, la légende, on va la changer déjà, on va la déplacer, on va dire légende ici, on va la mettre à droite, comme ceci. La légende est de ce côté. Et maintenant, donc, ce qui va rester à faire, on va donc changer la couleur. Ici, au niveau, donc, on a neige, grêle, pluie. Au niveau, donc, de grêle, ici, on mettra la couleur jaune. On sélectionne là, on vient ici, remplissage automatique, hein, on va prendre jaune, comme ceci. Là, c'est en jaune.
Alors, au niveau de neige ici, on va sélectionner neige. On va venir ici au niveau de couleur. On va prendre cette couleur-là. Eh bien, c'est fait. Alors, au niveau de pluie ici, donc, on peut arrêter et laisser comme ceci. Déjà, on va venir ici. On va déplacer ça sur une nouvelle feuille. On va venir ici. Eh bien, on va appeler ça graphique 2 sur une nouvelle feuille. Hein. On va faire OK. Eh bien, nous sommes sur une nouvelle feuille. Alors, graphique à réaliser. Graphique, nous allons voir où se trouve la différence. Donc déjà, neige ici est en bleu. Donc je vais sélectionner ça et mettre en bleu. C'est fait. Ensuite, ici, vous avez là, cette couleur-là. Je vais revenir. Je sélectionne comme ceci. J'ai remplissage, la couleur là. Et bien, ça fait cette couleur-là, comme ceci. Alors, je vais revenir encore. Voilà, je vais faire en sorte que ce soit une même couleur hein, pour que ce soit exactement le même résultat. Je sélectionne, je reviens ici, je cherche la couleur, et bien cette couleur-là. Voilà, c'est celle-là qui correspond. Alors ici, vous allez voir, on a obtenu le même résultat. On va venir ici, le remplissage. On va pas mettre ce remplissage-là. Disons, on va mettre ce remplissage-là. Regardez, hein, ceci et ceci. Voilà. Vous pouvez revenir encore ici, prendre ce remplissage-là. Eh bien, on a le même résultat. Alors ici, au niveau donc du quadrillage, zone de traçage, on peut sélectionner ici, on va dire aucun trait. Voilà. Et donc là, c'est fait. Donc avec cette méthode-là, vous pouvez faire facilement donc votre graphique. Aussi, donc vous avez une légende ici. Bien. Vous avez aussi donc là une courbe qui est empilée. Vous avez vu. Et ici, nous avons donc notre histogramme qui a été fait sur 2 axes. Refaites encore la vidéo pour mieux comprendre. S'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser. Dans cet exercice, nous allons calculer la consommation et frais d'essence d'une voiture dans une entreprise. On nous donne ici le nombre de kilomètres effectués par la voiture, donc sur une année, de janvier à décembre. Nous avons ici la consommation moyenne. Ensuite, nous avons donc le prix de l'essence que nous avons ici dans la colonne E. Donc, on va nous calculer donc le nombre de litres consommés, d'accord, avec donc le total et aussi la moyenne annuelle. Donc, cet exercice va nous demander des notions sur les calculs en Excel, mais aussi sur les fonctions texte en Excel. Déjà, ici, nous avons donc le nombre de litres d'essence consommés. Nous avons la consommation moyenne. Nous avons donc le nombre de kilomètres effectués. Donc, si on fait une règle de 3, qu'est-ce qu'on aura? Bon, je vais mettre ça ici pour une meilleure visualisation. Là, je vais donc écrire litres. Et ici, je vais écrire kilomètres. On nous dit pour 100 km ici, on a consommé 36 litres. Je vois à partir de cette première donnée que j'ai ici. Donc, on nous demande de calculer donc le nombre de litres d'essence consommés. Donc, c'est l'inconnu et X ici. On va nous demander donc là, on a 2000 ici. Alors, si je vais un peu arranger ceci, hein, je vais faire un clic droit cette fois-ci. Je vais centrer. Voilà. Alors, là, on va nous demander donc de faire la règle de 3, X est l'inconnu. Donc, on aura 36 que multiplie 2000 divisé par 100. Mais regardons bien, au niveau de la colonne C ici, nous avons un problème. Le problème se situe au niveau de litres ici. On veut juste extraire les données qui se trouvent avant litres par 100 km ici. Maintenant, or, ici, là, ces données-là, vous avez un cas de figure où vous n'avez à peine que quelques données. Ça fait à peine 12 données. Donc, maintenant, s'il arrivait le cas où vous avez plusieurs données, vous ne pourrez pas écrire les 2 premières données chaque fois, les écrire. Ce serait une perte de temps. Alors là, maintenant, on va utiliser les fonctions texte. Les fonctions qui vont nous permettre donc de soustraire les informations qu'il nous faut de ces données-là. Donc, par exemple, là, ce que nous allons faire, on va d'abord inspecter nos données. On se rend compte que après chaque nombre ici, nous avons un espace. Et là aussi, c'est la même chose, même à ce niveau. Donc, nous allons d'abord rechercher l'espace. On va venir ici, on va dire donc cherche égal, hein, on va chercher le texte qu'on cherche. C'est de l'espace dans ce texte-là.
on va voir la position à laquelle l'espace se situe. Alors, l'espace se situe à la position 3 ici. Et dans le deuxième, l'espace se situe à la position 2. Donc, nous allons extraire les chiffres qui se trouvent finalement avant l'espace. Donc, nous allons prendre finalement cet espace moins 1, comme ceci. Et là, ça fait 2, donc on va incrémenter. Et là, on voit que ça fait 2, hein. Là, ça fait 1, et ainsi de suite. Donc maintenant, on va donc utiliser la fonction gauche. On va dire ici, gauche. On va venir à ce niveau, on sélectionne le texte, point virgule, le nombre de caractères, c'est le nombre de caractères que nous avons là, on ferme. Donc là, nous avons 36. Maintenant, c'est fait. On a un autre souci. Le souci que nous avons là, maintenant, c'est de transformer les résultats que nous avons ici en valeurs numériques. Parce que lorsque nous utilisons donc les fonctions texte ici, hein, si les données que nous avons là sont en format texte, pour les changer en format numérique, donc on va convertir donc du texte en numérique. On va venir ici, on va mettre CNUM. Comme ceci, on vient, je suis là, je ferme, et là vous voyez que c'est passé, donc 36 était de ce côté-là, il est passé de ce côté. Donc on avait vu sur la saisie de données hein, que les textes se mettaient par défaut à gauche et que le nombre se mettait à droite. Donc on va faire 2 points ici pour incrémenter. Alors si c'est fait, on peut maintenant faire notre fameuse formule ici. Donc on va venir ici à ce niveau, on va d'abord venir là, on va copier ceci, CTRL-C, on copie, on vient ici, donc x sera égal, l'inconnu égal à 36, donc la valeur que j'ai copiée, que multiplie finalement 2000. Donc 2000 c'est cette valeur-là. Après, nous avons divisé par 100. Alors ici, 100 et aussi avec 100, nous avons un problème. C'est parce que là, nous avons 100 partout. Au cas où nous n'avons pas 100 partout, il va falloir extraire 100. Alors, pour ce faire, hein, vous devez utiliser les fonctions texte. Si vous voulez voir comment ça se fait, suivez la vidéo suivante pour résoudre ce problème-là. Donc là, pour le coup, je peux fermer, je valide, d'accord. Il y a une erreur, d'accord, j'accepte la correction. Et là, j'ai le nombre donc de litres d'essence. Je vais faire 2 points, j'incrémente partout. Ici, donc, au niveau du total, ici, ce que je vais faire, je vais donc faire égal. Le total, donc, c'est le nombre de litres que multiplie finalement le prix de l'essence. Et donc, je viens ici, je fais un double clic. Et là, j'ai en fait une estimation déjà. Donc, là, à ce niveau, j'ai donc la moyenne annuelle. La moyenne annuelle ici, je vais faire égal moyenne ici. Je viens donc sélectionner tout ceci et je valide. Alors, si on va calculer la moyenne annuelle du nombre de litres ici, on aura le même problème. On aura le même problème à ce niveau. Parce que là, il va falloir qu'on puisse trouver la moyenne de ce que nous avons ici. Alors, vous avez deux possibilités de le faire. La première possibilité que vous avez, c'est de créer, déjà ceci, on va l'effacer, nous n'en avons plus besoin. On va l'effacer, c'est de créer une sélection, par exemple celle-ci, hein, ou bien vous pouvez la déplacer. On peut prendre ceci, on déplace à ce niveau. D'accord? Vous allez faire moyenne, ici égale à moyenne de la sélection, de cette sélection-là que vous avez faite. Alors, vous fermez. Là, vous avez, en fait, la moyenne, ça vous donne 10. Alors, si vous faites ça, finalement, vous pouvez prendre ceci et vous masquer juste, en fait, la donnée. Voilà, là, ça serait confondu. Donc, vous pouvez déplacer votre sélection là très loin de telle façon que on ne pourra pas la voir. Mais sinon, si vous voulez vraiment vous creuser encore comment faut-il le faire, vous pouvez donc utiliser une fonction qui va vous permettre donc de calculer la moyenne. Alors, si vous voulez le faire, hein, dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer comment ça se fait. Donc là, c'est la première méthode. Le nombre de litres moyen ici, on va donc faire moyenne. Et bien sûr, on va faire ceci. Alors pour l'autre, on va venir ici et on va tout simplement tirer ici et on voit que la moyenne, bien, c'est 2. Hein. Donc là, on a fait notre petit calcul.
vous avez vu avec les fonctions texte, mais vous pouvez regarder la vidéo suivante hein, pour aller encore plus loin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment donc enlever le son qui se trouve ici. Si vous avez par exemple ce genre d'exercice et que vous souhaitez extraire le son qui se trouve là, alors là aussi on va utiliser les fonctions texte. Ce qu'on va d'abord faire, on va dire donc on va faire égal, cherche, on va chercher ici KM. On va chercher KM dans le texte. On sélectionne ici, on voit la valeur de KM. Alors KM ici se trouve à la 14e place. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va donc chercher maintenant, chercher à extraire donc les données. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ici, on va faire la fonction gauche, hein. On va faire gauche, ici, le texte, c'est ce texte-là, mais on va soustraire finalement la valeur qui se trouve là, moins 1. D'accord? Donc, on va dire moins 1 ici. Donc, si vous ne voyez pas, on peut venir ici à ce niveau, hein, sur la barre des formules. Là, déjà, on voit qu'on a un petit problème tout à l'heure. On n'avait pas déplacé les données. Donc, je vais faire CTRL-Z ici hein, pour annuler. D'accord? J'ai ces données qui sont ici, là. Je vais les déplacer. Je vais les déplacer loin. Voilà. Voilà, je vais même les mettre ici. D'accord? Donc, je reviens à ce niveau. Donc, je suis ici. Je disais égal à gauche. Alors, gauche de texte ici, point virgule. J'ai cette valeur-là, moins 1. Voilà. Alors, j'ai cette valeur-là, moins 1, finalement, je me retrouve ici avec le son. Donc, le KM est parti. Donc, je vais maintenant retirer le son. Alors, ce que je vais faire ici, je vais d'abord trouver la taille, en fait, de ces caractères-là. Donc, je vais faire ici, je vais dire NB, car, nombre de caractères ici, le texte. Donc, je vais faire, d'accord? Ça fait donc 13 caractères ici. Après, ce que je vais faire, je vais maintenant trouver où se trouve la position de la barre ici dans le texte. Je vais faire égal. Donc, je cherche ici la barre dans le texte. Alors, ça se trouve à la 10e position. Alors, la 10e position, maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais extraire donc les données se trouvant au nombre de caractères moins la position. Donc, ce que je vais dire, je vais donc partir de la droite. Quand je vais partir de la droite, je vais dire donc droite du texte, d'accord, point virgule. Maintenant, j'ai donc ceci moins ceci. Et là, j'ai 100. Donc déjà, vous avez vu avec cette méthode-là, déjà, on arrive à avoir 100. Alors, tout ce que nous avons fait ici, nous avons donc imbriqué des formules, hein, d'accord? Nous avons donc imbriquer des formules, mais en utilisant des cellules. Donc, vous pouvez le faire finalement dans une seule cellule. Donc là, il va falloir que vous puissiez recommencer tout au début. Alors, ce que vous allez faire, si c'est le cas, si vous avez trouvé la formule finale ici, vous allez voir, la formule sera un peu longue. Hein, donc, on aura au final, on va remplacer I4 ici. Donc, on va venir prendre la valeur de I4, on va dire ici. Donc, I4, ça fait ceci. On va CTRL-C. On va revenir ici, ça fait I4, CTRL V, on colle ici. Ensuite, ici nous avons donc J4 ici, hein. On va venir à ce niveau, on va prendre ceci, on va faire CTRL C, on laisse, on vient ici, on fait J4, on fait CTRL V, et donc là enfin nous avons K4, donc on va venir ici au niveau de K4, on sélectionne, hein. CTRL C, on vient là, on a ici CTRL V. Alors I4 se répète encore, hein, donc on va venir ici au niveau de I4. I4 c'était quelle valeur déjà? On va revenir à ce niveau, voilà. CTRL C, et on va venir là, on va chercher I4, I4 est là, CTRL V. Alors là on voit qu'on a une valeur, donc la valeur H4 ici que nous devons remplacer, hein. H4 ça fait cherche, donc j'ai CTRL C, et je viens ici, cherche, donc H4, voilà, H4, voilà. Donc, là, finalement, j'ai imbriqué. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire en dernier, maintenant, c'est de transformer ça en valeur numérique. Donc, je vais venir ici, je vais dire C, num,
eh bien, je viens à ce niveau, je fais fermer parenthèse et ça devient une valeur numérique. Alors, si j'ai fait ceci, je vais, attention, I4, je vais remplacer I4. Donc, je vais copier ceci, CTRL-C, venir ici, I4 et CTRL-V. H4 aussi est quelque part là, donc je vais venir ici, CTRL-C et H4. Donc là, je peux maintenant prendre toute la sélection ici et effacer. Alors, j'ai fait ça petit à petit pour que vraiment vous puissiez voir, pour que vous puissiez voir. Lorsqu'on travaille avec des valeurs numériques, on fait des textes, des fonctions de texte, il faut vraiment faire attention. Regardez ce que nous avons juste pour extraire le son. Regardez toute la formule ici que nous avons. Donc, je suis parti pas à pas pour que vous puissiez recommencer petit à petit et que vous puissiez trouver la solution. Donc là, ça veut dire que si nous avons extrait 100 ici, donc avec la formule que nous avions ici au départ, on peut donc venir ici, on va diviser ici tout simplement, donc on va prendre cette formule-là que nous allons copier, on va faire CTRL-C, venir à ce niveau et faire CTRL-V. On colle, et bien là, vous voyez la valeur, ça a marché. C'est vrai que la formule est longue, mais ça a marché. L'avantage, c'est que là, si on mettait 1200 ici, par exemple, il va prendre automatiquement, en fait, il va prendre en compte ce que nous avons tiré. Et regardez ici, 1200 est venu là. Donc, si on vient ici et qu'on fait une copie incrémentée, là, par exemple, si on prend, on va prendre 10, d'accord, 10 est venu ici automatiquement. Donc, quel que soit le nombre que nous allons prendre ici, vous voyez, finalement, c'est automatique. Donc, c'est ça l'avantage vraiment de dynamiser votre travail dans ce sens-là. La deuxième méthode pour calculer donc la consommation moyenne ici, au lieu donc d'utiliser cette formule-là, et si nous avons déplacé ces données-là loin, donc c'est d'utiliser en fait la formule gauche toujours, mais cette fois-ci en utilisant chaque fois des séparateurs d'arguments qui sont donc des points-virgules. Donc on va venir ici à ce niveau. Déjà, on va prendre la formule-là qui nous a permis de trouver. Donc on va venir ici, on va faire CTRL-C, d'accord, on va faire OK, comme ça, on va venir voir déjà. Donc, on va enlever moyenne ici. CTRL-V pour voir cette fois. Ça nous donne 36. On vérifie bien que ça donne 36. Alors, ce que nous allons faire ici, finalement, on va venir ici, moyenne. On va prendre cette première valeur. On va faire point virgule. Alors, on va de 4 à 15. On va faire V. Et là, ce que vous allez faire chaque fois, vous allez incrémenter. Donc, ça fait 5. Ça va faire 5, 5 ici. Et vous allez partir encore point virgule. Vous allez faire 6. Donc je fais ça et on se retrouve à la fin. Au final, on se retrouve ici. Avec donc, on a saisi toutes les données comme il le faut. Je peux venir ici dans la barre des formules, augmenter la taille. Vous allez voir. Voici toute la formule qui va nous permettre donc à calculer la moyenne. Donc on va valider ici. On voit que ça renvoie aussi à 10. Alors, le premier cas, il est bien meilleur parce que vous voyez qu'ici, c'est bien pour vous exercer, d'accord, c'est même très intéressant. Mais lorsque vous avez des milliers, voire des centaines de données, vous ne pouvez pas chaque fois remplacer donc les valeurs qui sont ici. Donc, je vous conseille vivement de prendre la première méthode et comme ça, vous pouvez donc trouver votre solution. Alors, déjà, en voyant ces deux exercices, vous allez encore compléter déjà à ce que vous avez sur les fonctions texte. Dans cet exercice, il va être question donc de voir les fonctions conditionnelles, les fonctions rangs, les fonctions moyennes. Ici, nous avons donc des données reliées donc à une école, à une classe. Nous avons des élèves, donc leur nom et leur prénom, leur sexe, mais aussi donc les différentes notes obtenues dans les différentes matières. Ici, comme consigne, nous avons donc de calculer la moyenne de chaque élève, de déterminer le rang de chaque élève, de trouver donc la moyenne de la classe selon le sexe. Et ici, donc, on souhaite aussi récompenser les élèves de sexe féminin dont la note est ici supérieure, d'accord? On va dire dans la note est supérieure ou égale à 19 en mathématiques. Alors, de déterminer aussi la moyenne des élèves de sexe féminin dont la note en mathématiques est supérieure ou égale à 19. Et enfin, donc, on accordera une bourse d'études aux élèves dans le sexe féminin.
de sexe féminin qui ont une note supérieure à 17 et au moins 13 de moyenne. Donc déjà avec ça, on va voir comment faut-il faire. Alors on va calculer la moyenne de chaque élève. On va venir, donc moyenne de données ici, égale moyenne. Ici, donc, nous n'avons pas une moyenne coefficient, nous avons une moyenne simple. Donc, la moyenne simple ici, le coefficient égale 1. Donc, on va venir à ce niveau. Vous êtes là, vous sélectionnez, vous faites juste 2 points. D'accord? On va donc à l'EPS, voilà. Et donc, on rentre la moyenne. On vient ici, donc, on peut faire un double clic. Alors, c'est fait. On va maintenant calculer le rang. Alors, le rang, vous avez donc la fonction ici, rang. D'accord? On va faire rang comme ceci. Voilà. Et donc, nous avons le nombre. Alors, le nombre, c'est la moyenne, ici. Et donc, nous avons la référence. La référence est tout simplement la plage où se situent les moyennes. Donc, chez nous, ici, ça fait de K8 à, on va voir, hein, de K8 à, voilà, ça fait à K37. Alors, l'ordre ici, vous avez donc deux types d'ordre, décroissant ou croissant. Donc, on va prendre 0. Vous pouvez ou ne pas mettre cet argument-là, la moyenne marchera très bien. Alors là, nous allons valider ici pour voir ce que ça donne. Eh bien, on voit qu'il est 29e ici. Alors, pour ne pas que nous puissions avoir de problème par la suite, parce que nous allons incrémenter, il va falloir qu'on puisse donc figer les données ici. Donc, on est là. On est là, on va figer les données comme ceci. On valide et on vient ici, on va faire un double clic. Et là, en faisant un double clic, hein, on voit finalement ceux qui sont en bas ici, ils prennent directement leur ordre. Alors là, ce que nous allons faire, on va compléter quelque chose. On va donc mettre premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc, pour cela, on va dire, on va venir ici, on va copier la fonction rang, CTRL-C, on va dire, CTRL-Z, on va dire, donc, on va venir ici au niveau de la barre des formules, on va dire si le rang est égal à 1, alors, il faut donc écrire le rang et ajouter ER. Sinon, si ce n'est pas vérifié à cette condition-là, alors on aura donc le rang et il faut ajouter, on va faire ceci, IM. Comme ça fera IM. Donc on a ceci, on ferme bien les accolades, on ferme et on valide. Donc là, ça fait 29e. On va venir ici, on va faire un double clic. Et là, finalement, nous avons le premier. D'accord? Vous avez déjà les données qui sont ici. Alors, maintenant, là, on a calculé la moyenne, on a calculé le rang. Hein. On va revenir au niveau de consigne pour voir quelle est la question suivante. On va donc dire, quelle est la moyenne de la classe selon le sexe? Alors, on va revenir ici, moyenne de la classe selon le sexe. Donc, on va faire donc égal moyenne, une moyenne conditionnelle. Donc, on a moyenne ici, d'accord? On a donc la plage ici, donc la plage où nous avons le critère. Donc, c'est de là jusqu'à, donc nous avons B37. B37 ici, vous sélectionnez. Et donc, vous avez point virgule, le critère. Qu'est-ce qui répond au critère? Le critère ici, c'est le sexe. D'accord? Donc, on va maintenant dire la plage des moyennes, c'est laquelle? C'est ici où se trouve la moyenne. Donc, ça fait K37. Vous avez sélectionné comme ceci. Hein. Alors là, on valide. On va voir le nombre trop important d'arguments. Et bien là, nous avons fait une petite erreur. On va venir ici. Ça fait donc 2 points. Et là, on lâche. Alors, la moyenne ici, selon le sexe féminin, c'est fait 11,84. Alors, selon le sexe masculin ici, hein, si on prend, donc, on va d'abord figer cette cellule-là. On va figer. On va venir aussi à ce niveau. Hein, on va figer aussi. D'accord? Voilà. Et donc là, on peut venir, donc, voilà. Là, nous avons donc la moyenne des garçons, hein, ici. Et là, nous avons la moyenne des filles, là. Alors, ce qui est très intéressant ici à savoir, c'est que la fonction moyenne ci calcule donc la moyenne selon un certain critère. Et il a 3 arguments. Plage, la plage où se trouve donc le critère, hein, le critère lui-même, et ensuite la plage de moyenne. Maintenant, nous allons donc passer à la question suivante. On nous dit donc, on souhaite récompenser les élèves de sexe féminin dont la note est supérieure ou égale à 19 en mathématiques. Donc maintenant on dit, détermine la moyenne des élèves de sexe féminin dont la note en mathématiques est supérieure ou égale à 19. Alors
là, nous avons déjà plusieurs critères. Ça fait déjà 2 critères. Donc, on va, pour ce faire, comment nous allons faire ça? On va venir ici. On va donc venir, on va dire moyenne. Moyenne. D'accord? On va donc, plage de la moyenne, c'est plage moyenne, c'est cette plage-là. Hein. On va venir ici. Alors, bah, 2 points encore, ça fait K37. D'accord, nous sommes là. On reste bien ici. Hein. Alors, plage critère 1. Alors, plage critère 1, nous sommes là. On dit que ce sont donc des filles. D'accord? Ce sont des filles. Donc, on dit sexe, c'est fait F, le critère. Alors, le critère, ça fait F. Finalement, ici, on dit donc mathématiques. En mathématiques, ils doivent avoir une note. Donc, je suis ici, hein, mathématiques. 2 points, donc je suis là. Et ça fait 37. On a dit qu'en mathématiques, ils doivent avoir une note supérieure à 19. Ça, on va valider et voir ce que ça donne. On remarque une erreur de division ici à ce niveau. Vous allez voir donc ici, nous avons un div bar 0 ici. Hein. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a une erreur qui est renvoyée en fait. Alors cette erreur est due au fait que l'argument que nous avons entré, il y a un argument ici qui ne respecte pas en fait la fonction, les contenus de la fonction. Donc nous avons inséré des filtres ici, nous allons voir si on essaie de trier donc par sexe ici, on va voir donc le sexe, on va laisser le sexe féminin ici pour voir. Hein. On va voir donc au niveau de mathématiques ici, aucune fille n'a une note supérieure ou égale à 19. Donc c'est normal, raison pour laquelle nous avons donc cette erreur-là. Si on veut corriger ça, donc on peut venir ici, hein, si on change de valeur, on va mettre 17 par exemple. On voit que 17 ça marche parce que déjà vous voyez qu'il y a des filles qui ont une note supérieure ou égale à 17. Donc, alors on va faire CTRL Z. Étant donné qu'on a cette erreur qui s'affiche là, on va masquer l'erreur en mettant une fonction si erreur. Alors si on a une erreur, on va donc chercher la valeur, mettre la valeur d'erreur. La valeur d'erreur, on va prendre 0. Alors on va prendre 0 ici en ferme. Et c'est bon. Ça veut dire qu'en finalement, ça fait 0 de moyenne. Alors on passe ici au niveau de consigne. Hein. On va donc trouver la bourse. On accordera la bourse d'études aux élèves de sexe féminin qui ont une note supérieure à 17 en histoire géo et au moins 13 de moyenne. Donc, on va prendre ceci, on va dire donc si et comme ceci, hein, on va dire la note en histoire géo est supérieure ou égale à 17 et que en fait, la moyenne est supérieure à 13, la moyenne doit être supérieure à 13 et aussi, ils doivent être de sexe féminin. Donc, ils doivent être de sexe féminin. Alors, si les 3 conditions-là sont respectées ici, on va dire donc bourse accordée. Donc, on va dire ici, voilà, je reviens, bourse accordée. Sinon, on va dire pas de bourse. Sinon, pas de bourse. Hein. Voilà, sinon, pas de bourse. Alors là, je pense que c'est fait, on va valider. Et bien là, maintenant, on va venir ici et faire un double-clic. Donc déjà, de cette façon-là, vous pouvez voir comment est-ce qu'on a pu résoudre notre exercice. Hein. Vous pouvez à présent venir ici et supprimer tous les filtres. Donc on va dire, on va effacer les filtres, on a filtré à ce niveau. On va venir donc effacer les filtres. Voilà. Donc voilà, on va revenir ici. Hein. C'est normal, les filtres ne sont pas appliqués. Donc on va venir et faire double-clic. Et double-clic, on incrémente partout. Voilà, donc là, je pense que c'est fait. Hein. Vous pouvez donc voir, on a le résultat final. Donc avec cet exercice, déjà, vous avez vu comment on a utilisé la fonction moyenne, la fonction conditionnelle aussi. Hein. Et donc, vous pouvez vous exercer encore sur cette vidéo jusqu'à ce que vous ayez bien compris les notions. Nous allons voir comment utiliser les graphiques de Sparkline sur une feuille de calcul Excel. Alors, l'un des graphiques les plus utilisés en Microsoft Excel, c'est le graphique de Sparkline. Alors, il vous permet ici donc de faire une représentation d'une certaine tendance. Par exemple, avec nos données ici, nous avons donc la répartition ici donc du chiffre d'affaires d'un pays, hein, d'un certain pays, ou bien d'une entreprise
Alors ici, nous avons donc le premier trimestre, le deuxième et le troisième. Alors on aimerait avoir une représentation de ces données-là. On va insérer donc un graphique de Sparkline. Pour cela, on va donc dans Insertion. Eh bien, Insertion, ici vous avez Graphique Sparkline. Donc vous avez trois types de graphiques Sparkline. Le premier donc c'est courbe, deuxième histogramme et troisième donc conclusion et perte. Alors ici, pour insérer un graphique, on sélectionne d'abord donc cette cellule-là. Voilà, vous avez ici courbe. Ici, par exemple, eh bien, vous avez plage de données. Alors, les données ici, vous pouvez par exemple prendre cette plage-là et ainsi, automatiquement, il va mettre la représentation ici. Là, nous l'avons fait donc pour un seul pays. C'est possible aussi de le faire donc sur plusieurs pays. Alors, pour cela, soit vous venez ici pour incrémenter, simplement, hein, ou donc on va faire CTRL Z, on va annuler. Et bien là, on sélectionne toute cette plage-là, comme ceci, insertion, courbe. Et bien là, maintenant, la plage, on prend toute cette plage-là. Et bien, on fait OK. Et là, automatiquement, c'est fait. Alors, vous allez voir ici, en fait, nous avons une tendance. Vous voyez ici, en fait, ici, nous avons donc le chiffre d'affaires qui est ici. D'accord? À 175 millions. Et bien, il monte à 510 millions. Et bien, il descend à 15. Vous allez voir ici, donc là, finalement, on a une interprétation. Alors, donc, nous avons donc la possibilité donc de pouvoir afficher, par exemple, les points hauts. Ici, on peut afficher les points hauts pour savoir, voilà, par exemple, dans chaque pays, quels sont les points hauts. Ici, par exemple, ici, au Togo, ici, le point haut, eh bien, c'est 35 millions. En Libye, ici, eh bien, c'est 23 millions 800 000. Alors, vous avez aussi donc la possibilité d'afficher les points bas, d'accord, comme ceci, ou encore donc des points négatifs. Bon, nous n'en avons pas. Alors, vous avez par exemple la possibilité de mettre des marques à tous les points. Eh bien, c'est possible. Ou encore donc de mettre juste les derniers points ou les premiers points. Alors donc ici, dans afficher, ici vous avez l'affichage ici donc des graphiques. Aussi vous avez le style. Alors le style ici, si vous cliquez par exemple, vous avez plusieurs styles hein, par rapport à vos besoins. Il va se personnaliser automatiquement. Vous avez aussi donc les couleurs ici. Si vous souhaitez donc avoir d'autres couleurs, là, ça dépend juste du style que vous souhaitez avoir. Alors, vous avez donc, je vous ai parlé de l'histogramme et de conclusion de perte. Alors, on peut donc remplacer ici donc la courbe par des histogrammes. Si on clique, eh bien automatiquement il convertit donc en histogramme, hein, tout simplement. Ou encore conclusion de perte et perte. Donc voilà, c'est ça. Et ici on voit en fait, on ne voit pas trop d'impact par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Donc le mieux c'est de remettre donc avec la courbe. Eh bien, vous avez aussi donc ici axe. Alors axe ici, hein, vous avez d'abord type de l'axe général. Alors, si vous avez les dates par exemple, vous pouvez mettre ce type-là. Et bien là, vous avez donc les valeurs minimales. D'accord? Donc ici, par exemple, si on clique comme ça, et bien là, on a dit identique pour tous les graphiques de Sparkline. Et bien, on va remettre le paramètre par défaut automatiquement. Et bien donc là, vous pouvez, en fait, si vous voulez faire une analyse beaucoup plus avancée, vous pouvez donc utiliser les options des axes ici. Mais le mieux, c'est donc de laisser ça de façon simple comme ça. Alors, vous avez aussi la possibilité donc de dissocier. Voilà, on a dissocié les uns après les uns et les autres. Donc, on peut par exemple les déplacer sans problème, hein, c'est faisable. Donc, on va faire CTRL Z pour les associer. Ou on peut donc ici les supprimer. Voilà, par exemple, on peut supprimer ce qui est sélectionné. Ou encore là, on peut tout supprimer. Voilà. Alors, ça, c'est les possibilités que vous avez avec donc les graphiques de Sparkline. Alors ici, vous pouvez soit modifier les données directement. Donc ici, on peut modifier les données sur les plages. Hein. C'est faisable. Donc, je vous laisse encore revoir la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser. Merci. Nous abordons à présent la dernière partie de notre formation. Il s'agit donc de la mise en page sur Microsoft Office Excel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier le thème, insérer une image ou encore supprimer une image. Alors ici, l'image bien renvoie à l'arrière-plan. Alors, lorsque vous avez fait vos mises en forme, vous avez saisi vos données et fait vos mises en forme, vous pouvez toutefois modifier le thème. Alors, lorsque vous modifiez le thème, ces modifications sont d'ordre général. Ils s'appliquent donc sur toute la feuille.
Ici, par exemple, nous avons fait un formulaire que nous avons saisi comme cela. On a mis diverses couleurs. Alors, on va venir ici au niveau de l'onglet mise en page. Vous avez le groupe thème et vous avez ici thème. Alors, sur thème, lorsqu'on clique sur thème ici, de base, vous avez le thème Office. Alors, vous pouvez venir ici pour choisir les différents thèmes. Lorsque vous choisissez les thèmes, alors vous allez constater que même la police va changer et aussi donc la couleur, les mises en forme vont changer. On va, voilà, changer le thème en thème. Vous allez voir hein, ici, vous avez donc la possibilité de venir ici et de prendre un autre thème. Alors, c'est de cette façon que vous pouvez modifier, personnaliser encore votre thème. Ici, vous pouvez venir au niveau donc de recherche de thème si vous voulez chercher le thème donc sur votre PC. On va faire annuler pour le coup. Hein. Et ici aussi, vous avez couleurs. Alors, les couleurs, si vous ne souhaitez pas modifier la police, vous souhaitez juste modifier la couleur, vous venez ici, vous cliquez donc sur couleurs et vous avez les différentes couleurs qui sont ici. Alors l'effet ici s'applique uniquement sur les couleurs et non sur la police. Donc vous choisissez celle qui vous convient. On peut prendre par exemple ceci. Voilà. Et donc au niveau donc de la police, on va venir ici et venir prendre une police, par exemple Calibri. Oui, on va prendre du Arial, on va prendre peut-être du Corbel ou encore voilà, on va prendre du Franklin Gothic. Donc, vous avez ici toutes les polices hein, que vous pouvez donc choisir, personnaliser. Vous pouvez même aussi venir ici pour donc personnaliser les polices comme ceci et donc choisir une certaine police. Vous allez voir ici un aperçu. Voilà. Alors, lorsque vous utilisez une charte graphique, comme je l'ai dit au début, hein, vous avez vos propres polices, vous avez vos propres styles, vos propres couleurs de thème. Hein. Vous pouvez les insérer donc après avoir fait un travail, après avoir fait une saisie, après avoir fait vos calculs. Vous pouvez venir ici donc pour donner un aspect assez cohérent, assez unique donc à toutes vos cellules, à toutes vos mises en forme. Donc, vous pouvez venir ici, vous choisissez la police, on va prendre cette police-là, et vous avez ici la police du corps. Alors, ça, c'est la police du titre, d'accord? Nous avons donc Kokila. La police du corps, ici, on peut prendre, ben, on va prendre cette police-là. D'accord? Et vous avez ici donc le nom personnalisé 1. Nous, on peut venir, par exemple, mettre, eh bien, ma police. On va venir sur ma police, ici, on va faire enregistrer. Eh bien, ma police a été enregistrée. Voilà, vous allez voir, hein. Voilà comment ça donne. Et bien, donc, on va faire CTRL-Z pour annuler la police. Sinon, vous venez au niveau de police ici, vous allez voir ma police, il est là. Alors, nous allons voir dans un deuxième temps maintenant comment insérer une image en arrière-plan. Alors, vous avez ici dans le groupe mise en page, arrière-plan. On clique donc sur arrière-plan et donc là, si vous êtes hors connexion, vous allez venir ici travailler hors connexion. Alors, il vous renvoie sur votre ordinateur, vous allez définir pour choisir une image. On va venir ici chez nous, et bien on va prendre image, voilà, on va prendre une image d'arrière-plan, on va prendre cette image-là, voilà, on va dire bien cette image-là. Alors, l'image ici, il est en arrière-plan. Voilà. Vous pouvez donc venir ici au niveau de affichage, hein, on va enlever les quadrillages comme ceci. Eh bien, vous avez vu, l'image s'est insérée ici automatiquement. Donc, vous pouvez le faire aussi pour vos personnalisations. Hein. Voilà. Donc, si on veut enlever l'image, on va revenir ici au niveau donc, de mise en page. On a supprimé l'arrière-plan. Et là, nous n'avons plus l'arrière-plan. On va remettre ici nos quadrillages. Donc, avec cette façon-là, vous avez donc la possibilité de modifier vos thèmes, d'ajouter un arrière-plan ou encore supprimer un arrière-plan. Dans cette vidéo, nous allons voir les options de feuille de calcul et aussi donc organiser les éléments. Alors, lorsque nous souhaitons donc imprimer nos éléments, on peut les imprimer donc sans les en-têtes ici et les quadrillages. Par exemple, si on fait CTRL-P pour avoir un aperçu, on se rend compte ici que nous n'avons pas de quadrillage et nous n'avons pas aussi les en-têtes. Maintenant, si nous souhaitons donc ajouter les en-têtes ici et encore les quadrillages, donc on va faire échappe. On va venir ici à ce niveau option de la feuille de calcul. Vous avez ici donc quadrillages, ils sont affichés, on met imprimer. Voilà. Et ici en tête, ils sont affichés. On va mettre ici aussi imprimer. Vous faites CTRL-P pour avoir un aperçu. Et là, vous voyez ici, on va donc imprimer les en-têtes et donc aussi les quadrillages.
Alors, si vous ne souhaitez pas cela, vous allez revenir ici et venir donc décocher comme ceci. Ici, on fait encore CTRL P pour un aperçu. On voit ici, on n'a plus de quadrillage, on n'a plus d'entête aussi. Donc, on va faire échappe. Vous avez aussi ici organisé. Alors, organiser ici renvoie aux différentes formes que vous avez mis dans votre feuille de calcul. Ici, par exemple, chez nous, nous avons fait, ça c'est une forme, ceci est une forme. Vous allez aussi voir là, ici, en bas aussi, nous avons mis une forme ici. Alors, lorsque vous venez ici au niveau donc de organiser, vous avez avancé, vous avez reculé. Alors ici, si je prends ceci, je vais augmenter comme ceci. Voilà, je suis là. Et là, il est en dessous donc de ceci. Vous allez voir donc ce trait-là est en dessous de ce trait-là. Alors, ceci, nous allons le reculer. On va venir ici, on va cliquer donc sur, voilà, on va dire arrière-plan, voilà. Et l'autre ici passe au premier plan. Donc, ceci, si on veut, par exemple, donc on va avancer ceci, on va dire, venir ici, on va dire donc avancer, premier plan. Voilà, l'autre ici est donc au second plan. Alors, donc, avec ces deux outils-là, vous avez la possibilité donc d'avancer une forme ou de la reculer. Donc, c'est-à-dire la mettre soit en arrière-plan, soit au premier plan. Aussi, vous avez ici donc le volet de navigation. Alors, volet de navigation ici, si on clique là, le volet de navigation. Ici, vous avez finalement tous les rectangles que vous avez mis. Ici, on fait ceci, vous allez voir, le rectangle arrondi 5 ici donc n'est plus visible. Si on vient ici, eh bien le rectangle il est visible. Si on clique ici, eh bien ce rectangle là n'est pas visible, c'est un connecteur. Alors, pour quel intérêt on fait ceci? Eh bien pour l'intérêt tout simplement, si vous voulez faire des impressions, vous pouvez peut-être ne pas vouloir insérer d'autres rectangles. Par exemple, si vous voulez mettre une certaine forme ici, mais vous ne souhaitez pas que cette forme puisse apparaître. Par exemple, on va venir ici, on va masquer ça, on va faire CTRL P, et lors de l'impression, la forme là ne va pas apparaître. On va faire échappe, on va revenir ici pour afficher, et vous allez voir en fait cette forme là est là. CTRL P, aperçu, et bien, il est présent. Alors ici, vous avez la possibilité donc d'avancer ou de reculer. On va venir là, on va avancer comme ceci ou encore reculer comme là. C'est ce qu'on appelle donc faire un volet de sélection. Alors aussi, ici, vous avez donc aligné. Alors aligner ici, lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments, on va sélectionner ceci, contrôle, sélectionner ceci, et nous avons ici aligné, et bien nous avons centré, aligné en haut, aligné au milieu, aligné en bas. On va faire aligner en haut, et bien c'est aligné en haut. On va venir ici, on va dire aligné en bas, et bien c'est aligné en bas. Vous ne voyez pas l'effet, mais et pourtant l'effet est bien appliqué. Alors ici aussi, si vous sélectionnez plusieurs éléments, vous avez la possibilité donc de grouper les éléments et ils vont devenir un seul élément. Regardez, ces deux-là sont sélectionnés ici. Regardez au niveau de la sélection, ils sont bien sélectionnés, on va les grouper. Eh bien, ils sont groupés ici. Le groupe 7 apparaît, les deux éléments sont groupés ici. Alors vous avez aussi la possibilité donc de faire une rotation, venir ici et faire une rotation. Voilà, on va prendre cette rotation-là. Voilà, vous avez vu ici, l'élément a été bien fait, voilà, comme ceci. Donc, on a fait une rotation. Alors, donc, avec cette façon-là, vous pouvez donc organiser vos éléments. Si vous souhaitez que d'autres formes ne puissent pas apparaître, vous voulez renommer encore vos formes ici pour une meilleure impression. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un en-tête ou un pied de page. Alors ici, lorsque nous avons donc changé l'orientation ici, la présentation de notre feuille de calcul, ici vous avez donc ajouté un en-tête. On peut venir ici et donc ici vous avez les différentes options. Alors Excel par défaut déjà il partitionne ça en 3 blocs. Le premier bloc ici vous pouvez ajouter un élément ici, faites toujours partie de l'en-tête. Le second bloc aussi et le troisième bloc. En bas ici, si on défile vers le bas, vous avez ici aussi à ce niveau, vous avez donc pied de page. Ici, vous avez ce premier élément-là de pied de page. Le deuxième élément de pied de page ici. Alors, vous avez aussi donc un troisième élément ici donc de pied de page. Alors, je vais monter ici pour mieux vous expliquer. Alors, au niveau d'en-tête ici, pour ajouter une en-tête, il suffit tout simplement donc de cliquer ici sur en-tête. Vous avez création. Et là, vous avez en-tête et pied de page. Alors, par défaut ici sur en-tête, vous avez donc un format qu'il vous donne. Les formats, c'est quoi? Vous allez voir ici, vous pouvez, par défaut, c'est aucun. Sinon, vous pouvez mettre ici, par exemple, on va mettre formulaire d'inscription ici.
voilà, qui est le nom de la feuille. Ici, vous avez confidentiel. Ici, vous avez page 1. Eh bien, confidentiel, ici, on renvoie donc à, on va venir ici, anglais, confidentiel. Eh bien, vous avez page. Page, ici, confidentiel. Alors, on va revenir ici au niveau donc de création, on va dire en tête. Eh bien, nous allons prendre, voilà, par exemple, ici, juste formulaire d'inscription et page. Donc, le nom de la feuille ici, et nous avons mis page ici. Alors, on va revenir et venir création en tête et donc prendre un format qu'il vous faut. Par exemple, vous pouvez mettre ici, par exemple, le lien. Pourquoi pas? On va sélectionner ça. Et ici, on a inséré donc le lien. Voilà. Vous avez ici, par exemple, on va revenir là et création. Eh bien, on va dire aucun pour nous. Voilà. On va prendre ceci. Voilà. Au final, on prend ceci. Ici, vous avez donc la page, le numéro de page. Vous avez aussi donc le nom de la feuille. Ensuite, vous avez aussi la possibilité donc d'insérer votre pied de page. Vous sélectionnez ici, on va venir au niveau de pied de page. On va venir ici, voilà, on va sélectionner et création, pied de page. On peut prendre donc par exemple ici, on va dire bien le nom du classeur. On va mettre le nom du classeur ici. Vous avez vu, on avait personnalisé ici notre pied de page. Hein. La personnalisation donc est partie et a laissé la place donc à la mise en page ici. Donc, de cette façon-là, vous pouvez donc ajouter vos en-têtes et encore vos pieds de page. Dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser vous-même votre propre en-tête. Au lieu de prendre un style déjà qui est prédéfini, vous allez vous-même le faire. Alors, vous venez ici au niveau donc d'ajouter une en-tête. Comme d'habitude, hein, on vient sélectionner là. On a sélectionné le premier cadre ici. Hein. On va venir dans création. Vous avez ici éléments en en-tête et pieds de page. Alors, ici, vous pouvez ajouter le numéro de page. Là, vous cliquez tout simplement. Vous allez voir ici, hein, vous avez donc ceci qui apparaît. Et vous venez ici, par exemple, on va insérer le nombre de pages. Ici, on va dire, par exemple, nombre de pages. Et vous voyez si le nombre de pages apparaît. Vous venez ici et vous allez donc insérer, par exemple, la date actuelle et date. Donc, vous êtes là. À l'impression, vous aurez ici donc la page, le nombre de pages. Et ici, vous aurez, voilà, la date. Alors, vous pouvez modifier ici, par exemple, on va mettre le nom du fichier. Bien, on est là. Et vous avez donc le numéro de page, le nom du fichier. Vous avez la date ici. Donc là, vous avez modifié ici votre en-tête. Alors, ici au niveau de 1, vous pouvez venir ici et donc insérer par exemple une image. On va travailler hors connexion. On va prendre cette image-là, ok? Et l'image a été insérée. On va faire ceci. Eh bien, vous avez vu ici, on a une image. CTRL P. Donc, pour l'aperçu, hein, l'image a été insérée. Alors, s'il a débordé ici, c'est parce que la dimension de l'image ne convient pas. La taille de l'image ici n'est pas une taille adéquate. Vous devez trouver une image de petite taille pour que ça puisse rester ici dans ce cadre. On va faire échappe ici. Et donc, ici, on va revenir, hein, on va effacer donc image. Voilà, on va entrer et image est partie. Alors, vous pouvez donc venir ici dans création, par exemple, mettre le chemin, mettre l'heure, ou bien mettre encore le nom de la feuille. Alors là, ça dépend de vous. Vous avez ici, par exemple, en en-tête aussi, on va faire la même chose pour le pied de page. On va venir ici, voilà. Nous avons ici donc pied de page, on va cliquer là, personnaliser, on va mettre ici, on va dire, eh bien, le chemin d'accès à ce niveau. Voilà, chemin d'accès est fiché. Donc, on va juste dire chemin d'accès. Voilà. Et bien ici, on a donc le chemin d'accès. Là, je vais venir pour effacer, pour que vous puissiez mieux voir. Ici, on a donc chemin d'accès. Voilà. Ici, donc, avec cette façon-là, vous modifiez vous-même là où vous voulez vos emplacements. Vous venez, vous ajoutez tout simplement ces éléments qui sont ici. Si vous souhaitez aussi donc atteindre l'en-tête en étant ici au pied de page, au lieu de venir encore ici, vous faites juste atteindre l'en-tête, vous êtes à l'en-tête. Atteindre le pied de page, vous passez au pied de page. Ça vous fait gagner énormément en temps. Enfin, vous avez ici aussi donc les éléments. Je vais revenir ici à ce niveau. Voilà, je vais revenir ici. Et vous avez les éléments ici donc de premières pages différentes, des pages paires, impaires différentes. Alors ici, vous pouvez mettre à l'échelle le document. Vous pouvez ne pas, donc aligner sur les marges. On aligne sur les marges. Donc là, ces options-là sont reliées automatiquement aux en-têtes et aux pieds de page. À ne pas oublier. Revoyez la vidéo si vous n'avez pas compris.
Essayez donc de prendre les exercices et pratiquer là-dessus pour que vous puissiez comprendre ces notions donc en tête et pied de page. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'impression. Alors, lorsque vous avez fini de faire vos mises en page, vous appuyez CTRL P, vous arrivez sur cette interface-là. Vous avez votre aperçu avant l'impression. Ici, vous avez imprimé. Donc, imprimer ici. D'abord, l'imprimante. Vous devez sélectionner une imprimante. Donc, si déjà l'imprimante est sélectionnée, vous la sélectionnez, elle est prête ici. Vous avez ici donc le nombre de copies. Vous pouvez prendre une copie, deux copies, trois copies. Ça dépend donc du nombre de copies que vous souhaitez faire. Alors, ici, vous avez les paramètres. Les paramètres ici, c'est les imprimer les feuilles actives ou bien imprimer le classeur entier, imprimer la sélection. Alors, imprimer la sélection, si on clique sur imprimer la sélection, vous voyez ici, hein, afficher l'aperçu avant l'impression. Ça, c'est la sélection que nous avons. Si vous voulez voir, vérifier, vous venez ici, vous allez voir, c'est ce que nous avons sélectionné à ce niveau. Donc, on va faire CTRL P. Et bien, vous avez ici donc imprimer le classeur entier. On va faire aperçu. Et bien là, nous avons donc le classeur en entier. Hein. Vous avez ici donc imprimé aussi les feuilles actives. Donc, les feuilles actives, c'est la feuille là. Alors, le classeur en entier, je vais revenir ici pour faire une précision. Vous avez donc cette première feuille là. Vous avez la deuxième feuille, celle-ci qui était vide. Hein, et vous avez ici donc la troisième feuille qui était celle-là. Donc, nous, on ne veut pas ça. On va venir ici, on va dire imprimer les feuilles actives. Voilà, donc vous avez une seule feuille ici. Alors, vous pouvez aussi, si vous avez plusieurs feuilles, vous pouvez venir ici prendre, par exemple, la page de 1, par exemple, à 3. Donc, il va imprimer uniquement les pages de 1 à 3. Vous pouvez venir ici commencer, par exemple, de 2 à 3. Vous avez aussi assembler. Alors, assembler ici, si vous voulez donc assembler les pages, ou ne pas les assembler, non assembler. Alors, de base, on va les laisser sur assembler comme ceci. Et puis, là, vous avez donc orientation de page qui se rapporte à ce que nous avons fait ici dans l'onglet donc mise en page ici, orientation, là. Alors, CTRL P, vous êtes ici. Vous avez donc aussi ici le format, hein, par exemple A4, A5 et A3. Donc, on va prendre A3 ici, vous allez voir comment ça va donner. Et bien, A3, ça donne ceci. On va repartir sur du A4. Alors, ici c'est les paramètres que nous avons personnalisés. Hein. Vous avez vu comment nous avons fait. Alors ici, vous avez enfin donc les mises à échelle. Vous avez ajusté par exemple la feuille et la marge. Vous avez ici donc ajusté comme ceci. Vous avez ici donc ajusté tout. Alors, par défaut ici, on va mettre pas de mise à l'échelle, donc on va laisser comme ceci. Alors, déjà, ce sont les options d'impression. Lorsque vous avez relié votre imprimante à votre ordinateur, avec toutes ces options-là, vous avez donc la possibilité de faire vos impressions. Revoyez la vidéo, connectez-vous à une imprimante et essayez donc de faire cela. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier les marges, l'orientation et encore faire une mise à l'échelle. Alors, lorsque vous travaillez sur Microsoft Office Excel, il se peut que vous puissiez donc imprimer vos données à un certain moment. Et donc, il faut savoir comment imprimer les données, donc les outils qu'il faut utiliser, hein, par exemple, donc les groupes, les onglets qui vous permettent de le faire. Ici, nous allons utiliser donc l'onglet mise en page. Dans le groupe mise en page ici, vous avez donc les différentes commandes ici. Vous avez donc les marges, orientation, taille et ici. Vous avez aussi zone d'impression. Alors, ici dans marge ici renvoie aux différentes marges que nous avons ici. Alors, pour mieux le voir, vous allez venir à ce niveau, changer donc le mode d'affichage de votre classeur. Ici maintenant, donc, on veut insérer les marges, vous avez ici. Par défaut, ce sont des marges normales. Vous pouvez venir ici pour prendre des marges larges. Vous allez voir, lorsqu'on prend des marges larges, et regardez ici, ça s'est redimensionné de ce côté-là. Vous avez aussi donc ici la possibilité de prendre des marges étroites. Voilà, si vous souhaitez donc gagner beaucoup plus d'espace en matière de marge ici. Vous pouvez donc revenir ici et venir donc personnaliser vos marges. Alors, donc personnaliser vos marges ici, vous avez la possibilité donc de personnaliser vos marges du haut en bas, de la gauche vers la droite. Ici, par exemple, à droite, c'est 0,6. On peut venir et, par exemple, là, on va augmenter. Voilà, on peut venir et augmenter donc la marge. Ici, nous sommes à ce niveau. Eh bien, on va venir, par exemple, là, à 4,6. D'accord? On peut venir ici à gauche aussi, augmenter. Voilà. On peut venir ici au niveau de haut aussi, augmenter. Voilà.
et venir ici au niveau de bas aussi et par exemple augmenter. On va faire aperçu pour voir. Alors, on a aperçu. Vous voyez ici ce que nous avons fait parce que nous avons augmenté en désordre. Alors, on va faire ici, hein, donc on va faire CTRL-Z pour retourner à l'initial. Et là, on va revenir ici pour essayer de voir ce que nous avons bien. Marge, on va dire normale. Tout simplement, on a les marges normales ici. Alors, ici, nous allons voir comment changer l'orientation de votre feuille. Pour changer l'orientation de votre feuille, vous venez ici, vous avez deux orientations, portrait et paysage. Alors, ici, portrait, ça s'affiche ici en portrait. Paysage ici, hein, je vais voir ici, et nous aurons un aperçu donc en paysage. Pour avoir l'aperçu, vous faites juste CTRL-P ici et vous voyez le résultat final que vous aurez. Donc là, c'est un portrait. Alors, je vais revenir ici, je vais le mettre en paysage pour voir. Et bien là, j'ai en paysage. Donc, enfin, vous avez aussi donc la taille. Ici, la taille, vous pouvez prendre les différents types de formats. A4, du A5, du A3, même du B4. Hein. Ça dépend encore de ce que vous voulez obtenir au final. Donc, ici, par exemple, selon les dimensions que vous avez prédéfinies, hein, vous pouvez venir ici, par exemple, prendre du A3. Et Excel, automatiquement, il va agrandir ici la feuille en format A3. Donc, si on fait CTRL-P pour avoir un aperçu, ici, donc, nous avons ici un format type A3. On va faire échappe ici, donc, pour annuler. Et donc, vous pouvez aussi venir ici et donc, prendre une autre taille de papier. Voilà. Vous avez donc ici, vous mettez une taille ici, hein, par exemple, c'est A3. Vous êtes là, vous prenez par exemple, ici, c'est 600 ppp. D'accord? Voilà, vous mettez ici commencer à la numérotation au tout. Donc là, c'est par défaut. Voilà, pour ne pas que vous puissiez avoir des problèmes, il faut au moins prendre ici les tailles qui sont réglementées ici. Allez sur du A3, du A4 ou du A5, hein, ou encore donc tout autre format ici qui sont déjà prédéfinis. Toute autre dimension ici, autant pour moi. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez venir ici, autre taille de papier, hein, et venir donc personnaliser votre propre taille ici. Voilà, et donc ajuster, réduire comme il se doit. On va faire ici annuler. Donc, nous allons aussi voir donc la mise à échelle. Alors, la mise à échelle ici, c'est, vous avez ici la largeur de la page ici. Donc, la largeur, vous avez ici la hauteur. Alors, ici, là, par défaut, c'est automatique. Vous pouvez venir prendre ici, par exemple, 4 pages. Vous pouvez venir prendre ici, vous allez mettre, par exemple, 7 pages. Et vous pouvez venir ici, au niveau donc de automatique, prendre, par exemple, 4 pages. Alors, là, ça n'a aucun effet, c'est parce que nous n'avons que 2 pages à peine. Donc, nous n'avons pas plus de 2 pages. D'accord? Déjà, ici, nous n'avons qu'une seule page. Même, on va faire CTRL-P. Vous allez voir, hein, CTRL-P. Eh bien, ici, on n'a plus qu'une seule page. C'est parce que nous l'avons mis en A3. On va faire CTRL-Z. Si on remet ici en A4 ici, voilà. Vous allez voir ici, on a personnalisé donc nos marges et CTRL-P. On a voilà, on en a maintenant deux. On a deux feuilles ici. Je vais faire échappe pour sortir. Alors ici, par défaut, c'est sur automatique. Là, c'est sur automatique. L'échelle est à 100%, mais vous pouvez par exemple l'augmenter ou encore le réduire. On va prendre 80% ici. On va faire CTRL-P et vous avez ici l'aperçu, hein, il est donc 80%. On va faire CTRL-Z. Vous pouvez venir ici pour augmenter. Voilà, on va prendre ici, eh bien, 125, 130, eh bien, on va prendre, voilà, 165, 170, on va faire CTRL-P. Et ici, donc, on a agrandi. Donc, on va faire échappe. Donc, avec cette façon-là, vous avez la possibilité donc, de modifier vos marges, l'orientation, la taille, mais aussi de faire une mise à l'échelle. Dans cette vidéo, nous allons voir un cas pratique où nous allons faire une mise en page donc, en respectant les différents éléments que nous avons vus dans les vidéos précédentes. Ici, donc, on veut faire une mise en page donc, en portrait ici. Hein. Vous avez donc ici la feuille de calcul. Donc, vous êtes ici sur la première page. Alors, on va venir ici, mise en page. Et donc, on va déjà faire CTRL-P pour avoir un aperçu. Et bien, donc, on va faire échappe et revenir à ce niveau. On va ajouter un en-tête ici. On va dire, donc, création. Nous allons ici, nous allons mettre le nom du fichier. Voilà, on a le nom du fichier comme ceci.
Et nous allons donc venir là, on va atteindre le pied de page. Ici, on va mettre donc, le numéro de page. On met le numéro de page comme ceci. Et bien donc, atteindre la tête. Nous sommes là. Alors là, on va pouvoir modifier les marges. On va venir mise en page ici. Nous avons marge et on va dire, eh bien, les marges elles sont étroites. Eh bien, pourquoi étroites? Si on fait étroite comme ceci, eh bien, on voit ici, on n'a pas assez d'espace. Alors là, nous avons un problème. Le problème que nous avons, eh bien, se situe à ce niveau. Ce que nous allons faire, on va revenir donc ici. On peut revenir là où on peut rester ici pour changer. Vous allez voir marge étroite ici. C'est la même chose qui apparaît de l'autre côté. Donc, on peut revenir ici et venir faire marge personnalisée. Et donc, on va faire en sorte que cette distance-là soit la même que celle-ci. Donc, on va parler ici de l'équidistance. On va venir ici horizontalement. On va faire OK. Et on voit ici, c'est réglé. Alors, on va revenir ici. Voilà, on va essayer de voir. Eh bien, venir arrondir, par exemple ici, hein, on va agrandir. Et bien là, CTRL P, c'est agrandi. Alors, ici, vous avez de l'espace tout simplement parce que les éléments qui sont ici, nous n'avons rien saisi ici. Donc, si on vient ici, on insère, on va dire insérer. Voilà, on insère, on va faire CTRL P. Et on voit ici, voilà, c'est équidistant. Alors, vous avez vu même l'entête ici a vraiment respecté en fait tout le cadre que nous avons inséré. Déjà, avec ceci, vous pouvez imprimer facilement. Alors, nous allons voir encore un deuxième cas. On va faire échappe. On va venir ici sur liste de présence. Alors, on va faire CTRL P pour voir un aperçu. Ici, il est toujours en portrait. Alors, on va changer l'orientation. On va venir ici, orientation, on va le mettre en paysage. On a l'aperçu ici. Eh bien, en paysage, on va voir ici, il y a la direction ici qui est coupée. On va faire échappe. La direction est coupée. C'est normal. Regardez, vous avez aussi cet indicateur-là qui vous montre où est-ce que votre page est délimitée. Ici, chez nous, il est délimité ici. Donc, si on vient changer ici le mode d'affichage de notre classeur ici, voilà, vous avez vu ici, il est délimité à ce niveau. Donc, on va revenir chez nous ici, on va faire CTRL P. Eh bien, on va venir ici, marge, on va dire marge personnalisée. Eh bien, on va dire ici, voilà, on va dire horizontalement, hein, comme ceci, on va faire OK. Eh bien, la dimanche a été prise en compte. On va venir, on va sortir, on va venir à ce niveau ici, déplacer. On va faire CTRL Z, pourquoi pas. On va revenir, sélectionner donc d'ici jusque-là au niveau de total et essayer donc de redimensionner. Voilà, là c'est fait. On va faire CTRL P. Vous avez vu? Et bien là, on va faire échappe. On va encore redimensionner un tout petit peu. Voilà. Et un tout petit peu encore, comme ceci. Et bien là, on va voir CTRL P. Et bien, il s'est affiché ici sur une seule page ici. Alors, si vous voyez que là, ça n'apparaît pas complètement, totalement, hein, vous pouvez donc revenir ici en faisant échappe et venir par exemple changer cette dimension-là. Pourquoi pas? On va changer cette dimension comme ceci. Et ici, on peut venir augmenter total d'absence. Voilà, on va augmenter un tout petit peu. Total d'absence, on va faire un double clic. Voilà. Et vous avez vu ici, si on fait CTRL P, et bien là, tout est inséré de façon à ce que cette distance-là soit égale à cette distance-là et que la distance ici soit égale à la distance qui se trouve là. Enfin, vous pouvez donc mettre vos éléments. Par exemple, on va mettre une en-tête ici, on va mettre la date et l'heure. On va venir ici, on va mettre ici la date, création, on a la date. Ici, donc, nous avons l'heure, comme ceci. Et on va mettre donc un pied de page. On va venir ici, on va mettre le nom du fichier. Nom du fichier et CTRL P, notre aperçu ici, hein, CTRL P. Voilà, nous avons ici la date, nous avons l'heure, vous avez ici le nom du fichier et votre document est donc prêt à être imprimé. Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer un fichier Excel en PDF. Une fois que vous avez personnalisé votre fichier ici, vous avez ici donc enregistrer sous, d'accord? Vous sélectionnez enregistrer sous, vous sélectionnez l'emplacement. Chez moi, je vais sélectionner cet emplacement là. Ou bien, si ce n'est pas fait, vous pouvez revenir annuler ici. Vous sélectionnez, vous avez ici parcourir et vous allez parcourir ici vos emplacements. Alors, moi, je vais le laisser ici. Je vais venir ici au niveau donc de type. Par défaut, c'est XLSX. Alors, vous pouvez cliquer ici
vous allez dérouler ici la liste, hein, vous allez chercher PDF. On vient ici, vous avez PDF. Alors, sur PDF ici, vous avez donc les différentes options. Nom, auteur, si vous voulez déjà mettre l'auteur ici, vous pouvez supprimer ici hein, et mettre votre nom. Moi, je vais mettre, eh bien, Afrotech, comme ceci. Eh bien, c'est l'auteur. Alors, le mot-clé ici, vous pouvez mettre, par exemple, on va dire, eh bien, formation. Formation, ici, c'est le mot-clé. Alors, ici, vous avez ouvert le fichier après la publication, c'est-à-dire lorsque vous avez fini donc d'enregistrer sur le PDF, qu'il puisse ouvrir. Ensuite, là, vous avez optimisé pour standard, donc publication en ligne et impression, ou bien la taille minimale, uniquement pour la publication en ligne. Aussi, vous avez ici donc options. On peut cliquer ici sur options et vous avez ici des options donc de PDF qui sont, vous pouvez donc imprimer toutes les pages ici, ou bien les pages donc de 1 à 1, si vous en avez plusieurs, hein, de 1 à 2, de 1 à 3. Alors, ici, vous avez aussi contenu à publier, donc la sélection, les feuilles sélectionnées, ou bien le classeur entier. Vous avez ici donc ignoré les zones d'impression. Alors, par défaut, ici, si vous modifiez les options ici, si vous prenez par exemple classeur entier, il va enregistrer en PDF tout ce que vous avez mis sur votre classeur. Donc, tous les éléments que vous avez mis sur votre classeur. Alors, si vous mettez sélection, il va tout simplement enregistrer sous le format PDF la sélection que vous avez faite. Si vous mettez ici feuille sélectionnée, eh bien, ça sera uniquement la feuille sélectionnée. Nous allons mettre ici tout. D'accord? Vous avez ici donc OK. Et ici, vous avez donc outils aussi, hein, option web, option générique, compression. Donc, compression d'image. Nous, ici, donc, on va laisser comme ceci. On va venir ici. Vous pouvez aussi masquer les dossiers, hein, pour masquer les dossiers pour que ça ne puisse pas être visible. Donc, vous avez ici enregistrer. On va faire enregistrer. Nous allons attendre publication et on va attendre automatiquement. Et bien voilà, on va voir, il a ouvert ici comme ceci. Et donc, ici, vous avez finalement le fichier PDF que nous avons enregistré. Donc, vous pouvez aller dans votre emplacement et voir votre fichier PDF. Donc, avec cette façon-là, vous avez la possibilité là de pouvoir enregistrer vos classeurs Excel hein, en format donc PDF et pouvoir donc les partager.